abbiamo mandato ai collaboratori di gruppi di va fare le letti per piacere o alle letti di entrare nell'emiciclo, posto che ci manca 2 gruppi. Ogasimno, una di amica rispetta l'ordine di domande fatte e budate in commissione permanente organizzazionale. Abbiamo assai lavoro, come avete visto ci sono parecchi cartolari da bassa che sono assai cartolari amministrativi, non da di gatti, ma come l'affare abbiamo sempre assai tempo. Ciò l'avanza di maniera veloce perché altrimenti mi compie veramente tardi stasera. Allora, io penso che abbiamo cominciato. E a prima domanda a bocca, se l'esecutivo è d'accordo, Oggi Presidente. Saluto a tutti. Dunque, ma principia per la domanda a bocca d'un sofiono e sarà fatta da Cati Cognetti. Vi ringrazio, Madame la Présidente. Le 25 novembre 2024, notre Assemblée adoptait le PRIC, les pactes régionaux d'investissement dans les compétences, pour prendre le relais de celui qui s'est achevé le 31 décembre 2023 et qui s'élevait pour un montant de 64 000 € entre 2019 et 2023. Dans la nouvelle convention, la CDC a établi un montant socle annuel de 7 millions d'euros avec 1000 entrées en formation par an, avec une priorité aux bénéficiaires du RSA, aux personnes en situation de handicap et aux seniors. Près de 2 ans après, je souhaiterais savoir où nous en sommes. Le protocole prévoit explicitement des appels à projets territoriaux, des actions d'aller vers, de l'innovation pédagogique, de l'accompagnement vers des publics éloignés de l'emploi. Donc, à l'exception des appels à projets sur la mobilité solidaire 2025-2027, qui date de juillet 2025, publiés conjointement avec la DRITS, je n'ai pas connaissance d'autres initiatives sous forme d'appel à projets. En conséquence, je souhaiterais disposer du détail des actions financées sur les 2 premières années au titre de cette convention, dont le prévisionnel engageait 7 millions d'euros par an pour la CDC et 4,5 millions d'euros pour l'État, avec si possible un décompte par année pour pouvoir distinguer 2025 et 2024. Et naturellement, le réaliser au niveau financier pour savoir combien a été consommé. Par ailleurs, concernant toujours le PRIC, il y a un vrai sujet politique en 2026, qui est l'annonce gouvernementale de baisse assez drastique des crédits PRIC au niveau national de l'ordre de 56% selon les régions de France. Nous savons tous que le PRIC relève d'un engagement politique et financier, mais qui n'est pas contraignant juridiquement. Il est subordonné aux lois des finances qui autorisent annuellement la dépense ou pas. Monsieur le Président, pouvez-vous nous faire savoir quelle sera la convention 2024-2027, l'impact de cette baisse de crédit? Si le niveau d'engagement de la CDC de 7 millions d'euros par an baissera aussi, et si vous avez par anticipation défini comment répercuter ces baisses. Les mesures gouvernementales visent à réduire le coût d'un système de formation. Et le gouvernement prévoit désormais une baisse entre 450 et 500 millions d'euros d'économies, avec une baisse des aides à l'embauche et une diminution des niveaux de prise en charge des formations. Vous pensez aux conséquences que peuvent avoir les entreprises et les jeunes qui attendent ce type de formation. Depuis janvier 2025, ces aides ont été réduites à 5 000 € pour les entreprises de moins de 250 salariés, 2 000 € pour les entreprises de plus de 250 salariés. L'apprentissage, nous le savons tous, demeure un outil essentiel pour l'insertion professionnelle des jeunes, avec un taux d'insertion dépassant souvent les 85%. Toutefois, les mesures budgétaires combinées aux difficultés économiques actuelles mettent les entreprises et les centres de formation sous forte pression. Il devient donc indispensable de trouver un équilibre entre maîtrise des dépenses publiques et maintien d'un système de formation efficace, accessible pour tous, et préserver ainsi l'insertion professionnelle des jeunes.
Dans ce contexte préoccupant, pour faire face aux baisses de dotation liées à l'apprentissage, peut-on envisager que le PRIC puisse aider l'ensemble des centres de formation de l'île et les jeunes par la même occasion et les entreprises et assumer ainsi leurs missions qui sont essentielles pour les insulaires? Je vous remercie. Allora ringraziabi quelli che vada a rispondere. Lauda Guidicelli in carica di informazione. Ringraziabi, signora Presidente. Signora Consigliere, je vous remercie pour votre question qui touche à un sujet essentiel. La capacité de la Corse à former ses jeunes, ses demandeurs d'emploi, ses publics les plus fragiles et donc à maîtriser son propre avenir. Le PRIC n'est pas seulement, à notre avis, un simple dispositif technique. Bien au contraire, c'est un outil de justice sociale, mais aussi un outil de souveraineté économique pour notre île, puisque former en Corse, qualifier en Corse, permettre aux Corses d'accéder à l'emploi est un véritable enjeu et je sais que vous partagez cette idée. Le PRIC a évidemment un intérêt, puisque, et vous l'avez dit dans votre question, il permet d'accompagner des publics, essentiellement des publics les plus éloignés de l'emploi, qui soient bénéficiaires du RSA, en situation de handicap, des seniors aussi, des jeunes sans qualification suffisante, des demandeurs d'emploi confrontés à des freins de mobilité, de maîtrise numérique ou de qualification. Il finance des formations utiles à notre territoire, on peut parler du bâtiment, de la rénovation, de la rénovation énergétique, de l'agriculture, des métiers de la mer, du transport, des métiers de bouche, de la sécurité, du sport-animation et du domaine sanitaire et social. Ce sont des secteurs concrets et surtout qui sont liés aux besoins de notre île. Il faut le dire clairement, aujourd'hui, l'État se désengage. Le nouveau PRIC a été adopté avec une enveloppe inférieure de 20 millions d'euros par rapport à la génération précédente. L'engagement de l'État était déjà orienté à la baisse lors de la convention initiale, puisqu'il devait passer de 4,5 millions d'euros en 2024 à 3,3 millions en 2027. Mais la décision française de réduction des crédits du PRIC aggrave cette trajectoire. On le sent dans votre question. Pour 2026, l'enveloppe finalement notifiée à la Corse n'est plus que de 2,5 millions d'euros, soit une baisse de 32% par rapport au montant attendu cette même année. Ce désengagement de l'État français ne concerne pas seulement la Corse, il touche l'ensemble des régions et c'est d'ailleurs à ce titre que la présidente de Régions de France, Carole Delga, et le président de la commission formation, François Bonneau, ont saisi le Premier ministre pour alerter sur ses conséquences directes sur l'appareil de formation et aussi et surtout sur l'accompagnement des demandeurs d'emploi. Mais en Corse, ce recul a une portée particulière parce que notre appareil de formation est plus fragile, parce que nos contraintes territoriales sont évidemment plus fortes et parce que les besoins sociaux sont importants, mais aussi parce que pour nous, l'accès à la formation est une question d'égalité territoriale et de droit de vivre et de travailler en Corse. Alors, qu'est-ce que nous avons décidé face à ce recul de l'État? Nous avons fait le choix nous n'avons pas fait le choix du renoncement, au contraire, nous avons décidé de maintenir notre effort. Nous avons maintenu un socle d'intervention à 7 millions d'euros par an et nous voulons autant que possible maintenir en 2026 les niveaux d'intervention qui étaient atteints en 2024 et en 2025. Cela veut dire que nous prenons notre part dans ce travail, que nous compensons, nous amortissons et aussi nous protégeons. Nous le faisons parce que la formation professionnelle ne peut pas et ne doit pas devenir une variable d'ajustement budgétaire et c'est aussi cela que nous devons faire quand nous exerçons des responsabilités. Lorsque l'État recule, nous devons pouvoir tenir et maintenir. Concernant votre question sur les bilans de l'action, finalement, les résultats montrent que cet effort est utile puisque en 2024, la collectivité de Corse a valorisé plus de 20 millions d'euros en faveur de la formation professionnelle des demandeurs d'emploi, dont plus de 15 millions pour les actions de formation, les rémunérations des stagiaires et les aides à la formation. En 2024, c'était 1380 personnes qui étaient entrées en formation, dont 1047 qui relevaient des publics dits prioritaires du PRIC. L'objectif annuel de 1000 entrées a donc été dépassé, et ça, il faut le saluer. Surtout, 76% des formations ont bénéficié au public que le dispositif vise en priorité.
à savoir les personnes les plus éloignées de l'emploi. En 2025, nous avons poursuivi dans cette dynamique puisqu'il y a eu 1204 entrées dans 869 pour les publics prioritaires, donc nous sommes toujours à un taux de 72,2%. Ces chiffres montrent donc que le PRIC atteint sa cible et que ce n'est pas juste un dispositif technique. Il bénéficie majoritairement aux publics pour lesquels il a été conçu. Sur l'apprentissage, en revanche, je vous rejoins, les baisses sont quand même très préoccupantes. Les crédits diminuent fortement en fonctionnement comme en investissement. Et juridiquement, le PRIC n'a pas vocation à financer directement l'apprentissage, puisqu'il est dédié à la formation des demandeurs d'emploi. Mais politiquement, nous savons bien que tout cela touche le même écosystème, centres de formation, filières professionnelles, jeunes, demandeurs d'emploi et aussi les territoires. Nous serons donc particulièrement vigilants pour 2027. Nous demanderons des garanties à l'État. La Corse ne peut pas accepter que la formation, l'insertion et la qualification de son peuple soient fragilisées par des arbitrages budgétaires décidés ailleurs. Notre ligne est claire, maintenir notre effort, nous, en tant que collectivité de Corse, défendre notre appareil de formation, protéger les publics les plus fragiles et faire de la compétence un véritable levier d'émancipation pour la Corse. Je vous remercie. Ringraziabi. Allora, la domanda che bene ad essere fatta da Serena Battistini Beccore in fronte. Merci. La fédération ADMR2A traverse depuis quelques années une crise structurelle, organisationnelle et institutionnelle profonde. Les tensions persistantes au sein de ce réseau, les alertes des représentants syndicaux ainsi que les inquiétudes exprimées par plusieurs associations locales traduisent une situation dont il est important d'en mesurer les raisons et la profondeur. Les causes identifiées, manque de dialogue social, intimidation managériale, défaut de reconnaissance, interpellent. Elles accompagnent également de graves dysfonctionnements qui mettent à mal le fonctionnement de la fédération en question, l'évolution de ses activités, l'action de son réseau. Elles questionnent tout autant sur l'utilisation de l'argent public que sur le relationnel antagonique entre l'ADMR2A et des associations locales à l'action désormais inquiétée. En 2022, un audit a d'ailleurs été commandé par l'exécutif de la collectivité de Corse, sans véritable suite. Il y a peu, ce dernier, avec l'ARS, dans un rapport adressé à la Fédération, partage enfin le constat ci-dessus souligné. Il serait souhaitable à ce jour de commander un nouvel audit pour actualiser les informations. Le modèle d'organisation et de gouvernance de la Fédération affiche désormais ses limites. L'analyse et la prise de responsabilité visant à résoudre de manière pérenne les problèmes posés ne peuvent échapper à la collectivité de Corse, qui a une relation de partenariat institutionnel, financier et opérationnel encadrée par les compétences sociales de la collectivité. Une politique stratégique s'impose qui tourne le dos à l'approximatif contextuel où, entre autres, différents renflouements financiers n'ont servi qu'à masquer une prévisible débâcle financière. Une nouvelle politique rendue nécessaire à l'image d'une association qui a déjà exprimé une volonté d'autonomie pratique pour continuer à exercer sereinement et efficacement ses missions d'aide à domicile, une demande aujourd'hui traitée négativement malgré l'évidence de ce système dépassé et défaillant. Cette demande ne peut être balayée d'un revers de main. Elle constitue une piste sérieuse de réflexion. Elle participe à la recherche d'un nouveau et pragmatique fonctionnement pour sortir de ce dispositif suranné. 3 questions se posent aujourd'hui à l'exécutif de la collectivité de Corse. Quelle analyse précise faites-vous de cette préjudiciable situation, car il n'échappe à personne que le fonctionnement de l'ADMR suppose un engagement responsable des élus de la CDC envers les associations et la fédération. Quelles initiatives pérennes, après le silence pesant constaté suite à l'audit de 2022, entendez-vous entreprendre pour résoudre le problème organisationnel, fonctionnel et social posé? Pourquoi, à ce jour, n'avez-vous pas répondu clairement aux demandes rationnelles d'autonomie d'une association d'aide à domicile reconnue dans sa région, ce qui aurait eu pour exemple de sortir des limites et des défaillances aujourd'hui pointées au sein de l'ADMR2A? Ringraziabi. Ringraziabi. Allora, qual è che da rispondere? E torna là da guidice, libera les égoudis.
Aringradia, Madame la conseillère, depuis plusieurs années, le Conseil exécutif a renforcé l'accompagnement du vieillissement et les politiques de maintien à domicile qui constituent, vous le savez, un enjeu social, territorial et économique majeur pour la Corse. Cette ambition suppose de pouvoir garantir sur l'ensemble du territoire insulaire une offre d'aide à domicile stable, mais aussi et surtout de qualité auprès des personnes âgées et en situation de handicap. C'est dans le cadre de cette ambition et avec une exigence de responsabilité collective qu'il faut aujourd'hui examiner la situation de la DMR2A sur laquelle vous interrogez ma collègue Bianca Fazi. Je veux d'abord rappeler que la collectivité de Corse n'a jamais ignoré les difficultés progressivement apparues au sein de la DMR2A. Il ne peut être prétendu que la collectivité de Corse serait restée passive, voire silencieuse. Bien au contraire, la collectivité de Corse a décidé d'engager dès 2022 des audits approfondis des fédérations ADMR2A et ADMR2B. Ces audits ne relevaient pas d'une démarche de circonstance, mais sont venus répondre à une volonté claire: disposer d'une analyse objective, financière, organisationnelle et juridique du modèle ADMR, afin de garantir à la fois le bon emploi des fonds publics, mais aussi permettre une adaptation de l'aide à domicile face aux mutations profondes que connaît ce secteur. Les constats établis par l'audit réalisé au sein de la DMR2A sont connus et mettent en évidence des difficultés telles que des tensions organisationnelles, une gouvernance insuffisamment représentative, un modèle associatif à repenser et des liens entre la fédération et les associations locales à clarifier, ainsi qu'une fragilité du modèle économique. Cependant, il faut également rappeler une réalité juridique essentielle. La collectivité de Corse n'a pas vocation à se substituer à la gouvernance d'une fédération associative qui dispose de sa pleine autonomie de gestion. Bien que la collectivité de Corse dispose de prérogatives en matière de contrôle, elle ne peut s'immiscer dans les choix stratégiques de l'association. Face à cela, la collectivité de Corse, et dans le cadre du dialogue de gestion prévu par la réglementation, a formulé des demandes auprès de la gouvernance de la DMR2A afin qu'un plan d'action post-audit soit établi et mis en œuvre avec des mesures correctrices adaptées. Il faut aujourd'hui le dire clairement, toutes les attentes exprimées par la collectivité de Corse n'ont à ce jour reçu de réponse pleinement satisfaisante. Et c'est précisément la raison pour laquelle nous poursuivons encore ce travail avec détermination, d'autant que de récents manquements constatés permettent désormais d'envisager l'activation de mesures administratives encore plus contraignantes. S'agissant du conflit social récent, la collectivité de Corse a pris toute sa part dans l'accompagnement du dialogue. Les représentants de l'intersyndicale STC, FO, CGT ont été reçus à plusieurs reprises par Bianca Fazi. La collectivité de Corse, dans le cadre d'une démarche conjointe avec l'ARS, a adressé un courrier au président de la fédération ADMR2A le 12 mai dernier afin d'annoncer le lancement d'une démarche d'inspection. Si un protocole d'accord a été signé le 15 mai entre l'intersyndicale et la gouvernance de la DMR2A, et bien que cela contribue à l'apaisement, celui-ci est aujourd'hui clairement insuffisant et ne permet pas d'envisager à lui seul un rétablissement de la situation afin de répondre aux difficultés structurelles. La collectivité de Corse avec l'ARS ont ainsi adressé un autre courrier au président de la DMR2A vendredi dernier, à savoir le 22 mai, afin de notifier officiellement ces éléments et en indiquant que la désignation d'un administrateur judiciaire paraissait être la solution la plus adaptée à la situation. L'inspection se déroulera en parallèle. La collectivité de Corse, toujours avec l'ARS, poursuit et renforce le suivi de ce dossier. Une réunion de travail s'est d'ailleurs tenue pas plus tard qu'hier avec la gouvernance de la DMR2A afin d'examiner les suites à donner et les mesures adaptées aux difficultés rencontrées. Enfin, concernant votre question de l'autonomie d'une association locale, je tiens à préciser qu'une réponse officielle a déjà été apportée au président et que des échanges entre avocats se déroulent actuellement. Compte tenu des enjeux à l'échelle du territoire, il nous faut éviter de réduire ce débat complexe à une approche strictement individuelle. Le véritable enjeu est celui de l'évolution globale du modèle ADMR, de sa gouvernance, de sa transparence et de sa capacité à garantir durablement une offre de qualité sur l'ensemble du territoire. Car malgré ses limites, ses imperfections et une nécessaire évolution, le modèle fédéral ADMR demeure aujourd'hui le seul permettant une péréquation entre associations locales, garantissant une couverture équilibrée des besoins sur l'ensemble des territoires, y compris les plus éloignés en milieu rural. Et c'est donc avec responsabilité, avec exigence, mais aussi avec méthode, et ce dans un cadre réglementaire assez strict, que la collectivité de Corse poursuit et poursuivra ce travail avec l'ensemble des acteurs concernés. Aringraziabi. Aringraziabi.
Saverio Luciani, adava una domanda per o conto d'avanzem, non sta o pericolo mafioso. Avete la parola. Ringrazio. Monsieur le Président exécutif, la recrudescence des incendies criminels a pris ces dernières semaines une ampleur insoupçonnée. Plusieurs établissements ont été de nouveau ciblés à l'orée de la saison estivale dans une Corse qui, bien malheureusement, s'habitue à subir des destructions d'entreprises. Dans ce contexte, des initiatives citoyennes sont prises autour des collectifs qui dénoncent des dérives mafieuses. Ils participent activement à une réaction sanitaire et à la mobilisation, en tous les cas partielle, à notre sens, de notre société. De son côté, notre Assemblée a également initié un travail de fond depuis la commission Bocchini de l'époque 2011-2012, donc qui était présidée par le regretté président Bocchini, et jusqu'à depuis 2011 jusqu'à ces derniers temps, à la dernière session, qui a demandé donc au collectif aussi, aux collectifs et bien entendu aux élus de participer à des commissions dédiées depuis. Moi, j'ai souvenir du rapport de 2015 auquel nous participions, hein, bien sûr, et qui pose encore aujourd'hui finalement les bases d'une réflexion qui me paraît aboutie. En tous les cas, elle a été reprise de manière plus ou moins importante par les différentes mandatures suivantes. Pour autant, force est de constater qu'en dépit de ces innombrables gestes, le phénomène perdure, anéantissant régulièrement, inexorablement, jusqu'au plus petit commerce de cette île. L'emprise mafieuse, qui ne peut se résumer à ces seuls incendies, a rarement été aussi pesante. La liberté d'entreprendre est ainsi mise sous tutelle, sans réelle perspective d'amélioration du climat. Dans un pays qui bat tous les records, du coût de la vie à la précarité, des addictions de toutes sortes à la spéculation, personne aujourd'hui ici n'est à l'abri du feu, des pressions, du chantage ou des menaces, voire plus. L'État a naturellement des clés essentielles. Cependant, notre Assemblée a aussi un rôle majeur à tenir. Lors de la session du 27 février 2025, j'ai en souvenir des paroles de la présidente. J'ai aussi le souvenir du discours de Leo Luca Orlando. Et je crois que c'est important à ce stade de dire qu'au-delà de cette symbolique, je dépasse un peu le cadre de la question pour dire deux petits mots en plus. Il y a quand même, on le constate ici, une volonté collective partagée d'en sortir, en tous les cas de sortir de ce cycle mortifère. Nos initiatives, elles continuent, mais elles montrent aussi nos limites. Ce matin, en ouvrant le journal, j'ai vu une double page où l'État parle justement de ce phénomène et prône, je cite, une culture du signalement. Je n'irai pas plus. En nationaliste corse, c'est pour ça que je fais une réaction quand même rapide, mais en nationaliste corse, je me rappelle que la politique de l'État était souvent de prôner la culture de la répression vis-à-vis des nationalistes. Donc j'ai quelques doutes sur l'efficacité, mais quelle que soit l'issue de leurs initiatives, je crois que c'est important de vous dire qu'il vaut mieux laisser l'histoire et les constats d'un côté, le rôle de l'État aussi de l'autre, mais surtout nous ôter un doute de notre propre volonté à avancer. C'est pour ça que ma question sera simple et vise moins à connaître votre réponse dans cet accablant constat et partagé qu'à dénoncer une fois encore une situation qui est pour le moins délétère. Que pouvons-nous faire? Je dis nous, parce que c'est important de s'intégrer les uns les autres à ceux qui suivent. Que pouvons-nous faire à court terme pour soutenir à travers nos services, les agences, offices, l'ensemble des structures et des hommes et des femmes, des différents entrepreneurs, citoyens aussi, victimes de ces actes? Que pouvons-nous faire? N'est-il pas temps d'envisager notamment un fonds dédié ou une mesure particulière? Et comment pouvons-nous prolonger dès maintenant les initiatives dédiées, que je rappelais tout à l'heure,
à la construction d'une société de droit et d'apaisement. Je vous remercie. Merci, Saverio. Dio Presidente di l'esecutivo, chi t'ha da rispondere. Monsieur le conseiller, comme vous, je veux d'abord, bien sûr, dénoncer avec force les incendies, les destructions, les pressions et les menaces qui frappent les entreprises, les commerces, les exploitants agricoles et les établissements touristiques. Vous l'avez rappelé, c'est s'attaquer à la liberté d'entreprendre, bien sûr, mais c'est au-delà, s'attaquer à des femmes et des hommes qui se lèvent tôt le matin, c'est s'attaquer à des emplois, à des salariés, c'est s'attaquer aussi à des territoires, et enfin, c'est s'attaquer tout simplement à une partie de notre économie réelle. Nous le disons avec force aussi, et régulièrement et constamment, sur ce sujet, l'État doit assumer ses responsabilités et respecter ses engagements. Assumer ses responsabilités parce qu'on est sur un sujet, la police, la justice, la protection des biens et des personnes, qui relève des prérogatives régaliennes de l'État. Autonomie ou pas autonomie. L'État doit aussi respecter ses engagements. En février 2025, des annonces ont été faites ici par le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, devant l'Assemblée de Corse. Création d'un pôle spécialisé contre la criminalité organisée à Bastia, renforcement des moyens judiciaires, arrivée de 53 magistrats, de greffiers et d'attachés de justice spécialisés. Ces annonces avaient été présentées comme un renforcement sans précédent des moyens de l'État contre le crime organisé en Corse, avec un calendrier fixé à 2027. Disons-le clairement aujourd'hui, ces engagements ne sont pas tenus. Ils ne se traduisent ni par une mobilisation effective des moyens annoncés, ni par des résultats suffisamment visibles pour les Corses et pour les entreprises qui sont frappées. Alors nous le disons, l'État doit tenir ses promesses. Vous nous dites, et vous avez raison, que fait la collectivité de Corse, et vous rappelez les démarches qui ont été entreprises ici par cette Assemblée depuis le regretté Dominique Bocchini. Moi, je ne parlerai que pour ce qui nous regarde de cette mandature, mais vous l'avez fait aussi, et que la collectivité de Corse, elle prend sa part dans la lutte contre les dérives mafieuses. Elle a fait, en février 2025, à travers une session spéciale de l'Assemblée de Corse, qui a adopté un certain nombre de mesures contre les pratiques mafieuses, dont le principe d'une instance dédiée et un volet éducatif. Cette démarche, elle a abouti en octobre 2025 à la création formelle de la Commission contre les pratiques mafieuses, cadre institutionnel inédit et unique, afin d'inscrire cette lutte dans la durée. Cette commission, ce n'est pas un symbole, c'est un choix politique, c'est un acte politique à portée démocratique, économique et éducative. Concernant la dimension éducative, vous le savez, nous sommes associés, y compris avec le rectorat, pour agir auprès des élèves, pour sensibiliser, pour former, pour éduquer, pour combattre les représentations, pour rompre les silences. Enfin, vous l'avez aussi souligné dans votre question, que peut-on faire pour aider les entreprises frappées? Là aussi, nous avons déjà agi, nous agissons et nous allons nous donner les moyens d'agir encore de manière plus importante. Nous le faisons en concertation, en coordination avec l'État, bien sûr, avec l'établissement public de commerce de Corse, présidé par Gilles Simeone, et bien sûr avec l'ADEC. L'État, dans ses fonctions judiciaires, juridiques et de protection. Le PCI de Corse, dans l'accompagnement de proximité, dans l'évaluation des besoins. L'ADEC, bien sûr, dans les questions économiques et de soutien financier. À ce titre, je présenterai dès le mois de juillet qui vient
un nouveau dispositif qui précisera et qui amplifiera, comme je vous le disais, le cadre d'intervention. L'enjeu est simple, ne pas laisser les entreprises victimes toutes seules face aux difficultés, face aux banques, face aux assurances, face aux démarches administratives ou bien sûr face aux besoins de trésorerie. Notre objectif aussi, c'est bien sûr d'organiser une réponse rapide, lisible et opérationnelle. Vous voyez, monsieur le conseiller, notre ligne est claire. Comme vous, je dis que la Corse ne doit pas détourner les yeux. Elle ne peut pas s'habituer à la peur. Elle ne doit pas accepter que l'économie réelle soit placée sous pression ou sous tutelle des bandes mafieuses. Chaque femme, chaque homme, chaque entreprise qui travaille, investit, crée de l'emploi et refuse de céder à la pression doit savoir une chose. La collectivité de Corse sera à ses côtés. Ringrazio. Ringraziabi o Presidente e di sicuro sparto volentieri in con voi queste parole. Ora c'è una domanda a bocca che è fatta da Jean-Martin Mondoloni per un soffio nou. Merci, Madame la Présidente. Ma question écrite a été très ramassée, très courte. Elle s'attache à l'annonce faite par le nouveau président du Conseil exécutif de réhabiliter le parc des lycées et collèges de Corse. Pour des raisons diverses, évidemment, cette annonce a été reçue très positivement et par les uns et par les autres et par moi-même, naturellement. Vous faites référence à la prunelle de nos yeux, à la jeunesse. Alors, c'est à la fois poétique, romantique, symbolique, et nous avons été par trop habitués dans cet hémicycle à des effets d'annonce qui ne sont jamais suivis, très rarement, de l'annonce des faits. Donc, ma question, elle est très simple. Elle s'organise autour de 3 principes de réalité: les moyens, la mise en œuvre et le calendrier. Je dis ça pourquoi? Parce que la prunelle de nos yeux, elle ne peut pas s'opérer distinctivement selon qu'on ait 14 ans, 16 ans ou 18 ans. Et je me suis amusé, avec l'aide de l'intelligence artificielle, à observer les moyens qui ont été mis au cours du temps sur ceux qui avaient plus de 18 ans à Corté et sur ceux qui avaient moins de 18 ans, c'est-à-dire qui étaient collégiens ou lycéens. Alors, je préviens trop procès d'intention. Moi, j'ai été étudiant à l'université de Corté, j'ai été un peu enseignant, j'ai été administrateur. Et puis, il se trouve que dans mes fonctions professionnelles, j'ai été élève et lycéen dans l'académie, que j'ai été professeur et que, évidemment, j'exerce des missions d'encadrement dans l'académie. Donc, il y a parfaite symétrie. Mais il n'y a pas parfaite symétrie dans ce que vous faites pour les uns et par les autres. Alors, j'ai dû aller chercher dans les comptes administratifs de 2018, 2019, 2020, etc., jusqu'à 2024. Et on part à peu près sur une base de 4 700 étudiants à Corté et à peu près 10 fois plus de collégiens et lycéens. Ça, c'est statistique. Il se trouve que, sur la base d'un ratio qu'il faut prendre avec beaucoup de précaution, je parle d'investissement, pas de fonctionnement. Parce qu'évidemment, la recherche à l'université a un coût. Je parle d'investissement. Je parle de murs, je parle d'amphi, je parle de salles de cours, je parle d'entretien, etc. Je ne parle pas de fonctionnement. Il s'avère que sur les 8 derniers exercices, vous avez investi 488 € par élève du secondaire, pour en gros les 47 000, et que vous avez investi 1 342 € par étudiant.
Alors, tout ça se voit. Parce que quand on monte à l'université, je monte régulièrement pour des tas de raisons, on voit le confort et l'idée qu'on renvoie du prestige de l'enseignement supérieur. Et c'est une bonne chose, et il faut continuer. Mais ce qui se voit aussi, c'est quand vous faites le tour, et je sais que beaucoup d'entre vous siègent régulièrement dans les conseils d'administration des collèges et lycées, ce qui se voit aussi, c'est que vous investissez 3 fois moins pour chaque élève. Ça commence à se voir. Et là, vous avez affaire à des publics de tous ordres, les usagers, les élèves, évidemment, les parents d'élèves qui se mobilisent, les usagers que sont les enseignants, et ça se voit. Donc ma question n'est pas de savoir si vous allez rééquilibrer, il faut continuer à investir. Du reste, on a une convention tripartite qui nous lie, la question n'est pas celle-ci. Il faut continuer à investir. C'est est-ce que vous avez réellement l'ambition de prendre ce problème à bras-le-corps et de quasi doubler l'investissement, pas pour le mettre à hauteur de l'université, parce qu'en doublant, vous n'y arriverez pas, mais pour opérer le rattrapage structurel qui va coûter moins cher dans les 10 et 15 années qui viennent. C'est une question fondamentale de la dignité qu'on doit à la prunelle de nos yeux, de la dignité qu'on doit au corps enseignant qui exerce un métier qui n'est pas productif, mais qui portera ses germes dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. Et on le doit aussi à l'idée qu'on se fait de la politique. Je pense que sur ce sujet-là, plus que sur tout autre, les choses vont se voir si vous agissez. Elles vont nous péter à la figure si vous n'agissez pas. Bien, je suppose que c'est à nouveau Lauda Guidicelli qui va répondre. Alors, Madame la Présidente, au vu de la question posée à l'écrit et la question orale, nous ferons une réponse à 2 voix entre le Président et moi-même. Je commence pour répondre à Monsieur le Président de groupe. Donc, votre question que nous avons reçue nous interrogeait sur les délais, les moyens et la méthode que nous mobilisons pour donner un caractère opérationnel à ce qui constitue, vous le savez, une politique forte de notre projet, à savoir la réhabilitation, le renforcement et le développement de ces infrastructures du quotidien dédiées à notre jeunesse. Votre question démontre que le sujet de nos collèges et lycées constitue une existence partagée par tout le monde sur les bancs de cette Assemblée. Vous vous rappelez dans votre propos les engagements solennels du président du Conseil exécutif que vous citez à merveille lors de son discours d'investiture le 4 mai dernier. Vous confirmez que nous avançons ensemble vers le même cap, faire de l'éducation une priorité, voire la priorité absolue de notre action publique. Pour ma part, je vais décliner notre projet de manière très pragmatique et opérationnelle en concentrant tout d'abord notre action de court terme sur le rattrapage infrastructurel nécessaire au bon fonctionnement de nos établissements, à la qualité de vie de nos collégiens, de nos lycéens, mais aussi des équipes éducatives. Je souhaite également préciser que ce projet éducatif global s'inscrit aussi dans une dynamique à plus ou moins moyen et long terme, dans une perspective de développement démographique, pédagogique et économique qui intègre une vision et un projet de société que nous voulons pour la Corse. De manière très opérationnelle, le projet va se décliner à travers 3 leviers. Un premier levier, je dirais plutôt administratif, qui concerne la restructuration de la direction des infrastructures en charge des EPLE pour être opérationnel dans ce projet politique, l'optimisation des ressources financières et des capacités d'investissement dédiées aux EPLE. Donc vous avez rappelé votre ratio, là, les statistiques. Enfin, moi, je ne suis pas sûre qu'on applique ça, un schéma statistique à chaque établissement. Mais bon, donc le premier levier concerne les ressources budgétaires et la capacité d'investissement de la collectivité de Corse, avec l'allocation de moyens nouveaux dans le cadre d'arbitrage budgétaire dès l'EBS, le budget supplémentaire 2026, et qui se prolongera sur les exercices suivants. Et le second volet qui consiste à nouer un partenariat financier, notamment avec la Banque européenne d'investissement, la BEI, dès la semaine suivant l'investiture, donc du 11
Au 13 mai, nous avons accueilli la Banque européenne d'investissement. Cette visite n'était pas improvisée. Elle couronne un travail de fond méthodique engagé par nos services depuis plusieurs mois. Durant 3 jours, se sont ainsi succédé réunions stratégiques et visites de terrain sur opérations achevées et en cours, dans un souci constant évidemment d'équilibre territorial. Ce partenariat permettra de déployer sur une période de prévisionnelle de 5 ans un programme structuré de rénovation et de modernisation du patrimoine éducatif insulaire, portant sur une quinzaine d'opérations. Il faut aussi qu'on soit pragmatique et lucide sur ce que nous permet ce programme. La lucidité, évidemment, elle nous impose de dire qu'un tel défi exige la mobilisation de tous les leviers financiers. Certes, il y a le précadre de la BEI qui est présent et qui, pour le coup, ne s'oppose pas aux autres outils. Il s'articule avec eux. Sa validation est d'ailleurs un gage de sérieux. Et fort de cet effet de levier, l'enveloppe du PTIC devra être pleinement mobilisée en parallèle. L'articulation de ces 2 outils nous permettra d'accélérer immédiatement les chantiers de mise en sécurité les plus urgents, de sécuriser nos plans de financement et de garantir une cohérence globale dans notre programmation territoriale. Des demandes ont d'ailleurs été transmises au préfet fin d'année 2025. Il me paraît aussi important de faire le lien avec une partie de la réponse que j'avais pu faire à votre collègue Charles Voglimach en avril dernier lors de sa question orale sur la cité scolaire du FECH. Nous avançons avec méthode en construisant un programme pluriannuel d'investissement qui devra intégrer les axes stratégiques suivants: la sécurité ainsi que l'amélioration globale des conditions d'accueil des élèves et des personnels, la rénovation énergétique des bâtiments, l'accessibilité PMR, le numérique éducatif, l'adaptation des établissements aux enjeux climatiques et l'évolution de la structure pédagogique. Ce 3e volet, inscrit dans une perspective de moyen et long terme, nous permettra d'élaborer des schémas directeurs et documents de planification à 10 ou 20 ans. Et ils fixeront les plans d'action et les travaux nécessaires pour doter la Corse d'équipements éducatifs adaptés aux enjeux à venir, en cohérence évidemment avec les orientations de notre projet de société. Tout ce travail est conduit de manière transversale et en partenariat avec notamment l'AUE. Il doit intégrer les évolutions démographiques, les impacts du changement climatique, les transformations sociétales, ainsi que les besoins en équipement qui accompagneront ce projet que nous voulons mettre en œuvre. Ces opérations s'inscriront évidemment en adéquation avec le travail concernant l'offre de formation. On ne peut pas séparer les travaux, la rénovation de l'offre pédagogique. Notre projet doit permettre de renforcer les investissements pour répondre à des objectifs précis pour le territoire, créer des outils d'excellence comme c'est le cas avec le lycée maritime de Bastia qui est aujourd'hui une référence en Europe, renforcer les lycées agricoles en conformité avec un projet pédagogique qui soit en adéquation avec le modèle agricole, déployer dans les lycées professionnels des plateaux techniques mutualisables aux organismes de formation professionnelle pour créer de vrais parcours qualifiants pour nos jeunes avec à la clé des labels certifiants reconnus dans la profession. L'objectif, c'est pas d'opposer les jeunesses, bien au contraire. Je saisis aussi l'opportunité pour faire un premier point d'étape crucial, à savoir que la mission de la BEI a confirmé la crédibilité de notre stratégie en validant notre feuille de route et en nous proposons un précadre qui constitue un premier succès politique et financier pour notre collectivité, mais aussi et surtout pour ces EPLE. Le précadre est un levier global spécifiquement conçu pour unifier et financer tout un ensemble de projets de proximité, à l'instar de l'opération d'envergure qu'a pu faire la région Occitanie. Concrètement, cet outil va nous permettre de financer par de l'emprunt des investissements éligibles et structurer un programme ambitieux sur un délai de 5 ans, dont le coup d'envoi opérationnel sera scellé par une signature officielle en mars 2027. D'un point de vue technique, ce partenariat nous offre une souplesse de gouvernance inédite, nous permettant d'adapter le déploiement en temps réel selon les réalités du terrain, tout en sanctuarisant l'enveloppe globale. Les experts européens travailleront à nos côtés sous notre impulsion pour co-construire le futur cahier des charges. Loin d'imposer un cadre rigide, cette trajectoire offre à la collectivité une souplesse de gouvernance. Elle nous libère des contraintes d'une planification initiale figée, sans pour autant altérer l'ambition financière ni les exigences d'exécution du programme. Et c'est, je pense, en cela que ce projet peut aboutir, puisqu'il est conçu de manière
manière agile, capable de s'adapter en temps réel aux réalités du territoire. Je pense, Monsieur Mondologne, cher Jean-Martin, que nous partageons pleinement votre préoccupation. Vous connaissez très bien ce sujet de l'intérieur, les contraintes, les urgences, les attentes des familles et des équipes pédagogiques. Vous avez pu d'ailleurs le dire à l'oral. Nous sommes, nous, sur ces bancs, tous animés par la même volonté d'offrir le meilleur service public possible à notre jeunesse. Et c'est pourquoi l'exécutif ne manquera pas de revenir régulièrement devant votre Assemblée pour rendre compte, étape par étape, de ces avancées pour la Corse, mais aussi et surtout pour sa jeunesse. Merci, Madame la conseillère. Oui, Président, vous avez la parole. Simplement, merci Madame la Présidente, pour compléter les propos de la conseillère. Moi, je pense que ce n'est pas une bonne approche méthodologique, Jean-Martin, que de faire sur ce sujet une comparaison statistique, de manière générale. Parce que quand on rentre là, dans cette approche-là, je pourrais, moi, me livrer à d'autres statistiques, je n'en donnerai qu'un, celui de considérer et de savoir que la collectivité de Corse qui est en compétence est certainement la collectivité, si on se compare, et sûrement la collectivité, si on se compare à d'autres en France, qui investit le plus pour son système éducatif, et largement. Donc je pense que ce que l'on doit retenir, de notre point de vue, en termes de statistiques, c'est bien celui-là. Et ne pas, je pense, rentrer dans une comparaison, voire une priorisation en termes de fléchage financier pour nos investissements. Néanmoins, rappelez ce qu'a dit la conseillère. On est sur un sujet qui est un engagement que j'ai pris le 4 mai, qui consiste à dire que dans la priorité d'investissement, il y aura la rénovation des collèges et lycées. Une fois qu'on a dit ça, il faut décliner une méthode et se mettre en situation de pouvoir produire le plus rapidement possible. Sur la méthode, d'abord, c'est la constitution d'une équipe projet. Parce qu'une fois qu'on l'a dit, il faut construire le projet. Une équipe projet, je me tourne vers la Direction générale des services, qui sera rapidement mise en place pour travailler sur les priorités, identifier y compris les équilibres territoriaux, travailler sur, bien sûr, l'ingénierie financière et l'ingénierie, de manière générale, projet. Puis, bien sûr, le montage financier et rappeler, bien sûr, le partenariat avec la BEI, mais certainement aussi avec d'autres acteurs du financement, je pense à la Banque des Territoires. Ça, c'est pour la méthode. En termes d'urgence, la conseillère l'a aussi rappelé, dès le BS 2026, il y aura des moyens qui seront alloués pour répondre, parce qu'on a bien conscience, à un certain nombre d'urgences qui sont aujourd'hui invoquées par rapport aux besoins d'établissements que nous avons déjà identifiés. Voilà, je voulais le préciser parce que je crois qu'il faut être clair. L'engagement, il est pris, il sera tenu. Pour autant, on ne va pas le faire de manière désordonnée. On va poser une méthode et on va avancer dans ce cadre-là. Je vous remercie. Ringraziabi au Presidente. Allora, ora c'è una domanda a bocca da Wansem. Oui, merci Madame la Présidente. C'est Pierre Poli qui la dava. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Président du Conseil exécutif, la presse locale se faisait l'écho il y a quelques jours d'un projet d'installation d'un parc éolien offshore au large de nos côtes, plus précisément à une trentaine de kilomètres du Cap Corse. Projet porté par la compagnie Eni via sa filiale dédiée aux énergies renouvelables Plénitude engagée dans le projet ATIS. L'énergie produite par ces projets aurait vocation à alimenter le territoire italien. Le processus semble bien engagé. En effet, après un dépôt initial en Italie en 2023, le dossier a été transmis à la France et porté à connaissance le 7 avril dernier par arrêté préfectoral permettant le lancement de l'enquête publique en Haute-Corse du 5 mai au 5 juin 2026. Ce projet n'est pas isolé. Il fait partie d'une feuille de route ambitieuse qui impacterait beaucoup plus largement les côtes de la Sardaigne, une vingtaine de sites pressentis et dans son droit fil des implantations entre Olbia et le Nord Galour jusqu'à une zone distante d'à peine quelques kilomètres des îles Lavezzi dans le détroit de Bonifacio. Les projets éoliens offshore engendrent de nombreux impacts négatifs concernant l'environnement au sens large du terme ou les activités maritimes et piscicoles notamment.
Néanmoins, il représente une manne énergétique importante. Un seul projet de groupement d'éoliennes peut produire davantage d'énergie que l'ensemble de nos centrales insulaires. D'ailleurs, le document de l'actuel PPE pour la Corse 2019-2023, 2024-2028 évoque dans ses pages 98 et 99 la question de la filière éolien en mer. Le texte évoque notamment la réalisation d'une étude d'ici 2023 pour déterminer les sites susceptibles d'accueillir des parcs éoliens flottants en Corse en fonction du potentiel de vent, mais aussi des contraintes, radars militaires, météo, zones protégées pour l'environnement, raccordement, conflits d'usage, et pour les sites éventuels identifiés, la réalisation d'une étude de faisabilité techno-économique. Pour compléter, il est indiqué que les coûts d'études feront l'objet d'une prise en charge par le CSPE et que des objectifs de développement spécifiques pourront être proposés lors de la révision de la prochaine PPE sur les périodes 2024-2028 et 2029-2033, dont acte. Rien de cela n'a pourtant émergé depuis, mais la Corse est désormais interrogée sur ses positions concernant une infrastructure pour laquelle elle n'a pas été consultée en amont. Peut-être même a-t-elle appris son existence par la presse. L'impact environnemental pour notre île et nos eaux est pourtant d'ampleur. La concertation, à minima, paraît essentielle. Les politiques que nous menons ici ne sauraient être mises à mal par des intérêts politiques étrangers sur notre territoire, encore moins quand ils prennent la forme de projets sujets à controverse. La Corse doit conserver la maîtrise de ses choix stratégiques alors même qu'elle débat d'un statut d'autonomie, y compris sur les moyens de production d'énergie. Ma question est simple. L'éolien offshore est-il pour nous une option à envisager au regard de l'actuel PPE et des process liés à la transition climatique et environnementale? Je vous remercie. Alors, je crois qu'il y a une réponse à deux voix, si j'ai bien compris. Donc, qui débute? Guy Armanet, président de l'Office de l'environnement. A ringraziarvi, cara Presidente, a ringraziarvi assai per la vostra domanda a bocca che mi pare assai importantissima, ma voglio dirvi in principio che è fatto a questione e a risposta. Je vais essayer, bien évidemment, de reprendre les choses dans l'ordre et effectivement, je vous remercie pour votre question qui aborde effectivement deux exigences majeures à mon sens, l'environnement et l'énergie. Et vous l'avez dit dans votre question. C'est d'ailleurs pour ça que la réponse se fera à deux voix. Alors, autant vous dire sans embâge et immédiatement, on commence à se connaître un peu, que nous sommes effectivement contre ce projet. Et vous l'avez dit, nous sommes contre ce projet parce qu'il a été défini dans un périmètre qui interpelle, sans concertation, avec la mise en route d'une enquête publique dont nous avons eu effectivement l'information relativement tardivement. Et dans ces cas-là, la Corse et le Conseil exécutif de Corse, au même titre que les Corses, sont bien évidemment opposés au projet. Une fois que j'ai dit ça, je souhaite aussi rappeler plusieurs principes. Et je crois que le premier des principes, c'est celui de ne pas opposer surtout la transition énergétique et écologique. Et d'ailleurs, pour vous donner un ordre d'idée, mais vous l'avez dit aussi, 3 éoliennes flottantes comblerait, je dirais, le déficit énergétique de la Haute-Corse. Donc, on a plutôt tout intérêt à avoir un regard très attentif sur le sujet. Et vous avez été de manière beaucoup plus large en évoquant le sujet sur l'intégralité du périmètre. Et c'est vrai que ce projet-là est une mise en route qui peut s'étendre aussi dans le sud. Et effectivement, moi je considère que aujourd'hui c'est la méthode qui ne convient pas et le portage de ce projet-là que l'on découvre. Donc je l'ai dit et je le redis, dans l'état actuel nous sommes contre, mais je dis aussi, non pas parce qu'il s'agit d'un projet d'éolien flottant, hein, je rappelle que là on est sur une énergie décarbonée et ça me permet de dire
en tant que président de l'Office de l'environnement, je pense, et en plus en tant que Cap-Corsain, je pense que ce type de programme d'éolien flottant, terrestre, maritime, parcs photovoltaïques sont pour moi un moyen relativement décarboné de produire de l'énergie en Corse et de rendre à la Corse une souveraineté énergétique relativement importante. Et nous n'avons pas de temps à perdre sur le sujet, je vous le confirme. Je referme la parenthèse, Julien évoquera le sujet tout à l'heure. Vous dire que ce document-là, que nous avons découvert dans le Cap Corse, au large du sanctuaire Pélagos et des sites Natura 2000 et du parc marin qui nous impacte fortement et directement, et comme moi, vous avez dû lire les documents de l'enquête publique, il s'agit de 48 éoliennes flottantes d'une puissance annoncée de 864 mégawatts. C'est la moitié d'une unité, je dirais, et la moitié de la consommation de la Corse, enfin largement dépassée puisque vous l'avez évoqué, et c'est la moitié des centrales nucléaires que l'on peut connaître de ce type-là. Donc c'est relativement conséquent. Au-delà de ça, c'est 260 km d'une emprise maritime qui vont être suscités, des fonds qui seront compris entre 250 et 630 mètres, 4 câbles sous-marins d'exportation et 2 sous-stations électriques flottantes. Donc il ne s'agit pas d'un aménagement ponctuel, il s'agit de quelque chose de très impactant pour la Corse. Alors, vous l'avez dit aussi, le dossier identifie lui-même plusieurs enjeux sensibles, notamment le bruit sous-marin qui pose des problématiques fortes sur les ressources halieutiques, les effets potentiels sur les cétacés, les impacts possibles sur les habitats benthiques profonds et les effets de câbles et des champs électromagnétiques. Donc, je dirais une ampleur environnementale qu'il est à maîtriser, étudier et peaufiner certainement. Il met également en évidence les risques sur les oiseaux migrateurs. On n'est pas uniquement sur les poissons, on est aussi sur les oiseaux migrateurs. Et effectivement, la question des ressources halieutiques était aussi un sujet pleinement intégré dans cette analyse. Il faut vraiment que l'on sache comment les choses vont évoluer. Donc c'est précisément le sens de la motion déposée par Hyacinthe Vagne aujourd'hui en fin de journée. Et effectivement, elle confirmera notre opposition sur le projet ATIS dans la localisation actuelle, qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, ne constitue pas une opposition de principe à l'éolien offshore flottant, mais qui doit nous appeler à une réflexion beaucoup plus forte. Donc elle exige surtout et elle exprime beaucoup de responsabilités, et un tel projet ne peut être envisagé que dans des zones adaptées, à distance des espaces marins sensibles, dans le cadre d'une planification bien sûr concertée, comme vous l'avez dit aussi. Cette exigence a également été portée dans le débat public, puisqu'une réunion publique a été organisée le 23 mai 2026 à Santa Maria di Lota, à l'initiative de FEMO Agorsiga. Cette réunion a permis d'alerter sur les risques environnementaux, maritimes et démocratiques d'un espace de projet qui constitue bien évidemment un projet relativement conséquent. Pour toutes ces raisons, je redis clairement notre opposition ferme au projet ATIS, qui ne présente pas aujourd'hui, à mon sens, toutes les garanties suffisantes et nécessaires. La Méditerranée n'est pas une zone disponible pour une industrialisation décidée loin de ses terres, ce que vous avez dit aussi. Et le projet d'autonomie, vous avez fait un lien aussi. Véritablement, je considère que la Corse et les Corses doivent être informés de ce genre de choses et doivent être les acteurs clés de ce qui doit se passer chez eux. Notre message est donc clair. Oui à la transition énergétique, mais pas au prix de la biodiversité du milieu marin, des usages de la mer, ni sans que la Corse soit pleinement associée aux décisions qui engagent son avenir environnemental. Donc je vais laisser à présent la parole à mon collègue Julien qui présentera les perspectives portées par notre collectivité. À terre. À Ringradiam. Donc le président de l'AUE prend la parole. Merci. Très rapidement sur le volet énergétique de ce projet, le président de l'Office de l'environnement a rappelé les enjeux environnementaux, notamment sur la biodiversité marine, mais également sur les activités halieutiques, de pêche et sur la sécurité, bien entendu, en mer. Pour ma part, sur ce sujet de l'éolien flottant, rappeler que beaucoup de projets aujourd'hui voient le jour partout en Europe, dans un objectif, bien sûr, de développement des énergies renouvelables, de réduire les dépendances aux énergies fossiles, de décarbonation.
et un certain nombre de projets également en Méditerranée, vous l'avez rappelé, hein, au large du Cap Corse, donc pour ce projet-là, mais également en Sardaigne, dans le détroit de Bonivadio, ou encore à proximité en mer Ligure. Ce projet-là, donc porté par le gouvernement italien et la société Eni, le projet Atis, je dirais qu'il est frappé de gigantisme. Ça a été rappelé, 864 mégawatts. Pour donner une image, hein, c'est 7 centrales du Ricante, la future centrale du Ricante, ou 7 centrales de Luciane. Donc vous voyez bien la puissance d'un tel projet qui dépasse parfois même ce qu'on peut imaginer. Donc bien sûr, ça a été rappelé par le président de l'Office de l'environnement, la collectivité de Corse n'est pas opposée par principe à l'éolien flottant, bien au contraire, vous l'avez rappelé également, puisque la PPE qu'on a adoptée en mars 2023 prévoit justement des études relatives au développement de l'éolien flottant, mais pas de projet sans études préalables, objectivées à l'échelle du bassin maritime et en concertation, bien sûr, avec l'ensemble des acteurs concernés, que ce soit ceux concernés par la question environnementale ou en matière de développement énergétique. Ces études préalables, en effet, la PPE prévoyait de les engager dès 2023 pour à la fois étudier les sites potentiels au large de la Corse, le raccordement, les conflits d'usage, les contraintes militaires, météorologiques ou environnementales. Pour autant, vous le savez, aujourd'hui, ces études n'ont pu être engagées pour une raison simple, c'est que nous sommes toujours malheureusement dans l'attente du décret d'application de la PPE qui a été adopté en mars 2023 par l'Assemblée de Corse. Et vous avez rappelé également que les coûts échoués de ces études, c'est des études qui sont relativement chères, techniques, et qui demandent même des expérimentations de terrain. Et pour s'assurer que les coûts échoués de ces études, si les projets ne se réalisent pas, puissent être pris en charge par la compensation au service public de l'électricité, on a besoin du décret d'application de la PPE. On ne peut pas s'engager aujourd'hui sur des études à plusieurs centaines de milliers d'euros si on n'est pas garanti derrière qu'il y aura une prise en charge de ces études. Donc sans décret d'application, pas d'études possibles qui ne puissent démarrer. Par ailleurs, la PPE française, je vais le dire ainsi, a été adoptée en mars 2026, donc très récemment, la PPE 3, hein, même si elle est indépendante de la PPE de Corse. Et là aussi, on attend des décrets pour la fin 2026 pour justement toutes ces études relatives au développement de l'éolien flottant. Donc, je rappelle l'avis défavorable de la collectivité de Corse, donc ce sur projet-là où on a été associé que très tardivement et de manière assez cavalière. Et je rappelle également, on prend souvent la Sardaigne comme exemple, parfois à tort, parfois à raison. La Sardaigne a engagé un moratoire sur le développement de l'énergie, des énergies renouvelables, notamment de l'éolien flottant, qui est contesté par l'État italien. Et on voit bien que dans une île autonome, la nécessité d'une mise en place d'un dialogue transfrontalier entre, bien sûr, l'État français, les autorités italiennes, la collectivité de Corse et l'ensemble des partenaires pour ce type de projet. Toute autre démarche est, à notre sens, vouée à l'échec. Je vous remercie. Merci, monsieur le conseiller. Madame la Présidente, juste Oui. deux mots Oui. pour remercier les deux conseillers exécutifs pour la qualité de leurs réponses. Merci beaucoup. Merci. Bien. Donc, sujet dont nous reparlerons au moment des motions, d'accord, mais effectivement très important. Je crois que Jean-Noël Profidi, maintenant, doit poser une question pour Corinne Fronte. Ringrazio, Madame Presidente.
Signor Presidente, quando di febbraio del 2025 è venuto il ministro francese di giustizia, Jean Darmanin, ci ha annunciato la fine di certe misure repressive e particolarmente ufficiali. Si può dire che andai nel buon senso. D'altronde, le discussioni tra rappresentanti da soci di sostegno e di difesa di patrioti perseguitati e anziani incarcerati hanno permesso di porre l'insieme di problemi, finalità, amende, eccetera, che il Ministro ha ascoltato in attenzione. Ognuno avrà capito che in questi momenti di possibili evoluzioni istituzionali il Governo può accompagnare con forza politica, standature mettendo da conto le logiche repressive. Mesi e mesi dopo, la situazione a questo punto ci pare sempre buia. Per ciò che tocca al Figet, l'affare non sono tutti chiari. Per ciò che tocca a Fignada, si è visto militanti sfrancati di suo cartolare, ma oramai messi sotto un'altra misura dita di sicurezza interna. E per ciò che tocca alla Mandi, non si è inteso nulla. In un frattempo, giovani gorsi sono stati di nuovo interpellati e altri incarcerati e allontanati apposta dal suo paese. Infine, poco tempo fa, sono stati scoperti nel territorio di militanti politici e di sindacalisti materiale elettronico di sorveglianza, ciò che costituisce un attacco alla libertà. L'abbiamo sempre sottolineato, non si può concepire dialogo politico sotto la pressione repressiva. Il governo francese deve piantarsi la repressione. Che ci sono altri gravissimi problemi in corsa che ha provocato lui stesso e questo combricoli in cui la mafia e abusi. Siete pronti nel quadro di dibattiti previsti nella evoluzione istituzionale a far sentire valere al governo francese questa volontà di mettere fine a tutti e di muovere a tutti queste misure repressive che toccano i movimenti nazionali e che hanno per scopo da ammutolirlo. Bene, grazie. A ringraziabi. Allora, qual è che risponde? Gilles Simeoni, avete la parola. Grazie, signora Presidente. A già risponde io, che sono stato l'anno scorso incaricato tanto che il Presidente del Consiglio esecutivo di Corsica di portare con la Strelletti del Consiglio esecutivo e dell'Assemblea questa parte necessaria e importantissima di nostre rivendicazioni. A sapere, e la vostra questione permette di rammentarla, che la questione dei prigionieri politici e di eseguite giudiziarie che le siano penali o civili per condanne hanno sempre fatto parte di maniera diretta di un perimetro di discussione iniziate dopo l'assassinio di Ivan Colonna. Abbiamo avuto l'occasione di montuarla e di farla scrivere di modo indiretto, ma era chiaro, a un livello politico, la prima volta che abbiamo incontrato, eravamo parecchi, Gérald Darmanin, quando lo ripartì a dire la sua prima visita e quando abbiamo fatto la scelta di cifrare solo in Cunello un testo che ha permesso dopo al processo detto di Beauvau di ingaggiarsi e di continuare, era perché aveva accettato di integrare in discussione e negoziata bene la questione dei prigionieri politici. Allora voglio dire all'ultimo di questa passata e c'è da essere una discussione davanti all'Assemblea nazionale francese che ha cominciato il 16 di giugno. Sarà dunque l'occasione per noi tutte e tutti, e più particolarmente per quelli che sostengono il processo e più particolarmente per i nazionalisti che li siano da maggiorità territoriale o delle posizioni, di rammentare ciò che è stato detto e ciò che è stato promesso. Per le promesse, voglio rammentare che, come voi l'avete fatto, quando è venuto qui il Ministro della Giustizia, Gérald Darmanin,
ci ha detto di modo chiaro che questa questione sarebbe esaminata mica dal Parlamento, dal governo, e che l'affare di ufficiette, fra l'altro, e di eseguite di condanne sarebbe regolato nel quadro di un processo se questo processo continuava. Oggi siamo all'ultimo e ma passà, penso, in tutti i casi, sarà un nostro caso, ne abbiamo parlato con il nostro presidente di gruppo e ripeto, per gli altri nazionalisti e per tutti gli eletti, penso che è normale che noi siamo qua su per l'ultima fase e tappe di un processo, dunque andremo in Parigi, avremo l'occasione, penso, di incontrare mica solo i deputati e i senatori, ma di noi, i membri del governo, fra i quali il ministro della giustizia, posto che quando si tratta di revisione costituzionale si sa che il ministro della giustizia è a fianco del governo, può essere accompagnato da altri membri del governo, ma c'è, e dunque avremo l'occasione, spero e penso, di incontrare a Gérald Darmanin e sarà l'occasione di rammentargli insieme le sue promesse e di fare che queste promesse diventino infine fatti e atti. Ringraziabili. Allora, l'ultima domanda a bocca è quella che è stata per Annette Pieri, per un socio, nei trasporti scolari du Vieux-Morbu. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Président, Monsieur le Conseiller exécutif, chers collègues. Ces dernières semaines, les collèges et lycées du Vieux-Morbu ont fait l'objet de perturbations lors des blocages organisés aux abords de l'établissement. Nous avons constaté une situation préoccupante. Les élèves transportés par les bus scolaires n'ont pas pu aller, je dirais, à leur cours, puisqu'à 200 mètres du lieu de dépose, le parking où les bus scolaires doivent en fait déposer les élèves, il y avait des brûlages de pneus qui empêchaient en fait les autocars scolaires de déposer les enfants. Donc les enfants étaient ramenés et ne pouvaient pas assister aux cours, bien que les établissements étaient ouverts. Seuls les élèves transportés par leurs parents ont pu assister aux cours parce que les établissements étaient ouverts. Donc aujourd'hui, se pose la question de ce blocage qui est fait au niveau de cet établissement. Comment sortir de cette problématique? Je me suis entretenue avec les transporteurs. Ils me disent qu'il y a un cahier des charges qui est très contraint et qu'ils sont tenus en fait de déposer les élèves sur ce parking qui est attitré pour le déport. Il n'y a pas de possibilité de contourner ce blocage qui a été fait pendant des semaines et qui a privé les élèves des cours alors que les établissements étaient ouverts. Alors je vous demande s'il y a une possibilité dans le cadre en fait de la convention de transport qui lie les transporteurs à la collectivité, de prévoir un aménagement, de prévoir en fait des dépôts alternatifs quand se pose le problème de blocage. Il ne s'agit pas en fait de contourner une éventuelle manifestation, mais c'est de permettre quand même, quand les établissements sont ouverts, aux élèves de pouvoir assister aux cours. Je pense qu'on peut définir en amont des itinéraires de secours, autoriser des déposes, je dirais, sécurisées, ou mieux coordonner les transporteurs, les établissements et les services concernés quand se pose le problème de blocage. Parce que la Corse, nous défendons notre langue, nous défendons notre culture, nous défendons notre avenir. Mais l'avenir, c'est également l'avenir pour nos enfants, qui sont la prunelle de nos yeux, je reprendrai les termes de Jean Martin, de pouvoir accéder à l'école, parce que l'école, c'est le cœur de vie et l'avenir pour nos enfants. Merci.
Merci Annette. Donc c'est Jean-Félix Aquahu qui va vous répondre, président de l'Office des Transports. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Président du Conseil exécutif, Mesdames et Messieurs les conseillers exécutifs, Mesdames et Messieurs les élus, Madame la conseillère. Alors, merci pour votre question, pour avoir mis en avant la nécessité de la continuité du service du transport scolaire, et ce, évidemment, quelle que soit la difficulté rencontrée sur les différents trajets. Je rappelle quand même, ce qui est important de la rappeler, que la collectivité de Corse est maître d'ouvrage de 386 lignes à l'échelle de la Corse. C'est un affichage fort de notre politique publique et que l'on mobilise 28,5 millions d'euros hors transport handicapé. Si on y rajoute transport des 300 élèves handicapés par jour, c'est 3,5 millions de plus. Tout cela gratuit, bien évidemment, ce qui est donc une politique méconnue, mais qui est important de rappeler. Vous faites état d'une situation de blocage aux apports des établissements du Fiumourbo, en lien donc avec l'actualité récente, le sujet des Scolagours. Je serais tenté de dire, s'il n'y avait pas eu de reniement sur un certain nombre d'engagements sur Scolagours, peut-être qu'il n'y aurait pas eu de blocage. J'ouvre une parenthèse et je la referme. Vous me permettrez d'étendre le champ des réponses à l'ensemble des établissements scolaires pour bien comprendre les mécaniques en cours, puisque vous posez une question sur le cahier des charges. Les difficultés d'accès ponctuelles à certains établissements scolaires en Corse, lorsque des opérations de blocage interviennent sur les axes de dessert, sont une réalité qui fait l'objet d'une vigilance particulière, donc il y a des process, et d'une prise en considération spécifique par les services de la collectivité de Corse et les partenaires, parce qu'il y a des partenaires conjoints. Ces situations ont des conséquences directes sur l'accès à l'enseignement pour nos enfants, vous l'avez rappelé, c'est exact, et peuvent perturber l'organisation du transport scolaire, qui doit rester fiable, sécurisé et continu autant que faire se peut. Parce qu'il y a une question de gestion de crise quand on parle d'autant que faire se peut. Face à ces situations, il convient néanmoins de rappeler un principe simple. Assurer la sécurité des élèves qui nous sont confiés, tout en garantissant la continuité du service public, reste la priorité de la collectivité compétente en matière de transport scolaire. À ce titre, la collectivité définit les circuits, les points d'arrêt, les modalités d'exploitation et les conditions de sécurité des dessertes scolaires. Elle veille également à l'aménagement et à la sécurisation des zones de dépose lorsqu'elles relèvent de son domaine de compétences. En lien avec les communes, c'est important de le rappeler, les gestionnaires de voirie concernés et les directeurs d'établissement. Donc chacun a des compétences en la matière. Il appartient au chef d'établissement, dans le cadre de ses responsabilités en matière de sécurité des élèves aux abords immédiats de l'établissement, d'organiser les conditions d'accueil et de circulation des élèves, de signaler à la collectivité ou aux transporteurs toute difficulté et situation à risque, de participer à la coordination locale entre les différents acteurs, de mettre en place, le cas échéant, des consignes internes relatives au flux d'élèves et aux horaires d'entrée et de sortie. La responsabilité du transporteur porte, elle, sur l'exécution sécurisée du transport et des opérations de montée et de descente des élèves. Elle peut être engagée en cas de non-respect des règles de sécurité, d'arrêt dangereux ou de défaillance dans l'organisation des services. Et donc, il lui appartient de respecter les emplacements et horaires définis, de s'assurer que les élèves peuvent descendre sans danger, de respecter les règles de circulation et de stationnement, de signaler toute difficulté de sécurité constatée aux abords de l'établissement. Dès qu'il y a un tel signalement de la part de quelques partenaires que ce soit, la collectivité prend attache sans délai, c'est ce qui se passe, c'est le procédé, de l'ensemble des acteurs concernés pour mise en place d'une réaction concertée. Les chefs d'établissement ou les services de l'Académie de Corse, bien sûr, ainsi que les exploitations de transport, la commune concernée, qui dispose évidemment d'un pouvoir de police et qui est compétente en matière de gestion des flux de circulation dans son périmètre, les autres services de l'État, lorsque la situation l'exige évidemment. Cette coordination est essentielle pour éviter le caractère effectif du blocage et éviter que des décisions de demi-tour ou d'interruption de service ne soient prises de manière inappropriée. Donc il y a bien un jugement d'opportunité qui fait dans la concertation, c'est le procédé, alors même que des solutions alternatives peuvent exister. Ça, c'est donc l'objet de l'échange entre les partenaires. S'il a pu arriver, notamment dans le cadre de la gestion des blocages de la cité éducative du Fiumourbo, que des parents d'élèves alertent la collectivité de Corse sur des demi-tours effectués par certains transporteurs alors qu'une solution de contournement avait été définie, tout est rapidement rentré dans l'ordre et le service a repris normalement immédiatement après qu'un rappel de procédure a été effectué. Donc ça, c'est ce qui s'est passé. Il est important de souligner que dans un cadre de gestion de crise, puisqu'on est dans le cadre de gestion de crise, les personnes impliquées immédiatement doivent parfois prendre des décisions in situ. Cela a été le cas pour certains transporteurs qui, après avoir été informés par les gendarmes que des feux étaient allumés au niveau du barrage, ont préféré eux-mêmes, transporteurs, rebousser chemin en application de la consigne première qui est d'assurer la sécurité des élèves. Cela étant, le principe retenu est systématiquement rappelé que le demi-tour des véhicules ou l'interruption du trajet ne doivent intervenir qu'en dernier recours, uniquement lorsque l'accès à l'établissement est matériellement impossible ou sur instruction expresse de la préfecture ou des forces de l'ordre. Dans toutes les situations où les conditions de sécurité le permettent,
Des solutions alternatives doivent être recherchées pour garantir la continuité du service. Cela peut passer par la mise en place d'itinéraires adaptés ou par l'organisation de points de dépose provisoires aux abords des établissements. Donc c'est bien prévu par la gestion de crise. Ces dispositifs peuvent être mis en œuvre dans un cadre juridique sécurisé, notamment par arrêté municipal, autorisation temporaire de circulation ou toute autre mesure relevant des pouvoirs du maire, permettant d'assurer la circulation dans des conditions satisfaisantes de sécurité. C'est en l'occurrence le choix qui a été opéré par la mairie de Prunelli-di-Fiumorbo, qui a inversé le sens de circulation d'une rue pour permettre de contourner le point de blocage. Il peut également être envisagé d'identifier en amont, en lien avec les communes et l'académie, des points de dépôt alternatifs permettant aux élèves de rejoindre les établissements à pied dans des conditions sécurisées. Dans ce cadre, une coordination peut être assurée avec les services de l'éducation nationale, les collectivités et les forces de sécurité pour définir des modalités de sécurisation du cheminement des élèves entre un point de dépôt alternatif et l'entrée de l'établissement. Il est enfin rappelé que les responsabilités du service de transport scolaire cessent à compter de la dépose des élèves dans des conditions normales de sécurité du point convenu. L'objectif donc de cette organisation avec l'ensemble des partenaires, chacun intervenant dans le cadre de ses prérogatives est clair. On garantit une réactivité optimale en cas de crise et de blocage. On assure la sécurité des élèves en toutes circonstances. On informe rapidement les familles et on préserve autant que possible la continuité du service public d'éducation sur l'ensemble du territoire. Les procédures de gestion de crise en vigueur ne peuvent pas être déterminées dans le cas des marchés publics qui nous lient aux entreprises de transport dans la mesure où il serait difficile de prévoir à l'avance l'ensemble des situations possibles. Mais au demeurant, les liens étroits que les services de la collectivité entretiennent avec l'ensemble des partenaires institutionnels ainsi que le retour d'expérience contribuent à optimiser la gestion des blocages de sortie, de blocages et de crise, de sorte à parvenir à réduire la portion congrue des dysfonctionnements qui ont été constatés. C'est ce qui s'est passé lors des blocages de Fiumorbo. Je vous remercie pour cette question. Question précise, réponse très précise. Bien, e cu penso che mugon più domanda a bocca. Dunque ringraziamo a tutti per le vostre domande, ringraziamo gli esecutivi per le vostre risposte. Allora, prima di andiamo a Buerebbe saluda a Paul-Louis Gianecchini, bienvenue au sein de cette assemblée. Merci de votre présence dès aujourd'hui. Vous apprendrez à travailler au sein de votre groupe et avec nous tous. Donc, nous vous remettrons le règlement intérieur qu'il faut suivre, connaître par cœur et suivre avec beaucoup d'attention. Je voudrais signaler aussi que depuis la dernière session, qui était la session d'installation du nouvel exécutif, plusieurs anciens élus nous ont quittés, en particulier René Lota, qui était lui conseiller au CESEC depuis 2021, Pierre-François Paolacci, qui est l'ancien premier adjoint d'Iubedros, et qui était ancien bâtonnier du barreau de Marseille, et plus récemment le professeur Pierre Roberti, qui est l'ancien maire de Mourou. Il était maire de Mourou de 1995 à 2014. Je me permets aussi de rappeler le décès de l'ancien directeur du SDIS 2B, puis du 6 du Poumont, Pierre Salinesi. Joe Mignucci aussi, le journaliste et photographe connu, donc des personnalités connues, qui ont travaillé, bien sûr, de manière rapprochée avec des politiques, avec les élus que nous sommes. Et puis, le professeur Grigelli, dont vous avez certainement appris le décès il y a quelques jours. Voilà. Et puis, je tenais aussi à avoir une pensée pour notre collègue Charlotte Terrig, qui n'est pas là aujourd'hui et qui a perdu sa maman le week-end dernier et qui était dans sa 100e année. Voilà. Donc nous avons une pensée pour toutes ces personnes et bien évidemment pour leurs familles. Monsieur le Président de l'Exécutif, est-ce que vous souhaitez intervenir? Merci Madame la Présidente. À mon tour, je veux saluer notre collègue Paul-Louis qui vient de nous rejoindre dans le groupe FAPO, Boulou Gianecchini bien sûr, pour ceux qui ne le connaissent pas, mais il est très connu. Et je vais en profiter aussi pour saluer amicalement
Sandra Marquette qui a fait le choix de se retirer et pour ainsi laisser Paul Louis aujourd'hui prendre ses fonctions. À mon tour aussi, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les conseillers, je veux signaler la disparition de parents d'agents et bien sûr souhaiter les condoléances aux familles. Madame Marie-Thérèse Boréelli, la grand-mère de Jean-Baptiste Boréelli, qui est un agent de la CDC et qui est aussi la mère de nos amis Patrick et César Boréelli. Et Monsieur Toussaint Frigolet, le père de Madame Élodie Frigolet, qui est aussi agent de la CDC. Merci. Donc nous allons faire l'appel. Angelini Jean-Christophe, Antonini Daniel, Arrighi Véronique, Battestini Serena, Benedetti Paul Félix, Biccherai Didier, Bori Jean-Marc, Borromei Vanina, Branca Marie-Claude, Caituculi Paul Joseph, rappresentata da Tony Peraldi, Campana Françoise, Casano Nicolai Paul, Casano Servas Marie-Hélène, Ciappini Angèle, Cognetti Turchini Cati, Colombani Anna Maria, rappresentata da Antonia Luciani, Colonna Romain, Combette Christelle, Dansari Frédéric, Duval Santa, Fanny Muriel, rappresentata da Joseph Savelli, Filippi Petranto, Francici Paoli Elisa, Galonidis Ria Eveline, Gionga Pierre, Giabigoni Jean-Charles, rappresentato da Françoise Campana, Giacometti Piré da Josefa, Gianecchini Paul Louis, Guidoni Pierre, rappresentato da Cati Cognetti, Le Beaumain Vanina, Le Mao Gian Santo, rappresentato da Paola Mosca, Lucchini Jean-Jacques, Lucioni Don Joseph, Luciani Antonia, Luciani Saverio, Mariotti Marie-Thérèse, rappresentata da Jean-Martin Mondoloni, Mattei Flora, rappresentata da Nadine Nivagioni, Maupertuis Marie-Antoinette, Mela Georges, Mondoloni Jean-Martin, Mosca Paola, Nivagioni Nadine, Panzani Jean-Paul, Pedinieri Chantal, Peraldi Antoine Joseph, Pieri Marianne, Pietri Véronique, Paul et Antoine, Paul et Pierre, Poncevera Juliette, rappresentata da Gianecchini Paul Louis, Pozzo di Borgo Louis, rappresentato da Vanni Hyacinthe, Profisi Jean-Noël, Quastana Paul, Saveli Jean-Michel, Saveli Joseph, Seateli Jean-Louis, rappresentato da Saveli Jean-Michel, Sorba François, Terighi Charlotte, rappresentata da Pierre Gionga, Tiberi Giulia, Tramoni Elisa, Valdrighi Hervé, Vanni Hyacinthe et Volimaci Charles. Il y a une demande de point d'ordre. Oui, Madame la Présidente, on attend une minute que les personnes pour qui nous allons faire le point d'ordre se mettent en place. Donc en fait, je demande une suspension de séance pour que le point d'attente soit réglementaire. N'a pas débuté, Monsieur Benedetti, encore. Je rappelle que la séance débute lorsque je constate le quorum et que je dis « la séance est ouverte ». Et ensuite, je fais mon allocution, donc j'attends. La séance n'a pas débuté, mais visiblement, il y a une entente entre tous les groupes. Donc, Cathy, tu n'as rien loupé, hein.
Non, alors moi je vous propose une chose. J'ouvre la séance, je fais mon truc, vous le ferez après. Merci. Donc la séance est ouverte. Diles egoudi, car eguncier et egoudi, igar eguncier à l'Assemblée à Igor, siga car et cariduti. Alors depuis notre dernière session, plusieurs rendez-vous importants se sont tenus autour du processus de réforme constitutionnelle relatif à l'autonomie de la Corse, attendu depuis maintenant 4 ans et pour certains d'entre nous ici depuis plus d'un demi-siècle. Nous avons ainsi été auditionnés avec les présidents Giovanna Angeli et Simeoni la semaine dernière par la Commission des lois de l'Assemblée nationale. Nous avons rencontré aussi à 2 reprises la ministre Gattel, ministre de l'Aménagement du territoire et de la décentralisation, et hier encore, au sein de cette Assemblée, nous recevions le président de la Commission des lois et rapporteur du projet de loi constitutionnelle, Florent Boudier. Alors en effet, une nouvelle séquence politique s'est ouverte, cela ne vous a pas échappé, celle de l'examen par l'Assemblée nationale du projet de loi constitutionnelle relatif à la Corse. Je veux rappeler qu'en juillet 2025, le ministre François Rebsamen s'était engagé au nom du Premier ministre à transmettre au Parlement le projet d'écriture constitutionnelle tel qu'elles avaient été votées dans cet hémicycle par notre Assemblée à la quasi-unanimité en mars 2024. Et par cet engagement, le gouvernement avait voulu signifier que l'accord politique issu du processus de Beauvau demeurait valable et que le point d'équilibre trouvé au sein de cette Assemblée, au-delà de nos sensibilités partisanes, restait le centre de gravité de cette réforme. Ce texte, sur lequel beaucoup d'encre a déjà coulé, est le fruit de près de 2 années de travail, de dialogue, d'ajustement, allant dans le sens des intérêts matériels et moraux de la Corse. Et il doit permettre 2 avancées essentielles. D'abord, la reconnaissance de la singularité de la Corse. Ensuite, l'ouverture d'un champ des possibles dans la relation entre la Corse et l'État, ou l'État et la Corse, par l'octroi d'un statut d'autonomie. Au fond, les députés auront à répondre à 3 questions simples mais essentielles et décisives. La Corse est-elle singulière? Doit-elle disposer d'un statut d'autonomie? Quel type d'autonomie? Les conditions opératoires de cette réforme seront pour l'essentiel traitées, vous le savez, ultérieurement dans une loi organique qui, par définition, organisera les transferts de compétences et les modalités d'exercice de cette autonomie. Mais avant cela, il faut modifier la Constitution. C'est la condition nécessaire et même absolument nécessaire. Au cours de nos échanges avec les députés, avec la ministre, tout au long du mois de mai, nous avons voulu rappeler, avec les présidents Giovanna Angeli et Simeoni, 3 points essentiels. Premier point, la légitimité de ce texte. Ce texte n'est pas celui du seul gouvernement. Il n'est pas non plus celui de la seule majorité territoriale. Il n'est pas davantage celui de ses opposants politiques. Il est le résultat d'une co-construction démocratique de toutes les parties prenantes, construction qui a pris corps, je vous le rappelle, dans les réunions du comité stratégique à Beauvau, dans une délibération à autonomie de cette Assemblée votée le 5 juillet 2023 à une très large majorité, puisqu'il y a eu 73% d'avis favorables, dans une déclaration solennelle faite le 23 février 2024 par toutes les composantes de notre Assemblée en faveur d'un statut d'autonomie,
dans une délibération du 27 mars 2024, je le disais tout à l'heure, précisant les écritures constitutionnelles souhaitées et votées d'ailleurs à la quasi-unanimité, puisque une seule voix s'était exprimée contre. Deuxième point, les opportunités que le texte offre en tant que point d'équilibre. D'abord, une chance unique de reconnaissance constitutionnelle, certes imparfaite, mais qui sera bien réelle. Une chance aussi d'ouvrir des perspectives nouvelles d'auto-administration et d'émancipation collective. Le texte permettrait à la Corse de disposer d'un véritable pouvoir, comme en bénéficient déjà la plupart des îles de la Méditerranée et de l'arc atlantique, et comme en bénéficient tant d'autres régions européennes. Et donc, il permettrait responsabilité politique et, selon moi, mais c'est mon avis propre, une forme d'autodétermination en matière économique, en matière sociale et environnementale, et il ouvre en cela un chemin de paix et de stabilité. Enfin, troisième point, les risques qui accompagnent sa mise en débat au sein de l'Assemblée nationale. La dénaturation possible du texte ou tout simplement son rejet ne sont pas à exclure, mais le statu quo qui en résulterait serait alors un échec pour tous. L'échec d'une méthode fondée sur le dialogue démocratique, l'échec d'un compromis politique construit pendant de longs mois, l'échec enfin d'un texte ciselé dans le verbe pour traduire à la fois une histoire, une géographie, une aspiration, une réalité humaine et politique. Chers collègues, nous avons inlassablement rappelé au cours de ce mois de mai et de ces différents rendez-vous combien les attentes du peuple corse sont fortes, notamment celles exprimées par la jeunesse au printemps 2022 à la suite de l'assassinat d'Ivan Colonna. Alors oui, cette étape de l'Assemblée nationale est essentielle et oui, le moment est important. Et que nous a dit le président de la Commission des lois de la Chambre haute? Qu'un calendrier existe désormais et que les prochaines étapes parlementaires sont engagées et dès ce soir, les amendements en fin d'après-midi déposés en Commission des lois seront connus. Que notre argumentation et notre volonté de responsabilité sont écoutées, pas encore entendues, mais en tout cas écoutées, mais qu'il reste certainement un long chemin à parcourir nécessitant un important travail de pédagogie afin que les parlementaires ne s'en tiennent pas uniquement à des lectures purement juridiques, parfois restrictives, inspirées de l'avis du Conseil d'État, mais qu'ils mesurent pleinement la portée démocratique, historique et politique de cette réforme. Alors, serons-nous entendus? À ce stade, nul ne peut le dire avec certitude. Le contexte politique national, vous le savez, est complexe, difficile. L'attention de nombreux députés est déjà tournée vers les échéances présidentielles et les compétitions internes aux groupes politiques sont bien réelles. Pourtant, au-delà des contingences politiciennes, il y a ici une responsabilité historique de l'Assemblée nationale. Et si nous n'étions pas entendus, alors il faudrait en tirer lucidement les conséquences. Cela signifierait que la méthode de l'accord politique est rejetée. Cela signifierait que le consensus exprimé par l'Assemblée de Corse est rejeté. Et cela poserait un véritable problème démocratique. Cela voudrait dire aussi que nous continuerions à multiplier les demandes d'adaptation réglementaire ou législative, comme c'est prévu d'ailleurs par notre statut déjà, sans réponse réelle de l'État. Je rappelle, nous le disions hier en réunion, conférence des présidents, avec le rapporteur Boudier, avec Jean-Martin Mondolone en particulier aussi, puisqu'il a évoqué ce sujet, 57 saisines ont été faites au titre de notre statut déjà particulier.
Sur ces 57 saisines du gouvernement pour des adaptations, 4 ont reçu une suite positive. Je vous dis lesquelles, parce que c'est quand même très éloquent. La création de la collectivité unique, normale. La modification de la composition de la Chambre des territoires. La possibilité donnée au PCE, au président de l'exécutif, d'ester en justice. Et la prise en charge par l'État du 2e accompagnant d'enfants malades. Donc 4 réponses positives sur 57. Rien sur la langue, rien sur le développement économique, l'environnement, l'énergie, le tourisme, je passe, les camping-cars refusés, etc., etc. Et cela pose un véritable sujet. Alors même que les enjeux, pour nous, sont immenses. La disparition progressive de notre peuple, l'affaiblissement et la possible disparition de notre langue, la spéculation immobilière, la dépossession foncière, les difficultés à se loger, notamment pour nos jeunes, la protection de notre environnement et de nos équilibres territoriaux. Et j'en passe. Aussi, mesdames et messieurs les conseillers, je veux aujourd'hui le dire avec gravité et solennité à la représentation nationale. Oui, la Corse est une île, et cela change tout. Oui, un peuple corse existe, et il entretient un lien spécifique à sa terre. Oui, une langue corse existe, et les Corses doivent avoir le droit de la parler et de la transmettre. Oui, notre territoire cumule des contraintes sans équivalent en métropole. Oui, le système d'adaptation que nous connaissons aujourd'hui ne fonctionne pas. Et oui, enfin, une certaine conception jacobine de la République risque aujourd'hui d'aller à rebours, ce qu'exigent les évidences, le temps présent comme les défis à venir, lorsqu'elle prétend traiter uniformément des réalités territoriales profondément différentes. Partout en Europe, les territoires qui avancent sont ceux qui savent conjuguer audace, innovation, coopération et responsabilité, sans nier pour autant leur identité. C'est cette voie que la Corse demande aujourd'hui à emprunter, certes dans la République, mais avec les moyens d'agir pour elle-même et pour son avenir. Aringra Diaby. Monsieur le Président, je vous en prie. Merci, Madame la Présidente. Alors, je reviendrai, moi aussi, quelques minutes sur le moment décisif que nous sommes en train de vivre avec, vous l'avez rappelé aussi, des enjeux pour nous qui sont immenses. Alors, je vais le faire avec mes mots et aussi peut-être avec mon regard qui est peut-être un peu plus neuf, parce que je n'ai pas participé, moi, directement pendant toutes ces périodes aux échanges et aux négociations, mais le ressenti que j'en ai à ce stade, après avoir été avec la présidente de l'Assemblée de Corse et le conseiller exécutif en charge du dossier d'autonomie Gilles Simeoni, aussi bien à Paris, reçu par la commission des lois, que ici, hier, avec vous tous, recevant le président de la commission des lois et rapporteur du projet. C'est quand même pas, et aussi parce que par nature, j'ai tendance à avoir le verre plutôt à moitié plein qu'à moitié vide. C'est quand même d'abord un ressenti d'élus, de députés français qui aujourd'hui comprennent ou reconnaissent en tout cas la singularité de la Corse. Ils l'ont exprimé à plusieurs reprises. La singularité, bien sûr, géographique, mais aussi, me semble, la singularité historique, linguistique, politique. Et c'est presque un paradoxe, parce qu'à côté de ça, on retrouve dans leurs propositions une incapacité à traduire cette reconnaissance de singularité. So penso impastato da un centralismo e da un jacobinismo francese. Et ils ont du mal à traduire. Ils nous proposent régulièrement et de manière assez constante un projet d'autonomie à minima.
nous l'avons répété, néanmoins, le devoir de respecter le Parlement français qui va devoir s'exprimer. Et nous avons le devoir aussi, je crois, de nous mobiliser plus que jamais. C'est le message, moi, que je passe de manière régulière. Nous serons à Paris le 2, présents, à côté de nos députés, pour batailler à la Commission des lois. Nous serons à Paris, nous l'espérons aussi, avec tous ceux qui ici soutiennent l'autonomie, le 9, devant les députés français, pour continuer à expliquer, convaincre. Et nous serons bien sûr à Paris, j'espère tous ensemble, le 15, le 16 et le 17, peut-être, pour l'examen du projet de loi à l'Assemblée nationale. Je pense qu'il faut qu'on ait le bon niveau de mobilisation, parce que le chemin, il est étroit, mais il existe. Il faut qu'on s'en persuade, il existe encore, parce que de toute façon, ça a été dit par la présidente, il n'y en a pas d'autre. L'autre, c'est le statu quo. Et qui ici veut encore du statu quo? Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les conseillers, je me permettrai d'aborder un autre point lors de mon intervention, dans cette intervention, qui est un point d'actualité judiciaire. Cette session, elle intervient également dans un contexte marqué par cette actualité judiciaire, avec des perquisitions, vous l'avez tous entendu, menées les 27 et 28 mai dans le cadre d'une enquête conduite par le parquet européen et qui ont concerné notamment l'Agence de développement économique que je préside et la caisse, la CADEC. À ce jour, on en est dans une enquête préliminaire. Personne n'a été auditionné, c'est le principe de ces perquisitions. On sait, par quelques échanges que nous avons pu avoir avec les policiers et le procureur sur place, qu'il s'agirait d'une enquête relative à des marchés publics passés par la DEC en mobilisant des fonds européens, que de financement PO 2014-2020 et REACT-EU, et qui concerne le plan de relance post-Covid, donc des marchés qui 2021-2022. Ce que nous savons aussi, après les échanges que nous avons eus pour l'instant, c'est que ce qui est remis en cause, ce n'est pas tant la construction du marché, la passation du marché, que les mécanismes d'attribution. Au moment où je vous parle, nous n'avons pas plus d'informations que cela, mais je voulais vous porter à connaissance de l'Assemblée ces faits, parce qu'on est dans le temps médiatique et celui de la justice, il est souvent plus long, et donc on avait aussi besoin de vous informer. Moi, il ne m'appartient pas de commenter le fond d'une enquête en cours. Je veux simplement rappeler les principes suivants: le respect absolu de la présomption d'innocence, le refus de toute instrumentalisation, le refus, bien sûr, du soupçon généralisé et le respect des agents que je veux saluer, parce que voir débarquer à 8h30 le matin une vingtaine de policiers armés avec un procureur pour perquisitionner des locaux administratifs, on voit souvent le décalage qu'il peut y avoir entre la réalité et les méthodes pratiquées. Donc je veux aussi saluer et demander le respect des agents et bien sûr des élus et des institutions. Merci, Monsieur le Président, d'avoir mis des mots sur ce qui était en train de se passer en toute transparence. Merci. Donc, il y avait une demande, un point d'ordre. Donc, oui, Madame la Présidente, je pensais le faire sur un point d'ordre réel et politique. Je le ferai en cours de séance pour ne pas rajouter. Donc, il y a en ce moment un conflit social sur la Corse du Sud auprès des établissements sous la DAPEI avec les ESAT, qui sont les anciens centres CAT pour aide aux travailleurs en situation de handicap. Il y a eu des conflits par le passé, il y a 5-6 ans, qui ont amené une direction de tutelle et la nomination
d'une équipe dirigeante. Il y a eu en février un mouvement de grève qui est passé un peu sous les radars parce qu'on était tous ailleurs, je crois. En fait, c'était pour le maintien d'un emploi, un CDD pérennisé depuis plus de 3 ans, qui arrivait en fin de droit, et pour essayer de sauver cet emploi et de maintenir en tout cas l'efficacité de cet emploi. Il faut savoir que ces établissements nous concernent quand même un peu. D'abord, ils font partie du social. Pour ceux qui ont eu quand même le désagrément d'avoir des parents très proches qui sont passés par ces établissements, il faut féliciter qu'ils y soient, les personnels et tous les bénévoles qui animent le conseil d'administration et qui ont permis à ces structures d'exister. Moi, j'ai très bien connu l'éveil à Bastia. J'ai eu mon tonton pendant 20 ans qui en a été pensionnaire. Et j'en parle donc en connaissance de cause, et 2 de mes cousins à Ajaccio. Ce conflit a amené un protocole de fin de grève qui n'a pas été respecté. L'emploi, je le cite, de M. Orson, il n'a pas été maintenu. Il est là-haut, il nous écoute. Et parallèlement à ce conflit, il y a eu un début de chasse aux sorcières sur les grévistes de février. Et 2 personnes aujourd'hui, M. Pellegrini et Mme Delipé, sont en passe de perdre leur emploi. Le premier a reçu une signification sur son lieu de travail en présence de ses salariés encadrés, une mise à pied conservatoire avec suspension de salaire et effet immédiat, sans aucune motivation et sans aucune formalité préalable. Et la deuxième personne est convoquée lundi pour un entretien préalable dont on peut mesurer la funeste finalité s'il n'y a pas une procédure de demande d'une conciliation et d'apaisement. Ce n'est pas un conflit social à la poste. Ce ne sont pas des lettres et des colis qui ne partent pas. On a eu la chance, avec émotion, d'écouter une des grévistes. Et il y avait tous les groupes politiques de l'Assemblée. C'est quelque chose qui s'est fait de manière complètement informelle. Je m'excuse auprès de Pierre Jong, que je n'ai pas trouvé à temps, mais il était là de cœur, je le sais. Donc ces personnels nous écoutent. Nous, ce qu'on voudrait, c'est qu'il y ait, de la part de l'exécutif de Corse, un appel auprès de la directrice de l'ARS pour qu'il y ait une médiation immédiate et pour qu'un conflit dur cesse dans cet établissement, qu'il y ait le respect d'une forme d'empathie et de moralité, le respect des travailleurs, le respect des salariés accompagnés et le respect d'une certaine forme de Corse. Je n'irai pas plus loin. Il y a la demande formelle d'un règlement du conflit par des mesures fortes, de modification de l'équipe directionnelle. Ce n'est pas mon rôle d'aller au-delà, mais mon rôle, je dirais, de politique et de personne à sensibilité sociale assez forte, c'est de demander une voie médiane et cette voie d'apaisement. Madame la conseillère exécutive, je sais que vous êtes au courant et vous avez assisté à la réunion et on vous demande collectivement d'intercéder auprès de la directrice de l'ARS pour qu'il y ait rapidement une solution qui soit raisonnable et sociale. Bien, merci. Donc, je me tourne vers l'exécutif. Donc, je salue les personnes qui sont dans les tribunes. Merci, monsieur le conseiller, de nous avoir alertés. Merci aux autres présidents de groupe de s'être rendus à cet échange. Madame la conseillère, vous y avez assisté, donc je vous donne la parole. Moi-même, j'étais prise, bien évidemment, dans cet hémicycle. Je vous en prie. Je ne vais pas rajouter, Paul Félix Benedetti a tout dit et bien dit. Aujourd'hui, l'objectif, c'est de pouvoir sécuriser les personnels, mais aussi les usagers, parce que dans le discours qu'on a pu avoir de Morgane, c'était assez prégnant l'angoisse qui pouvait émaner de savoir que le moniteur, la monitrice pouvait être en situation de fragilité et donc venir déjà, venir fragiliser
rationaliser, je dirais, leur prise en charge au sein de la structure. Donc de notre côté, du côté de l'exécutif, les demandes ont bien été entendues et Bianca Faz, qui n'est pas présente mais dont je suis la porte-parole, va contacter la directrice générale de l'ARS pour qu'une ouverture de dialogue entre les personnels, les usagers, parce que je pense que c'est aussi important que leurs paroles puissent être entendues, la direction et les services donc de l'ARS puissent suivre ce dossier avec beaucoup de bienveillance et une résolution quand même du conflit qui me semble être indispensable, je dirais, à la continuité, j'aimerais même dire, de ce service public, parce qu'il s'agit bien d'un service public. On a des personnels qui travaillent avec conviction pour le bien des autres et je pense que c'est important de respecter et de soutenir cet équilibre. Je vous remercie. Bien, merci Madame la conseillère. Donc, et vous nous tiendrez au courant, bien évidemment, de l'avancée de ce dossier. Je soumets donc, je reprends le cours normal de la session. Je soumets à votre approbation le procès-verbal de l'Assemblée des 20 et 21 avril dernier. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne participe pas? Qui est pour? Le rapport est adopté à l'unanimité. Je soumets à votre approbation le procès-verbal de la session du 4 mai, la session d'installation de l'exécutif. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne participe pas? Le rapport est adopté à l'unanimité. Donc, nous allons essayer de passer quelques rapports qui relèvent de la partie administrative, y compris un rapport du Conseil exécutif. Donc, je vais demander au Conseil exécutif de se préparer pendant que, sur la question des désignations dans la commission d'appel d'offres. Voilà, vous préparez sur le sujet, s'il vous plaît. Nous concernant, suite au, je dirais, remaniement du Conseil exécutif et suite à la démission de Sandra Marchetti, il faut procéder à de nouvelles nominations et des remplacements au sein de nos commissions. D'accord? Alors, concernant les commissions organiques, c'est le rapport 81. Concernant les commissions organiques, pour ce qui est de la Cédénat, 3 personnes étaient sorties dans l'intervalle de temps où l'exécutif précédent était redescendu dans l'hémicycle, si j'ose dire. Donc, il s'agit de Dion Santou Lemao, Jean-Paul Panzani et Hervé Valdrigue. Nous parlons de la Cédénat. Donc, il faut de nouveau les confirmer au sein de cette commission. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne participe pas? Qui est pour? Tout le monde est pour. Bien, ils retrouvent donc leur siège. Concernant la commission éducation, culture, cohésion sociale et enjeux sociétaux, nous avons Frédéric Dansard, Muriel Lefagne et Elisa Tramoni, donc, qui étaient sortis quelques jours. Il faut les renommer. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne participe pas? Qui est pour? Tout le monde est pour, merci. Concernant la commission des finances, alors, Anna-Maria Colombani, Lisa Franchici, Tony Peraldi et Joseph Savelli étaient sortis momentanément et par ailleurs, comme Sandra Marchetti avait démissionné, il convient de désigner quelqu'un d'autre. Le remplaçant est Paul-Louis Gianecchini, donc, qui vient d'arriver aujourd'hui. Donc, concernant cette commission des finances, voici les modifications à apporter. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne participe pas? Qui est pour? Très bien, les renouvellements sont opérés. Je me permets de signaler, d'une part, que dans la journée, il serait souhaitable que rapidement la commission de la culture, de l'éducation se réunisse à nouveau pour désigner sa présidente, puisque Muriel Lefagne donc n'était plus présidente, et que par ailleurs Frédéric Dansard n'était plus rapporteur, donc il va falloir vous redésigner. Par ailleurs, concernant la Cédénat,
Le vice-président doit être, ou pas, mais confirmé dans ses fonctions. Donc, il y a un grand suspense. Madame la Présidente, je vous invite à réunir très rapidement votre commission. Cela, ça fait en direct. Concernant la commission des finances, Monsieur Joseph Savelli était rapporteur de la commission des finances. Il a perdu son titre pendant 12 jours. Donc, il va falloir revoter. Je vous invite en commission des finances à vous réunir. Alors, je ne sais pas si le président de la commission des finances sera là aujourd'hui. Non. Qui est le vice-président de la commission des finances? Elle n'est pas là non plus. Donc, la commission des finances ne pourra pas se réunir. Autrement, est-ce que moi, j'ai le droit de la convoquer? Non. Ai-je ce pouvoir-là absolu? Donc, au vu des conditions, afin que l'administration puisse avoir des interlocuteurs et pouvoir continuer le travail des commissions, voilà, nous réunirons la commission des finances pour rétablir Monsieur Savelli dans ses droits avant qu'il ne nous dépose une motion. Voilà, donc, très bien. Voilà pour les commissions organiques. Pour les commissions thématiques, je vais aller vite. Commission de contrôle. Donc, Jean-Paul Panzani et Tony Peraldi étaient sortis momentanément. Et là encore, nous devons remplacer Sandra Marchetti. Donc, le candidat de FAPOBLU, c'est Paul-Louis Gianecchini. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne participe pas? Qui est pour? Adopté à l'unanimité. Concernant la commission des compétences législatives et réglementaires, présidée par Romain Colonne, nous avons 2 personnes qui doivent réintégrer la commission, Jean-Paul Panzani et Anna-Maria Colombani. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne participe pas? Qui est pour? Adopté à l'unanimité. Concernant les affaires européennes, la commission des affaires européennes, Hervé Valdrigue et Jean-Paul Panzani sont sortis momentanément. Le groupe FAPOBLU souhaiterait les voir réintégrés. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne participe pas? Qui est pour? Le rapport est adopté à l'unanimité. Concernant la commission des politiques de santé, 3 personnes sont sorties momentanément, Jean-Paul Panzani, Frédéric Dansard et Muriel Fagne. Nous souhaitons les réintégrer. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne participe pas? Qui est pour? Ils sont désormais membres des politiques de santé, commission des politiques de santé. Concernant la commission ad hoc relative à la langue corse, présidée aussi par Romain Colonne, Muriel Fagne et Elisa Tramogne étaient sortis momentanément. Nous souhaitons les réintégrer. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne participe pas? Qui est pour? Elles sont réintégrées au sein de cette commission. Bien, je vous remercie à tous. Je remercie les groupes et l'administration. Vous voyez, quand c'est fluide, ça va vite. Toutes ces personnes sont désignées. Donc, nous pouvons travailler normalement. Bien. Je verrai tout à l'heure, on vérifiera le tableau global, les représentants de l'Assemblée dans divers organismes. Il y a ensuite des élections complémentaires au syndicat d'électrification, non, syndicat d'énergie, pardon, de la Corse du Sud. Alors, concernant le SDE, donc là aussi, suite au mouvement qu'il y a eu, et nous avons en fait combien? 3 titulaires à remplacer, puisqu'il y a eu un départ, Alex Vinciguerra, il y a eu Jean-Paul Panzani qui n'y a plus été momentanément, voilà, et on a une démission de Jean-Jacques Lucchini qui a été entérinée d'ailleurs par le SDE. Voilà, il y a 3 remplacements à effectuer. Donc, quelles sont les propositions? Les suppléants, il faut les renouveler ensemble quand il y a un ticket.
Donc, les propositions qui ont été faites, et à chaque fois, il faut repréciser le suppléant. Donc, nous avons une liste. Antonia Luciani, donc, deviendrait titulaire avec Lisa Franchici, suppléante. Marie-Hélène Casanova-Servas, titulaire avec Muriel Fagni, suppléante. Jean-Paul Panzani retrouverait son poste avec François Sorbe comme suppléant. Nadine Nivaggioni avec Giansanto Le Mao, et Evelyne Gallonidis-Tria avec comme suppléante Lisa Tramoni. Alors, est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on fasse un vote à main levée? Pas de souci. Très bien. Tous les groupes sont d'accord? Parce qu'autrement, c'est isoloir, etc. Hein. Oui, Madame Chiappini, oui. Pas de problème pour la main levée, mais par contre, j'ai une intervention à faire sur ce rapport. Vous avez le droit, bien sûr. Je la fais maintenant? Oui. Ben, oui, après, ce sera trop tard. Merci. Le vote. Alors, depuis 8 ans maintenant, chaque séquence de désignation au sein du syndicat d'énergie de la Corse du Sud pose problème et avait provoqué en 2018 et en 2021 le départ de notre groupe qui n'acceptait pas la règle d'élection pour cet organisme, qui était au scrutin majoritaire alors que la règle pour tous les autres est celui de la proportionnelle. Avec en ligne de mire les statuts du syndicat qui prévoyaient que le président devait être choisi parmi les représentants de la collectivité. C'était en quelque sorte un tour de force pour s'imposer aux communes qui avaient délégué leurs compétences. La situation est différente aujourd'hui puisque depuis la modification des statuts, un maire peut être président et on n'a plus à choisir obligatoirement parmi les élus de la CDC. Mais quand même, mes chers collègues, sachez que cela reste de mauvais souvenirs pour nous, qui n'honorent pas les débuts de la collectivité unique. Il n'y a plus le même enjeu, je le disais, depuis la modification des statuts, mais au nom des échanges antérieurs et de la déception qu'ils avaient générée, nous étions à la réception de ce rapport tentés de voter défavorablement. Entre-temps, nous pouvons nous réjouir puisque la situation a évolué dans le bon sens et que les relations se sont pacifiées. On l'a vu mercredi, avec la proposition que vous a faite, je m'adressais au président, celui du syndicat d'énergie, d'ouvrir à 4 élus de notre collectivité la composition du bureau et donc la participation décisionnelle aux travaux du syndicat. Il est même logique que la majorité territoriale en assume une vice-présidence. Tout autant qu'il est logique que l'Assemblée de Corse, dans sa pluralité, selon les règles habituelles de représentation qui dépendent du nombre de sièges à pourvoir, à savoir 8, soit représentée. Ce qui équivaut à concrétiser l'ouverture et à changer votre positionnement par rapport à cette désignation. Je cite le président du Conseil exécutif dans son allocution d'avant-hier. Il dit « Ma présence symbolise la volonté de renouveler, d'apaiser et de construire. » Passons donc de la parole aux actes, puisque l'âge de guerre est enterré. Nous devons tenir compte de cette évolution et traduire à l'Assemblée de Corse la nouvelle donne établie au syndicat. Le parallélisme des formes le commande et une gouvernance objective également. Nous ne participerons donc pas au vote pour cette fois-ci, en vous demandant d'engager dans une session à venir un renouvellement intégral des 8 représentants de la CDC au syndicat d'énergie pour y intégrer l'ensemble des groupes d'opposition. Je vous remercie. Bien, nous allons donc... Oui, Jean-Christophe. Merci, Madame la Présidente. Quelques mots rapides également. On n'avait pas prévu d'intervenir, mais le propos d'Angèle et peut-être ce qui pourrait suivre m'incite à le faire. D'abord, commencer par une nouvelle heureuse et féliciter le président Puig ainsi que son équipe nouvelle, près de 200 délégués présents et l'unanimité des votants.
petite dizaine ou une petite quinzaine d'abstentions, enfin de bulletins blancs ou nuls, donc un signe, ça a été dit, d'apaisement, qui vient tout à la fois, je le dis, sans flagornerie et sans caractère partisan, consacrer un bilan et marquer le début d'une perspective nouvelle. Je ne peux pas ne pas associer à ces félicitations Tony Paul, élu de notre groupe, qui est donc à nos côtés et qui est par ailleurs le nouveau président du syndicat de l'énergie de Haute-Corse. Candidature qui a été posée et concrétisée dans des conditions analogues, sans opposition, et avec là aussi un élan unitaire et une volonté d'apaisement qui ont, on a eu l'occasion de le dire et même de l'écrire, enveloppé la séquence. Donc félicitations à Jojo Pucci, à l'ensemble de son équipe, et bien sûr à Tony et à tous les siens. Ceci étant dit, et pour la suite, dans le Sud, nous avons au sein du groupe PNC Avancem une mémoire douloureuse de cette séquence, y compris, je le dis très vite, et pour l'oublier ensuite, parce qu'elle a jalonné, dirons-nous, les mandatures écoulées et contribué à installer des relations difficiles, pour ne pas dire davantage, entre composantes de l'ancienne majorité. Et je le dis sans langue de bois. Les propos du président du Conseil exécutif, tenus en assemblée générale, dirons-nous, au moment de l'élection, conjugués à un certain nombre d'autres propos ou attitudes, nous conduisent à penser que l'on peut ouvrir un cycle nouveau et effectivement poser les bases d'une gouvernance respirante, collégiale et au-delà d'une relation apaisée entre les deux entités. Nous savons tous à quel point la question du financement du SDE, au travers notamment des crédits FEDER, a pu empoisonner les débats. Bon, on attend résolument des prochaines semaines qu'elles permettent de poser un cadre clair et que le financement de la structure, au sens des missions de service public et d'intérêt général qui en relèvent, puisse vraiment être assuré. Tony nous éclairera au propre et au figuré sur la situation de Haute-Corse, mais pour ce qui est du Sud, les choses nous paraissent très claires. Donc, à ce stade, et sans qu'il y ait de concertation, rejoindre la proposition qui est faite, ne pas voter contre, mais ne pas voter pour autant et attendre effectivement de la prochaine session ou d'une autre qu'elle vienne enraciner cet espoir, sans grandiloquence ni emphase, et permettre à notre collectivité d'être représentée dans la diversité des groupes qui la composent et pas simplement dans la seule représentation de la formation majoritaire. Je vous remercie. Bien, merci. Y a-t-il d'autres interventions? Non. Paul Félix, oui. Moi, j'entends la notion de représentation proportionnelle dans la mesure où, en plus, je suis un des plus petits groupes de l'Assemblée et même la fraction proportionnelle sur je crois qu'il y a 6 représentants, nous écarterait de fait. 8, bon à 8 on passe, mais ça sous-entend qu'il y ait en permanence la recherche de la bonne représentation avec le respect des majorités, mais comme dans ce cadre précis du syndicat d'électrification, la majorité appartient au bloc communal, même si chaque élu a un quantum, de l'Assemblée de Corse a un quantum de voix qui est bien plus prépondérant que le simple élu d'une collectivité de type commune. Mais il faut y avoir à l'esprit, je dirais, ce partage collectif et la dépolitisation des enjeux. Sauf que j'ai formulé le souhait d'avoir le maintien de la vice-présidence à la commune de Sartène. Ça m'a été refusé pour des motifs que je n'arrive pas à expliquer. Et pareil, je pensais qu'il y aurait un appel à candidature sur un autre organisme qui est le SDIS, où les blocs de la diversité communale
pourraient être représentés. Je ne sais pas par quel fait, de quel hasard, il y a une liste où il n'y a que des élus circonscrits à 20 km autour d'Ajaccio. Donc moi, je veux bien qu'on soit tous sur une ligne de pluralité, de dépolitisation des outils qui sont des outils techniques et stratégiques. Mais qu'on le fasse tout le temps, tous ensemble, en même temps et avec le même discours. Oui, Romain Colonna. Merci Madame la Présidente. Pas non plus prévu d'intervenir à ce stade, mais puisque le débat se fait jour, simplement pour rappeler qu'effectivement il y a une trajectoire d'apaisement qui se construit, qu'elle est relativement fraîche, si je puis dire, au moment où aussi il y a des désignations qui interviennent. Donc, je veux dire, tout cela conjugué prend parfois un petit peu de temps. On peut entendre légitimement, ce qui n'est pas toujours le cas ailleurs, mais dans d'autres assemblées, mais que, en tout cas, dans cette assemblée, il y a une demande de pluralité en termes de représentation sur les élus qui composent le collège qui incombe à la collectivité de Corse. Moi, ce que je vous propose, puisque j'ai entendu les différentes prises de parole, c'est qu'on reste en l'état pour cette délibération-là et qu'on puisse se voir très tranquillement, sans présumer de l'issue des discussions, se voir très tranquillement dans les semaines à venir pour voir s'il y a une solution qui convienne à tous. Si c'est possible, nous y prendrons notre part. Bien, ça me paraît très sage comme proposition. On va procéder effectivement au remplacement des personnes qui en étaient sorties pour être dans les clous, parce qu'il y a aussi des décisions qui doivent être prises, hein, je suppose. Donc, et un dialogue à la suite de la proposition de Madame Tiapine et de Romain Colonna dans les jours à venir. D'accord ? Sur cette question-là. Très bien. Donc, je soumets Vous êtes d'accord pour un vote à main levée, hein? D'accord, très bien. Donc, je soumets au vote... Président, rappel au règlement avant le vote. Qu'est-ce qui empêche de ne pas désigner? Tous les quorums sont atteints. L'élection des présidents, du vice-président a été faite. On peut attendre d'avoir une décision, on se mettrait d'accord. Non, moi je pense, non, mais je pense très sincèrement que là, en direct comme ça aujourd'hui, avec l'ensemble, tout à l'heure j'ai accédé à votre demande, hein, c'était pour une bonne cause. Je pense que là, Angèle a très bien d'ailleurs résumé tout l'historique. Voilà. Ce matin, aujourd'hui, comme ça, en séance, sans qu'il y ait de discussion préalable avec l'exécutif, avec tout le monde et de manière posée, il y a énormément de choses dans la journée, je trouve que c'est précipité. Voilà, je pense qu'il y a un engagement des uns et des autres. On aura des discussions là-dessus. Je pense qu'il faut procéder comme ça. Voilà. Donc, je soumets au vote. Après, chacun vote comme il le souhaite. Donc, je mets au vote, oui. Présidente, moi je propose que personne ne vote, si vous voulez voter. Non, il faut, parce que moi je voudrais demander, dans le même temps, aux 5 élus de la liste ajaxienne, de la retirer pour qu'il n'y ait pas l'élection le 6 juin et qu'on discute calmement de tout. La représentation communale, elle doit être élargie à une pluralité territoriale, que ce soit au syndicat d'électrification ou que ce soit au service départemental incendie. Moi, je reste logique. Là, de faire un vote bloqué d'une majorité de 32, c'est pas cohérent. On n'a pas besoin de les voter. Moi, je vous le dis franchement, on n'a pas besoin de les voter aujourd'hui. Mais il y a eu il y a eu des évolutions au SDE, tant sur la forme, on ne parle pas de la même chose, je crois, voilà, ce n'est pas le même sujet, vous n'êtes pas sur le même sujet, tant sur la composition, sur la forme, dans la façon les choses se sont faites, sur les enjeux qu'il y a, etc. Si on part sur une logique de discussion, on fait les remplacements qui doivent être faits, et ensuite il y aura des échanges pour stabiliser.
Voilà. Et vous le savez très bien sûr que c'est politique. Enfin, attendez, on n'est pas dans une cour d'école, là, on n'est pas chez les bisounours. Bien évidemment que tout est politique. Mais il faut en discuter calmement les uns et les autres, pas à 1h moins le quart, entre deux dossiers comme ça. Voilà. Donc, on met au vote la proposition qui est faite de remplacement. Voilà, à cette occasion, à la sortie d'un remaniement qui a eu lieu et d'une démission. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne participe pas? Voilà. Donc, non-participation de 3 groupes. Qui est pour? Tous les autres. Merci. Et en plus, en l'absence, je me permets de le dire, du président de l'exécutif. Donc, je souhaiterais, voilà, qu'on fasse des choses correctement. Bien. Merci. Donc, pour le SDE, c'est fait. Pour les 6, alors, concernant les 6, pour le Cismonte, il y a 2 titulaires et 3 suppléants à désigner. Alors, pour les mêmes raisons que tout à l'heure, hein, là, on est sur la mise à jour, je dirais, suite au remaniement ou aux démissions. En Cismonte, donc il y a 2 titulaires et 3 suppléants à désigner, et en Poumonte, 3 titulaires et 2 suppléants, sachant que ce qui avait été fait, la première fois, c'est qu'effectivement les titulaires du Nord deviennent suppléants au Sud et les suppléants du Sud deviennent titulaires au Nord. L'idéal, c'est de ne plus avoir de Nord et de Sud, voilà, et de pouvoir faire les choses de manière globale. Mais bon, ça sera après, pas pour l'instant. Bien, alors les propositions, moi je voudrais, merci. Donc, est-ce que vous êtes d'accord? Alors d'abord, je vous demande, vous êtes d'accord pour qu'on fasse des votes à main levée dans les 2 cas? Bien, merci. Concernant le Poumonte, nous aurions Jean-Paul Panzani avec Juliette Ponce-Vera en suppléante, Tony Peraldi avec Pedranto Filippi en suppléant, Marie-Hélène Casanova-Servas en titulaire avec Frédéric Dansari en suppléante, Daniel Antonini en titulaire et John Santoulemao suppléant et Chantal Pédigné, c'est bon, avec Georges Mel en suppléant. Vous me confirmez que c'est bien cela? Oui? Très bien. Donc je mets au vote qui est... Oui, je vous en prie. Merci Madame la Présidente. Juste un mot concernant, à l'occasion de ce rapport, pour vous dire que nous souhaitons profiter de cette délibération pour désigner aujourd'hui le représentant qu'il manque à notre groupe. Alors je fais un petit rappel. Nous avions en début de mandature, via la délibération 21-135 du 23 juillet 2021, désigné Laurent Marcangel comme titulaire et moi-même comme suppléante. Lors de la démission du député Marcangeli et de l'arrivée d'Angèle Chiappini, il était question que je devienne titulaire et ma collègue suppléante. Comme c'est un vote distinct au tableau des désignations, il nous a été répondu qu'il fallait une délibération spécifique et cette délibération ne s'est jamais faite. Donc, ça fait maintenant bientôt 5 ans que nous fonctionnons comme ça, que j'occupe le poste de titulaire sans l'être vraiment au sein du 6. Donc, je vous demande donc de compléter, si possible, la délibération pour qu'apparaissent clairement nos désignations. Donc, à ce jour, ça serait moi-même en tant que titulaire et Georges Mel en tant que suppléant, en remplacement de la ligne 8 de l'article 1er de la délibération de 2021. Je vous remercie. C'est bien ce qui est prévu. C'est donc ça. Oui, oui, c'est ce que nous faisons. Ça là. Confirme. Bon, alors voilà. Je vous remercie. Je préférais le préciser. Vous avez bien fait de rappeler que Laurent Marcangeli était toujours membre. Voilà. C'est fait aujourd'hui. C'est pour ça que j'avais prévu d'intervenir. Mais vous avez bien fait. Je vous remercie. Il n'y a pas de souci et c'est bien ce qui est prévu à la délibération. Bon, mais c'est bon. Merci. Voilà. Par contre, vous êtes bien d'accord qu'on vote tout le monde en même temps et à main levée.
Ou vous voulez une délibération spéciale? Non, quand même pas. On part comme ça. Très bien. Donc, qui est contre ces propositions? Qui s'abstient? Qui ne participe pas? Qui est pour? Ah, ça fait plaisir. Merci. Très bien. Donc, maintenant, Oema Buda, Pérou, Cismonte. Alors, in Cismonte, Juliette Poncevera, suppléant Jean-Paul Panzani, Pedranto Filippi, suppléant Tony Peraldi, Frédéric Dansari, suppléante Marie-Hélène Casanova-Servas, John Santoulemao, suppléante Daniel Antonini, et le dernier est Hervé Valdrighi, avec Paul-Louis Gianecchini. On est bon? Comme suppléant, oui. Paul-Louis est suppléant. Bien. On est bon? Très bien. Il n'y avait pas Laurent Marcangeli, donc on n'a pas d'intervention du groupe On Sauf You Know. Voilà, pour que tout le monde comprenne bien. Parfait. Je mets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne participe pas? Qui est pour? Vote à l'unanimité. Merci à tous. Bien, ensuite. Alors, nous allons demander à l'exécutif sur la CDSP, ou vous voulez que je passe mes rapports, parce que moi j'en ai d'autres. Vous voulez attendre le président de l'exécutif? C'est toi qui le fais? Très bien, parfait. Donc, Angèle Bastian, alors il s'agit du rapport concernant les modalités de dépôt des listes de la commission de délégation de services publics et de la commission d'appel d'offres, donc qui est sous l'autorité évidemment du Conseil exécutif. Je vous donne la parole. Merci Madame la Présidente. Comme vous le précisiez, donc il s'agit des modalités que nous allons présenter et puis ensuite voter pour cette commission de DSP et de CAO. Donc, depuis 2016, les règles de composition de ces deux commissions sont unifiées. Donc, en conséquence, ces modalités de désignation sont régies par le même texte, au terme duquel, lorsqu'il s'agit de la collectivité de Corse, la commission est composée de l'autorité habilitée à signer la convention de délégation de service public ou son représentant, président, et par 5 membres de l'Assemblée délibérante élus. En son sein, la représentation proportionnelle au plus fort reste. Donc, à l'exception de son président, tous les membres titulaires et les suppléants de ces deux commissions sont élus parmi les membres de l'Assemblée délibérante. Et toutefois, avant de procéder à la constitution de ces commissions par élection de ses membres, il appartient à l'Assemblée délibérante de fixer les conditions de dépôt des listes. Donc, les candidatures prennent la forme de listes avec chaque liste qui comprend soit un nombre de candidats suffisant pour pourvoir l'ensemble des sièges de titulaires et de suppléants, étant précisé que le nombre de suppléants est égal à celui des titulaires, soit 5, et soit un nombre de candidats inférieur au nombre total de sièges de titulaires et de suppléants à pourvoir. Donc, cette seconde possibilité permet à un courant minoritaire au sein de l'Assemblée ne disposant pas d'un nombre d'élus suffisant pour présenter une liste entière d'en déposer une. Alors, lorsque plusieurs listes sont présentées, il est procédé à l'élection des membres selon les règles de la représentation proportionnelle au plus fort reste. Et je vous propose donc, par ce rapport, d'accepter le dépôt de ces listes à l'ouverture de la séance, au cours de laquelle est inscrite à l'ordre du jour l'élection des membres des commissions. Et je pense que jusqu'à présent, une liste commune était déposée. Tout à fait. Merci Madame la Présidente. Tout à fait. Merci Madame la conseillère. Donc ça signifie que dans la journée, c'est pour ça que les choses vous sont dites dans la première partie de la session par l'exécutif, dans la journée, il faudrait constituer effectivement une liste commune. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Par contre, on doit mettre au vote quand même la proposition de l'exécutif. Bien. Donc, qui est contre cette proposition méthodologique? Qui s'abstient, qui ne participe pas, qui est pour? Très bien, et j'invite donc les groupes à se concerter. Merci. Donc ensuite, concernant, on stabilisera, il faut que je regarde le tableau que vous nous avez fait remonter, on verra tout à l'heure pour le tableau des représentants dans différents organismes parce que c'est assez volumineux. Voilà, les derniers éléments sont arrivés ce matin. Je souhaitais vous présenter, alors avant la pause méridienne,
un rapport sur la demande de prorogation de la mandature de l'Assemblée Adi Adiuentu. Comme vous le savez, l'Assemblée Adi Adiuentu, pour l'Assemblée Adi Adiuentu, ses membres sont désignés pour 2 ans dans le cadre d'un jury que nous avons pour moitié, et une autre partie est désignée par les collèges syndicalistes, étudiants d'une part, mais aussi par les lycéens. Bien, ils ont considéré, les présidents de groupe, mais la conférence des présidents de l'Assemblée Adi Adiuentu, élargie aux présidents des commissions aussi, que compte tenu des élections municipales, on n'a pas pu tenir l'Assemblée Adi Adiuentu, compte tenu qu'il y a certains dossiers sur lesquels ils se sont engagés et qu'ils voudraient pouvoir continuer à porter. Compte tenu aussi du fait qu'il y a eu beaucoup d'absents, notamment chez les lycéens, etc., etc. Donc, ils souhaiteraient voir proroger la composition actuelle. Voilà, parce que ça serait la solution la plus simple. Normalement, cette mandature-là doit s'arrêter déjà au mois de décembre. Donc ça ne fait pas beaucoup, hein. C'est très court, il a manqué 6 mois. Donc que l'on proroge jusqu'à 2027, jusqu'au 30 juin, donc de 6 mois, 30 juin 2027, si vous en êtes d'accord. Voilà, c'est les jeunes qui l'ont demandé. Moi, je n'y vois aucun inconvénient, au contraire. Voilà, il y a des rapports en cours et il faudrait qu'on puisse boucler avec cette mandature. Qui est contre? Oui. Est-ce que le fait de proroger ne sort pas des limites d'âge des moins jeunes? Moi, sur le principe, j'y suis les moins jeunes, ce sont les lycéens. Je suis favorable, mais bien sûr. Sur le fond, une assemblée qui s'autoproclame en continuité, on peut le faire nous aussi. Alors moi, dans 7 ans, j'ai peut-être pas envie d'aller aux élections. Non, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Non, mais objectivement, même si l'envie vous démange. Il faut leur opposer des règles. C'est quelque chose qui est vraiment exceptionnel. Oui. Alors, tout à fait. Moi, je me raisonne aux fondamentaux de l'élection ou des désignations. Et aussi à la référence à la jeunesse. Et c'est pour ça que je pose la question de la limite d'âge. La première chose, c'est que la plus âgée de Sinon, j'y suis favorable. La plus âgée exceptionnellement. Donc, je disais que la plus âgée va avoir 30 ans. C'est une syndicaliste au mois de novembre, donc son mandat tombe de fait. Et pour moi, d'ailleurs, 29 ans était une... C'est pas moi qui l'ai fixé. 29 ans était déjà un grand âge. Voilà. Ça, c'est la première chose. Pour ce qui est des plus jeunes, les lycéens n'ont pratiquement pas participé. Voilà. Et les lycéens, en général, ce sont les terminales. Et les terminales deviendront bacheliers, je l'espère, dans l'année. Donc tout cela a été regardé avec attention. Par ailleurs, je vous précise qu'ils ont mis en place, et ça, ils sont meilleurs que nous, une commission de déontologie, et il y aura, au cours d'une prochaine session, des renouvellements qui seront demandés parce que certains ont complètement été absents. Ils n'ont pas participé du tout. Voilà. Bien. Alors, Madame la Présidente. Et ce n'est pas une élection. Je précise aussi que ce n'est pas Paul-Félix Bénédette. Je termine de répondre à Paul Félix. Paul Félix, ils n'ont pas été élus. Ils sont désignés. Et c'est la première chose que je leur ai dite. Et donc, on a analysé avec l'administration, effectivement, l'état d'avancement des rapports. Après, il y a eu 6 mois, il n'y a pas eu d'exécutif. Par contre, il n'y a pas eu de session ici pendant 3 mois. L'exécutif a été désigné le 4 mai. Et donc, la première session là, extraordinaire se tiendra lundi. Voilà. Donc, je pense qu'il faut accéder à leur demande de prorogation juste pour 6 mois. Madame Combette. Merci, Madame la Présidente. Alors, bon, vous avez précisé le contexte. C'est vrai que c'est quand même une... Enfin, vous demandez de proroger jusqu'à juin 2027, parce qu'il y a quand même la procédure de sélection aussi, qui est assez longue et plutôt fastidieuse. C'est vrai aussi qu'il y a quand même un essoufflement qui se fait ressentir. Hein. Vous l'avez dit aussi, ça fait 6 mois que la session de l'Assemblée di Adiuentu ne s'est pas réunie.
Donc nous, ce que nous vous proposons, justement, c'est d'allonger la mandature et d'aller au-delà des 2 ans, parce que 2 ans, on s'aperçoit depuis le début que c'est beaucoup trop court. Donc on vous propose un amendement pour aller au moins jusqu'à 3 ans. Donc ça serait, voilà, on vous propose un amendement pour aller jusqu'à 3 années donc, de mandature. L'article 2 propose de modifier l'article 3 du règlement intérieur de l'Assemblée Adi Adjuantu pour que le délai de la mandature passe de 2 à 3 ans. Donc rien ne s'oppose dans la foulée à ce que les membres qui dépassent justement l'âge limite soient automatiquement remplacés en puisant dans la liste complémentaire. On sait qu'il y a aussi des jeunes qui sont un peu frustrés de ne pas avoir été sélectionnés, donc ça pourrait leur permettre aussi justement d'intégrer l'Assemblée Adi Adjuantu. Donc, à savoir. Merci, Madame Combette. Vous touchez effectivement à une difficulté qui est la durée du mandat. En théorie, hein, je dirais, indépendamment de la demande de prorogation, le mandat est de 2 ans. Mais il est de 2 ans parce que 3 ans pour un jeune, quand on a 18 ans, il se passe plein de choses. Leur situation, elle change. C'est pour ça qu'on était resté sur 2 ans qui sont renouvelables. Ils peuvent recandidater. Je le précise, et ils l'ont tous fait. 3 ans qui seraient après renouvelables, c'est beaucoup. Par contre, je crois que le sujet du... Mais ça, on peut en rediscuter. Et moi, je suis d'accord pour qu'on en rediscute, et il faut qu'on en discute d'abord avec eux. D'abord avec eux. Ça me paraît important. Ça serait une modification du règlement, bien sûr, et encore une fois, je ne veux préjuger de rien, peut-être qu'eux voudront que pour une prochaine mandature, ce soit un délai de 3 ans. Moi, je dis que 3 ans, c'est très long, renouvelable, ça fait 6 ans. Il faut bien avoir ça en tête. Par contre, le sujet que je pose à l'instant, c'est véritablement parce que, globalement, il a manqué 6 mois au total et qu'on essaye d'aller jusqu'à la fin de l'année, la prochaine année scolaire et universitaire. Voilà. Donc, c'est 2 sujets complètement différents. Au demeurant, ce que vous proposez, moi, ce que je propose, c'est conjoncturel. Ce que vous proposez, c'est structurel. Et ça doit passer d'abord aussi à l'Assemblée Adi Adjuantu, même si l'Assemblée de Corse, moi je les consulte toujours, même si l'Assemblée de Corse, après, est souveraine pour fixer les règles, bien sûr. Sur l'essoufflement, non, il n'y a pas d'essoufflement parce que justement, alors lundi, ils ne vont pas être essoufflés lundi, je vous le dis, vous avez été invités, vous avez vu le sujet. À mon avis, ils sont en pleine forme, et c'est normal, hein, ils sont jeunes, donc ils sont en pleine forme, et physique, Dieu merci, et politique. Donc, il n'y a pas d'essoufflement par rapport à la conjoncture actuelle politique et pas d'essoufflement aussi sur des dossiers structurels dont ils sont en train sur lesquels ils sont en train de travailler. Par exemple, ils travaillent sur Corsica Prospettiva, je ne prends que celui-là, sur la question des dérives mafieuses, et il leur faut 6 mois de plus pour la mandature actuelle. Après, Christelle, nous pourrons travailler, moi je m'y engage, nous pourrons travailler sur... la prorogation, la durée du mandat, nous pourrons travailler sur les modes de désignation, nous pourrons travailler, maintenant nous avons une expérience à la matière, ça on pourra le faire. Voilà. Mais là, quoi qu'il en soit, conjoncturellement, il faut une prorogation de cette mandature. Parce que de toute manière, modifier cela aujourd'hui impliquerait de faire tomber le règlement actuel. Et donc, il y a tout qui, la mandature actuelle n'a plus de repère. Et ce n'est pas possible. Voilà. Donc, je soumets au vote. Donc, d'abord, votre amendement. Donc, moi, je ne suis pas d'accord avec l'amendement à ce stade, hein, bien sûr. Votre amendement, je n'y suis pas favorable. Voilà. Mais, Madame la Présidente, ça c'est pas obligé d'être effectif immédiatement si éventuellement vous acceptez de soumettre l'amendement. Au moins le proposer aux jeunes et... Non, je ne veux pas voter l'amendement parce que l'amendement tel qu'il est rédigé rend effectif, il y a une décision de l'Assemblée de Corse souveraine et rend effectif un mandat de 3 ans. Et j'ai pas discuté avec eux, donc je ne peux pas
je ne peux pas décider avec vous, nous ne pourrions pas décider aujourd'hui de manière unilatérale que d'un coup, au lieu de 3 ans, au lieu de 2 ans, c'est 3 ans. C'est pas possible. Ça, je ne peux pas le faire. Je ne peux pas m'engager. Je n'ai pas travaillé de cette manière-là avec eux. Donc, je ne peux pas faire cela. Et ça a des grosses conséquences, hein, je vous le dis. Mais voilà. Donc, juste une prorogation de 6 mois au regard des contraintes électorales et autres que nous avons eues. Par contre, le sujet que vous soulevez fait partie d'une discussion qu'il faut avoir, d'abord avec eux et ensuite nous, dans une commission, puisqu'il y a un jury de sélection et il y a tout un groupe de travail de cette Assemblée qui est mobilisé sur le sujet. Ça fait partie de propositions de modifications structurelles du règlement. Voilà, ça c'est autre chose. Donc votre amendement aujourd'hui, je ne peux pas, moi, je suis désolée Christelle, je ne peux pas l'accepter. Voilà. Mais vous avez bien compris, c'est pas une opposition, c'est pas une position radicale, hein, pas du tout. C'est juste que c'est pas le moment de faire ça. Voilà. Oui. C'est vrai que c'est une assemblée qui, pour la plupart de ses membres, sont issus d'une désignation, mais certaines désignations sont antérieurement fléchées par des élections, entre autres les élections des étudiants à l'Université de Corse. Moi, je souhaite qu'il y ait concomitance entre une élection et un début de mandat. À un moment donné, de commencer un cycle, parce qu'il se trouve sinon des disproportions entre une réalité d'une validation électorale et l'intemporalité d'une désignation en amont. Et vous savez de quoi je veux parler exactement. Mais je vois très bien de quoi vous voulez parler, mais très franchement, c'est impossible à tenir. Alors moi, je vous invite à... Bon, Christelle, je n'ai rien à dire parce que Christelle a participé, y compris à des assemblées générales, de l'Assemblée à des sessions plénières, d'accord, et participe au jury. Mais je suis ravie d'ailleurs qu'on ait cet échange, et eux aussi, ils vont être contents qu'on leur prête de l'attention. Ils ne demandent que ça. Mais très franchement, c'est pas possible. Pourquoi ? Parce que vous ne pouvez pas caler. Imaginez, en fait, c'est pas un corps électoral, c'est un vivier. C'est un vivier, ce n'est pas un corps électoral. C'est un vivier qui est composé par moitié de candidatures individuelles. Ok, ça très bien, et c'est nous qui désignons, qui sélectionnons les candidatures individuelles. De l'autre, ce sont 2 collèges. Le collège des étudiants, qui eux-mêmes sont désignés à la suite de processus électoraux au moment des élections universitaires. Bon, et 3e collège, c'est le collège des lycéens. Bien, vous ne pouvez pas. Et 4e collège, les syndicats professionnels, qui eux aussi désignent STC, CGT, CFDT, etc. C'est arrivé d'ailleurs hein, qu'on ait plusieurs représentants syndicaux. Ils ont moins de 29 ans, par définition, parce que ça c'est la règle, qui eux sont désignés par les élections paritaires. Alors moi, je veux bien faire de la coordination, j'aime beaucoup ça, hein, mais là, à un moment donné, c'est de la magie qu'il faut faire, parce que faire en même temps les élections pour ces différents collèges, d'abord, ça ne relève pas de ma compétence, moi, je ne décide pas des élections paritaires, je ne décide pas des élections à l'Université de Corse, et je ne décide pas non plus du moment où se tienne la désignation des comités lycéens. C'est impossible. Et à cela, je rajoute, monsieur le conseiller, que chaque jeune a sa propre vie, qu'il loupe l'année, il peut ne plus être dans le syndicat étudiant, il sort du système universitaire, c'est fini, il n'est plus étudiant, il perd sa qualité, qu'un lycéen a le bac, il perd sa qualité, qu'un syndicaliste n'est plus syndicaliste, il perd sa qualité. Donc vous imaginez la mécanique permanente, c'est pas du tout un vivier stable comme le nôtre. Hein. Nous, il y a eu des démissions, 3 démissions sur 4 ans et un renouvellement d'exécutifs. Là, je ne maîtrise absolument pas les 3 collèges extérieurs. Hein. Voilà, c'est pas possible de phaser. On fait au mieux et on passe notre temps avec la liste complémentaire à faire remonter des jeunes et à proroger. Et vous aurez d'ailleurs à modifier la composition et vous avez régulièrement d'ailleurs des demandes, on vous demande d'entériner de nouveaux noms. Voilà. Je vous entends bien, mais des fois,
oui, je vais me tourner favorablement vers la proposition de Mme Combette. Parce qu'à 3 ans, on croise un peu mieux l'intersection des mandats. À 2 ans, il y a une disparité avec du gros décalage. Tout ce que je voulais vous dire. Alors, la proposition de Mme Combette, moi, je pourrais y souscrire, mais encore une fois, dans le cadre d'un rapport de modification structurelle, parce qu'il y a d'autres sujets aussi à traiter, il n'y a pas que la durée du mandat, la question de la gestion de l'absentéisme, etc., etc. Donc, dans le cadre d'une réforme du règlement de l'Assemblée Adiaduentu. Pas aujourd'hui dans le cadre d'une demande de prorogation juste parce qu'il y a eu des élections municipales et que la session n'a pas pu se tenir. Ce n'est pas du tout la même chose. Voilà. Donc, Christelle, je le regrette, hein, mais l'idée n'est pas mauvaise du tout et même je pourrais y souscrire. C'est un peu long, parce que 2 fois 3 ans, autrement il faut enlever le renouvelable. Voilà. Autrement, demandez la parole. Autrement, il faut enlever le renouvelable. Mais ça, on en discute une autre fois. Oui ? Madame la Présidente, le renouvelable, ce n'est pas une obligation, c'est une possibilité. Donc, s'ils ne veulent faire que 3 ans, ils font, 2 ou 3. Non, mais c'est tout. C'est pas une obligation si vraiment leur situation c'est prévu par le évolué. C'est tout. Si vous me laissez parler, c'est prévu par le texte. Ils ont le droit d'être renouvelés. Oui, le droit. Et pas mieux, le devoir, le droit. on a un quota. Et mieux pour s'il vous plaît, et mieux pour la stabilité quand même de la structure, de l'Assemblée des Adiaduentu, on a même un quota dans le règlement où on est obligé de prendre dans ceux qui sont renouvelables. Parce qu'il faut s'imaginer que tous les 2 ans, vous avez une connaissance de doser. Un jeune qui arrive, on prend 2 minutes parce que c'est important, un jeune qui arrive, qui est lycéen, qui a 16 ans, qui connaît rien, aucun dossier, rien du tout, le temps qu'il entre dans le système, il lui faut 1 an. D'accord ? Donc, on a même prévu ensuite une poche du vivier qui, elle, est renouvelable et on repuise dedans pour pouvoir assurer la stabilité du système. Mais ça marche plutôt bien, hein ? Ça marche plutôt bien. Ils travaillent et lundi, venez à la session extraordinaire, vous verrez. Christelle, oui. Justement, dans votre exemple, oui. Vous venez de citer un exemple parfait qui correspond et qui va dans le sens de notre amendement. Oui, mais il y a déjà un dispositif qui le prévoit, vous voyez. Ça veut dire qu'il faudrait remettre en place ce dispositif. Christelle, oui, on l'a prévu. Bien sûr qu'on a prévu un mécanisme de stabilité. Voilà. Mais ce n'est pas en mettant 3 ans que vous assurez la stabilité, je vous le dis, hein. On en rediscute si vous voulez, donc je suis obligée de considérer votre amendement et de le mettre aux voix si vous ne le retirez pas. Voilà, dans la délibération, dans le PV, cette discussion sera retranscrite et moi, je leur en parlerai et nous ouvrirons un débat sur cela. Merci de votre intervention, de vos interventions. Donc, Christelle, vous maintenez votre amendement ? Oui, donc je mets au vote l'amendement de Christelle Combette que je ne soutiens pas. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, Corinne Front s'abstient. Qui ne participe pas? Qui est pour? Donc, pardon. C'est l'habitude. Voilà. Qui est pour? Excusez-moi, je suis fatiguée. C'est à glisser le taux de glucose. Bien. Donc, Jean-Christophe Angelini et son groupe sont pour l'amendement. Maintenant, je mets au vote, donc l'amendement est rejeté. Je mets au vote le rapport qui n'est pas amendé. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne participe pas? Abstention. Qui ne participe pas? Qui est pour? Donc, le rapport est adopté à une très large majorité. Bien, donc sur l'Assemblée Adiaduentu, et rendez-vous lundi. Hein. Lundi, 14h30. Le matin, ils font comme nous, ils font des renouvellements de commissions et de vice-présidence d'ailleurs. Alors ensuite, la relance du Parlement corse-sarde, et nous nous arrêterons. Comme ça, cet après-midi, l'exécutif, mis à part les tableaux des désignations,
tout l'après-midi sera disponible pour vos rapports. D'accord ? Bien, je vous ai proposé, donc, dans un rapport, de relancer notre partenariat avec la Sardaigne dans le cadre du Parlement corse-sarde. Ce Parlement avait été créé en 2016. Il regroupe les présidents de groupe de l'Assemblée de Corse et du Conseil régional et di Sardegna et les présidents, bien sûr, des deux assemblées. L'idée, c'est de redonner une dimension politique et opérationnelle à la coopération Corse-Sardaigne après plusieurs années d'interruption. Nous avons un constat donc qui est partagé sur beaucoup de contraintes. J'en ai parlé ce matin dans mon allocution. Contraintes liées à la géographie, bien sûr, transport, continuité territoriale, mais aussi problèmes d'énergie, approvisionnement, vulnérabilité économique et démographique, changement climatique, bien sûr, problèmes d'agriculture, de pêche aussi. Donc nous partageons beaucoup, avec la Sardaigne, beaucoup de problématiques communes et l'idée, c'est de permettre à nos deux îles de porter toujours plus loin et plus haut des positions communes auprès des États membres, notamment dans le cadre du traité du Quirinal, mais aussi auprès des institutions européennes. Donc, la délibération porte sur la relance officielle, puisque ça fait déjà 10 ans, du Conseil permanent corso-sarde. On fixe des priorités stratégiques qui sont listées, je ne les reprends pas, dans le rapport. Et je me permets de vous signaler qu'en commission, je ne sais pas s'il y a un rapport de commission, non ? Oui, il y a un rapport de commission. Alors, je peux m'en faire l'écho parce que j'étais présente. Les conseillers ont souhaité amender notamment les thématiques principales sur lesquelles nous pourrions travailler ensemble avec nos collègues. Et j'ai accepté notamment, la pêche n'était pas citée, j'ai accepté évidemment que l'on puisse inscrire cette thématique. La question de l'agriculture, bien sûr, et en particulier du pastoralisme, parce que ce qui nous distingue d'autres territoires insulaires, c'est la question du pastoralisme. Voilà. Et je cherche l'amendement. La question également des déchets. Je crois que c'était Tony qui avait, Paul, qui avait évoqué cela. Oui, la pêche, le pastoralisme et les déchets, c'est l'objet donc d'un amendement qui vous a été soumis et qui est directement issu de la commission. Voilà, auquel se sont joints bien évidemment les membres de la commission qui sont intervenus. Voilà, est-ce qu'il y a des questions sur ce rapport ? J'ai oublié de dire qu'il intervient, oui, il intervient après avoir rencontré le président Comandini à la fin avril et la présidente Todd, qui elle est la présidente de la Junta régionale, c'est-à-dire le conseil exécutif. Et évidemment, ils sont tout à fait partants pour que cette instance soit réactivée. Et évidemment, le conseil exécutif de Corse sera invité. Jean-Christophe Angelini. Non, juste un mot. On aurait pu, sur le principe, s'abstenir sur ce rapport. On va néanmoins le voter, dans une volonté, dirons-nous, d'accompagner le mouvement et de permettre à cette initiative de se déployer enfin. On sait de la dernière décennie qu'elle a été chargée. On vous sait particulièrement active, sans flagornerie, sur le front européen de la coopération décentralisée, transfrontalière, inter-îles, etc., etc. Mais pour nous, ce sujet-là, et je sais qu'on en sera d'accord, je pense, il mérite davantage qu'une délibération de principe entre deux désignations. Bon, c'est ça le sens de mon intervention. Quand on est parti en 2016, au début de la majorité nationaliste et du nouveau conseil exécutif, on y est allé face au président Pigliaro et à tant d'autres, plein d'espoir dans cette coopération. On est 10 ans après, on a du mal, et je ne mets personne en cause, hein, mais de manière objective et factuelle, à faire arriver et partir un bateau
à s'assurer qu'un minimum de liaison maritime soit garanti, et tout le reste est malheureusement resté en jachère. Le conseil exécutif Paolini, le député Colombani, le président Orsucci ont remis en débat, donc dans un cadre transversal, cette idée d'une liaison pérenne, jusqu'à évoquer la possibilité d'un tunnel. On n'en est pas là, mais je le verse au débat comme ils l'ont fait, avec, vous l'aurez compris, à ce stade, une forme de prudence. Toujours est-il que les débats sont légion et qu'on relance aujourd'hui, 10 ans après cette initiative. Alors moi, je voudrais juste pas qu'on se paye de mots et qu'au moment où on relance ça, on ne soit pas là pour dire on remet une pièce dans la machine pour en 2036 constater, encore 10 ans après, qu'on en est au même stade. Moi, je pense que, alors je vais parler en des termes que vous connaissez mieux que moi, mais on ne peut pas parler d'euro-région Corse-Sarde. Mais en tous les cas, la liaison avec la Sardaigne, pour nous, territoire du Sud, je reprends un instant ma casquette de maire, et pour la Corse en général, ce n'est pas anecdotique, c'est vraiment stratégique. Et donc, si on peut inscrire cette ambition stratégique dans un Parlement qui fonctionne, nous, on est partie prenante. Si on est là simplement pour se faire plaisir, et je sais que ce n'est pas le cas a priori, et se payer de mots en actualisant quelque chose qui n'a pas fonctionné pendant 10 ans, on n'en est pas d'accord. Donc on voulait ne pas voter, on va voter pour accompagner le mouvement, mais je le fais avec les réserves qui s'attachent à l'exercice et cette volonté que l'on soit collectivement exigeant quant à un enjeu qui est vraiment décisif et fondamental à nos yeux. Mais quand je dis à nos yeux, je pense que je pourrais parler au nom de beaucoup, voire de tous. Merci. Merci. Alors d'abord quand même une précision qui figure d'ailleurs dans les notes que j'ai et que je n'ai pas évoquées. Si cela n'a pas fonctionné, c'est parce que côté Sarde, effectivement, le pouvoir en place avant l'arrivée d'Alessandra Todd et du président Comandini n'a pas répondu à nos demandes et moi je peux en apporter la preuve. Voilà. Et c'est pas faute d'avoir effectué le lobbying nécessaire. Bien, donc il n'y avait pas de réponse côté Sarde, il n'y avait pas une envie de travailler spécialement avec nous sous l'ancienne mandature Sarde. Les choses ont changé. Sur la question de la priorité transport, vous savez bien évidemment, et je le dis et je le répète à l'envi, et encore il y a le PV de la commission, lors de la commission, nous l'avons dit avec Jean-Jacques Lucchini et Jean-Paul Panzani et François Sorba, il ne peut pas y avoir de coopération, quel qu'il soit, dans quelque domaine qu'il soit, s'il n'y a pas un lien de transport. C'est valable pour le continental comme pour le maritime. S'il n'y a pas une route en continental, il ne peut pas y avoir de coopération entre le Piémont et la France. Voilà, c'est pas possible. Et en maritime, s'il n'y a pas la ligne qu'il faut, c'est pas possible non plus. Donc il y a des difficultés de ce point de vue-là qui n'incombent pas forcément au Parlement dont je viens de vous parler, ni d'ailleurs aux deux exécutifs, une véritable difficulté de marché tout court, mais ça, bien évidemment, je peux passer la parole au président de l'Office des Transports qui est pleinement investi là-dessus. Dernier point, nous menons déjà avec la Sardaigne un lobbying très important dans le cadre du traité du Quirinal. Il a fallu... Ils nous avaient même oublié les deux îles. L'Italie avait oublié la Sardaigne et la France avait oublié la Corse. Donc, et nous avons fait tout ce qu'il fallait pour être réintégrés dans cette instance décisionnelle importante. Voilà. Mais soyez assurés, monsieur le conseiller, qu'entre deux dates, il y aura de l'action, bien évidemment, et vous y serez pleinement invités à y participer. Monsieur le conseiller. Merci Madame la Présidente. Donc effectivement, c'est un rapport, vous l'avez évoqué, qui parle des deux parlements et qui effectivement englobe bien au-delà de la question des transports, mais puisque la question a été évoquée, il est important d'être exhaustif et dans l'histoire et dans ce qui va se passer. Je rappelle effectivement Jean-Christophe Angéli, mais aussi aux membres de cette Assemblée, que nous avons passé une délibération l'an dernier dans cet hémicycle visant à donner mission à l'Office des transports de la Corse de relancer les travaux autour d'un groupement européen de coopération territoriale entre la Ligurie, la Toscane, la Corse et la Sardaigne, et autour de la nécessité de réaliser des lignes de service public, j'insiste sur le terme, service public transfrontalière, aérien et maritime entre ces territoires, organisés au travers d'un appel d'offres par le GECT
évidemment de missionner pour que les études soient réalisées. Donc, ce n'est pas parce que nous ne sommes pas revenus devant cette Assemblée qu'il n'y a pas eu de travail réalisé. On préfère revenir devant l'Assemblée lorsque le travail franchit des étapes concrètes tellement l'attente est importante. C'est-à-dire que depuis cette délibération, il y a eu de nombreuses visios, des échanges physiques et visios avec la Ligurie, avec la Toscane, avec la Sardaigne, sur des sujets d'urgence, et vous avez évoqué Bonivaz de Santa Teresa, j'en dirai un mot, mais aussi sur la construction de perspectives de lignes à l'année, et notamment sur la question des navettes aériennes ou d'autres lignes maritimes. Je pense en particulier à Bastia, à Portofera et Piombino, par exemple, ou d'autres lignes en hub, c'est-à-dire Ligurie, Corse-Sardaigne, pour relancer notamment Propriano Porto Torres en la mettant en hub avec la Ligurie. Donc ce sont des réunions qui ont eu lieu. La difficulté structurelle de Bonivaz sur Santa Teresa, je rappelle qu'avec Barbara Manca, nous avions déjà fait une réunion avec le maire de Bonivazio l'an dernier, qui avait un problème de rupture lié à l'absence de navires. Et la réalité, elle est très simple. La réalité, c'est qu'on est dans une situation sur Bonivazio Santa Teresa où l'appel d'offres est sous maîtrise d'ouvrage de la région autonome de Sardaigne, donc c'est sous compétence totale actuelle de la région autonome de Sardaigne, que malheureusement cet appel d'offres est la région sarde actuelle, et là je rejoins les propos de la présidente, il y a une gouvernance actuelle politique qui est plus empathique vis-à-vis de nous au sens de la volonté d'avancer, donne un petit peu un poids trop important au comportement d'opérateurs privés, je ne veux pas en citer un en particulier, qui entre l'ouverture de la ligne à la concurrence l'été et la DSP, auquel personne ne répond l'hiver, parce qu'il faut des navires particuliers, et que ça ne se bouscule pas pour répondre à la DSP l'hiver, a un comportement un peu de monopoleur sur les bateaux. Je vous rappelle qu'à suite à la réunion qu'on a fait à Bonivaz, il y a eu, j'allais dire entre guillemets en grande pompe, l'inauguration d'un navire qui a suivi, pour se rendre compte 6 mois après l'inauguration du navire, qu'il s'arrêtait lui-même pour des raisons de travaux et de travaux à Livourne. Donc on est dans un fonctionnement erratique lié à ce contexte. Et pour nous, et la région autonome sarde commence à en convenir, seul un groupement commun, conjoint, européen de coopération permettra de maîtriser ensemble le cahier des charges de la future DSP, de changer les navires de Bonivaz Santa Teresa, c'est-à-dire il y a un problème d'outils navals au sens environnemental, au sens de capacité aussi technique, il y a un problème de tarif. Je vous rappelle qu'au Bonivaz Santa Teresa aujourd'hui, on est sur 260 000 passagers, 60 000 tonnes. Or, chacun s'observe à dire que le rythme de croisière serait plutôt à 300-350 000 passagers, ce qui a déjà été atteint, et un peu plus de tonnage. Et évidemment, il faut passer ce cap du GECT. Donc ce travail est fait, les études sont en cours, et on va répondre, la collectivité de Corse avec nos partenaires, à l'appel à projet Interreg du mois de juillet sur la finalisation des études et sur le fonctionnement, y compris en budget de fonctionnement des GECT. Et nous avons, donc avec la présidente, une réunion importante de point d'étape au sein du traité du Quirinal, du comité transfrontalier du Quirinal, qui a lieu le 4 juin au Val d'Aoste. Et à cette occasion, au milieu d'autres sujets qui concernent les territoires terrestres, on a le GECT et la question aussi, parce que je le cite aussi, même si ce n'est pas l'objet de votre intervention, monsieur le conseiller, la question des ETS, c'est-à-dire des normes environnementales, qui sont un surcoût tarifaire pour le maritime corse comme sarde, où on essaie de faire une démarche conjointe vis-à-vis des deux États pour exonérer, pour adapter la directive et exonérer des directives, le temps de trouver un système beaucoup plus vertueux en termes de fléchage des quotas payants de carbone pour que ça serve à la décarbonation de l'outil naval en Corse et en Sardaigne et sans altérer la capacité à appliquer des tarifs acceptables pour l'import et pour l'export. Bon, donc on est dans cette dynamique-là. Donc deux sujets, le GECT et cette question-là. Donc oui, il faut avancer concrètement, ne pas faire d'effets d'annonce non suivis d'effets, vous avez raison. Mais c'est ce qui est en train d'être réalisé avec la complexité de ce que je viens d'expliquer, mais avec... à la différence d'avant, une vraie volonté politique du côté de la région autonome de Sardaigne, y compris, je dois le dire, parce qu'il faut les citer, et de manière un peu plus positive qu'on ne le pouvait le penser, de la région Toscane, puisqu'il y a eu un pacte, un contrat Corse-Toscane qui a été, convention Corse-Toscane qui a été signée, et de la région Ligure, qui sont prêts à rentrer dans ce dispositif. Voilà les précisions que je voulais apporter en la matière. Bien. Merci. Donc, je mets au vote le principe. Ah, pardon, excusez-moi, je n'avais pas vu. Oui, je vous en prie, Paul. Excusez-moi. Merci, Madame la Présidente.
Alors, par ce rapport est relancée une initiative chère au président Talamone, dont on peut comprendre l'intérêt du moment que l'on s'en tient à des opérations de coopération concrètes et utiles de part et d'autre. Et le premier des sujets, vous l'avez rappelé, me paraît être celui des transports, la libre circulation d'une île à l'autre qui sont à 15 km de distance. Les derniers chiffres indiquent 250 000 passagers et 80 000 tonnes de marchandises. Alors on parlait d'une continuité territoriale corse-sarde, alors que la réalité est bien moins ronflante. Un passage au coût élevé, des embarcations polluantes et vieillissantes, dont certaines d'entre elles ont plus de 40 ans, une instabilité des rotations, des immobilisations administratives, etc., etc. Souvenons-nous des avaries de la Geralia ou l'an dernier des défaillances de plusieurs navires de la Moby qui n'ont pas trafiqué concomitamment, sachant que la Moby est la seule compagnie à assurer le trafic entre le 1er janvier et le 31 décembre. Le coût d'un billet varie selon la saison et le véhicule, mais la collectivité de Corse, via une décision prise en octobre 2024, a contribué à l'augmentation des prix à compter du 1er janvier 2025. Pour espérer gagner 350 000 € supplémentaires de taxes de transport, le Conseil exécutif avait porté au maximum les passages pour la Sardaigne, qui sont passés de 1,52 € à 4,57 €, le maximum autorisé par la loi. Sur un aller-retour, ça fait donc, comme ailleurs, 9,14 € lorsqu'on voit qu'un passage en basse saison est à plus de 30 €. Non. Sans voiture, ça fait quand même une hausse du pourcentage un petit peu élevé. Alors, nous ne sommes pas d'accord, nous l'avions dit, sur cette taxe dont on vous avait proposé la baisse jusqu'à la neutralisation, en considérant qu'elle était anti-économique et qu'elle tombait dans le budget général sans fléchage. On comprend néanmoins que vos arguments consistant à dire que nous n'avons plus les moyens. Alors, reconnaissons cependant que cette augmentation de la taxe sur les rotations sardes que l'on veut promouvoir est contraire à l'objectif. Et reste à voir, j'imagine que vous avez le montant, si la CDC a encaissé les fameux 350 000 € supplémentaires à ce titre. L'augmentation de la taxe risque d'ailleurs d'être le sujet du Conseil, un des sujets du Conseil permanent que vos homologues sardes pourraient légitimement vouloir mettre en discussion. Voilà donc à nos yeux la question prioritaire. C'est bien celle de ce pont maritime pour que les îles Sœurs puissent collaborer au quotidien, ce qui implique une fiabilité des rotations et aussi un meilleur service public proposé aux passagers. J'en termine par une question très pratique sur le coût en fonctionnement de cet organe permanent, du moins imprévisionnel si possible, à savoir également si les fonds européens liés à la coopération transfrontalière sont mobilisables pour le fonctionnement. Je vous remercie. Oui, alors d'abord, si vous le permettez, les statuts existent déjà, puisque c'est ceux de 2016. Nous allons avoir une réunion de travail avec nos homologues sardes et voir quelles vont être les modalités concrètes et logistiques surtout. Voilà, mais il ne faut pas s'imaginer qu'on va se réunir tous les 15 jours non plus. Donc le coût, il ne va pas être très élevé. Pour ce qui est de son inscription dans Interreg, ce n'est pas une mauvaise idée. Je vous signale que nous sommes en train, avec Maritime Traité, un programme Interreg en lien avec le Quirinal aussi, le terme jumelé n'est pas exact, mais d'articuler deux parlements des jeunes, l'Assemblée Adia di Juventus et une assemblée de jeunes de Toscane.
D'accord? Donc, on pourrait avoir le même modèle pour ce qui est du Parlement corso-sarde. Voilà. Pour ce qui est maintenant des questions que vous avez posées sur la question des transports, je répète encore une fois, il ne s'agit là non pas d'un dispositif commun aux deux exécutifs, mais aux deux parlements. Donc, ces questions-là pourront être posées, bien sûr, dans le cadre de la réunion de cette instance. Voilà. Après, maintenant, comme vous avez évoqué beaucoup de choses qui concernent plutôt l'exécutif, je vais redonner la parole. Ah, pardon, Monsieur Savelli, oui. Pardon. Oui, merci. Juste 2 mots. Alors, bien sûr, je souscris à ce qu'a dit Jean-Christophe Angelini concernant donc le retard qui a été pris, l'échec, on peut le dire, hein, même s'il y avait sûrement des raisons qui ont fait que ça n'a pas pu se faire. Mais c'est vrai que le GECT, première mouture, a été quand même n'a pas été au bout, bien qu'il ait été financé. Hein, il était financé à un moment donné par des financements interreg. Et finalement, malgré ce financement, malgré les accords qui avaient été pris, il ne s'est pas fait. Dont acte, je reconnais que ce n'était pas forcément facile. En tout cas, en 2024, ce projet je ne dirais pas de coopération, mais c'est au travers le projet de coopération, bien sûr, on parle essentiellement du transport. Donc ce projet a été relancé. Donc nous étions favorables parce qu'on considérait que concernant le traité du Quirinal et concernant le critère, je dirais, de bassin de vie qui est fixé par le Quirinal, on considérait qu'effectivement, le bassin de vie qui consisterait à prendre le nord de la Sardaigne et le sud de la Corse pouvait tout à fait convenir, de notre point de vue, à un bassin de vie où il y avait un véritable intérêt de travailler dans le cadre du dossier du Quirinal. Bon, c'était juste 2 remarques. La troisième remarque, c'est à mon avis qu'on n'a pas suffisamment étudié, c'est qu'on va faire une coopération transfrontalière avec une île qui a 5 fois notre population et qui a des coûts de production qui sont bien inférieurs aux nôtres et produisent beaucoup de choses localement que nous, on importe du continent. Je pose cette question, je soulève cette question parce qu'en fait, il y a certains socioprofessionnels, pas que du Sud, qui se posent la question, et moi je me la pose aussi, de savoir si, avec cette ouverture-là, sur laquelle je suis favorable, bon, qui dit ouverture dit forcément aussi ouverture à la concurrence. Donc ça, il faut le savoir. Dans quelle mesure la Corse sera gagnante? Est-ce que la balance commerciale liée à cette coopération d'un point de vue économique sera favorable à la Corse ou pas? C'est la question que je pose. Je vous remercie. Question que nous reposerons dans le cadre des réunions entre parlementaires. Parce que moi, là-dessus, je peux vous faire la démonstration que la coopération est un jeu à somme positive. Et en économie géographique, des liaisons de transport induisant plus de fréquences et des baisses de coûts de transport est favorable aux 2 partenaires. Mais ça, nous en rediscuterons. Ce n'est pas l'objet de mon rapport. Hein. D'aujourd'hui, je le précise, je vois que la droite s'est passionnée pour ce rapport-là. J'en suis ravie, mais ce sont des questions qui relèvent à un moment donné de la mise en place de la politique publique des transports, avec ses atouts, ses opportunités, et ses risques potentiels. Je repasse la parole au conseiller exécutif, au président, oui. Pardon, d'abord. Merci, président Madame de la Présidente. l'exécutif, excusez-moi. Oui, juste une précision, parce que, attention sur les chiffres, Madame Casanova, c'est important. Nous n'avons pas modifié la taxe de transport sur les liaisons avec la Sardaigne. Dire qu'aujourd'hui la taxe, c'est 4,50 € ou 4,57 € concerne la taxe de transport sur les liaisons Corse-France. Pas sur la Sardaigne, la taxe, elle a été maintenue à 1,52 €. Donc attention, vérifiez bien lorsque vous annoncez des chiffres, parce qu'il ne faut pas tromper les Corses sur ce sujet-là, et les Sardes non plus d'ailleurs. Merci. Oui, je me permets de compléter. Effectivement, d'ailleurs, une erreur qui est factuelle, ça c'est un point, et elle vient d'autant plus s'ajouter à une erreur de constat. Aujourd'hui, si le prix était de Corse à Sardaigne, c'est donc certainement pas dû à la taxe, c'est dû à un opérateur privé qui fait c'est un peu sa politique de prix comme il veut. Hein, quand on fait passer 2 véhicules avec une famille à 300 € aller-retour pour 45 minutes, c'est la politique de l'opérateur privé dans le système de la DSP qui est totalement sous compétence de la région autonome de Sardaigne. Donc je veux bien qu'on puisse dire que la collectivité de Corse est responsable, mais à un moment donné, il faut dire les choses comme elles sont. Et justement, nous travaillons à travers la notion de groupement européen pour que ce soit le groupement européen de coopération qui soit le lieu
du lancement d'appels d'offres et dans lequel donc, nous aurions notre mot à dire sur les tarifs, sur le changement de l'outil naval, et donc baisser les tarifs, fluidifier dans l'optique annuelle. C'est bien l'objet. Et donc si nous faisons le constat que nous sommes d'accord sur le diagnostic actuel, je pense que nous serons tous d'accord pour que ça évolue dans ce sens, pour que nous ayons la main, puisque nous n'avons pas la main aujourd'hui, ni vous, ni nous, ni personne, ni conseil exécutif, malheureusement. C'est bien l'objet des discussions que nous avons avec la région autonome de Sardaigne. Quant aux initiatives passées sur le GECT, je rappelle que ce qui a empêché le GECT, c'est la volonté des États de ne pas le faire, et notamment des deux États, puisqu'il faut l'accord des deux États pour que le GECT voit le jour juridiquement. Or, le seul État qui a dit non à ce moment-là, c'est l'État français. Ce n'est pas l'État italien qui était d'accord, c'est l'État français. Non. C'est l'État français. C'est une réalité objective. Donc je veux bien que l'Office des transports a fait son travail, la collectivité de Corse a fait son travail. Nous avons été bloqués parce que l'État, qui a compétence à valider, a donné un avis négatif. Négatif. Aujourd'hui, les choses ont changé. Elles ne sont pas abouties parce qu'il y a eu, entre-temps, le traité du Quirinal qui a été ratifié, qui n'existait pas alors, que dans le traité du Quirinal, il y a la notion de l'article 10 de la Commission de coopération transfrontalière, et nous avons été cooptés, c'est ce que vient de dire la présidente, comme une zone transfrontalière maritime comme les Sardes, ce qui n'était pas acquis, et que nous avons été cooptés dans la Commission de coopération, et donc le GECT devient un projet naturel, promouvable, et c'est pour ça que nous sommes à l'ordre du jour de la réunion du Val d'Aoste du 4 juin prochain, et c'est pour ça que nous avons remissionné l'Office des transports pour arriver, notamment dans le cadre du débat sur l'autonomie législative, où il faudra qu'on ait des pans de compétences en coopération plus renforcés, y compris sur les questions de coopération transfrontalière, pour faire aboutir ce projet. Donc il y a un changement et juridique et de traité, parce que le Quirinal, c'est un traité de droit public international, c'est l'équivalent du traité France-Allemagne d'Aix-la-Chapelle en termes de coopération. C'est pour ça qu'on peut parler des ETS, c'est pour ça qu'on peut parler du GECT, et c'est pour ça peut-être qu'on pourra même pas parler de la langue corse dans le cadre de ce traité. Je ne veux pas défricher des débats qui n'ont pas encore lieu. Donc voilà, c'est important de faire le point entre l'avant et l'après, et ce qui est en train de se passer. De toute façon, nous aurons, au-delà de ce rapport qui est un rapport entre deux parlements, comme vient de le dire la présidente, nous aurons côté exécutif à présenter un rapport d'étape et de constitution du GECT dans pas très longtemps. Comme ça, vous aurez de la matière concrète sur le GECT, mais aussi sur la réponse aux appels à projets Interreg pour le financement des études complémentaires et le financement du GECT pour des débuts d'expérimentation en termes aériens maritimes, notamment sur la priorité de bonne évaluation terrestre pour reprendre un peu la main sur des choses où nous n'avons pas malheureusement droit à décider aujourd'hui. D'abord, j'ai quelque chose à dire. Merci. Donc, merci beaucoup, Monsieur le conseiller, pour les compléments d'information, Monsieur le Président, parce qu'il faut corriger en direct, effectivement, les choses qui sont incorrectes. Je me permets de dire, Jean-Michel, que le 5 et 6 mars 2025, nous avons organisé, la présidence de l'Assemblée de Corse a organisé avec de nombreux partenaires à Bastia 2 journées consacrées à la question du bassin de vie transfrontalier. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Pas grand monde n'est venu, mais nous sommes vraiment rentrés au fond du sujet de la coopération et surtout de la défense du concept de bassin de vie transfrontalier, qui existe d'ailleurs entre France et Allemagne, entre France et, au niveau évidemment de la frontière alsacienne, entre France et Espagne au niveau des Pyrénées. Ils ont même fait un hôpital transfrontalier. Donc le concept existe et on a essayé de voir quelle pouvait être l'applicabilité pour la Sardaigne. Je le sais, Jean-Michel, je le sais que vous y étiez, mais je le dis à l'endroit de tout le monde. Voilà, et bien évidemment, on va continuer à travailler, mais après, il y a effectivement la réflexion et les débats des parlements et les actions de politique publique, de propositions de politique publique qui ne sont faites par le Conseil exécutif. Mais là-dessus, on est en phase complètement. Ça met du temps parce que c'est lié aussi aux vicissitudes de la vie politique de chacune des régions et en particulier des élections en Sardaigne. Voilà. Je crois qu'il y a un amendement, c'est ça ? C'est le mien ? Ah, vous m'avez fait peur, Serge. Donc,
Je mets au vote l'amendement qui est issu en fait de nos discussions directes en commission. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne participe pas au vote? Qui est pour? Tout le monde est pour. Merci. Je mets au vote le rapport ainsi amendé. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne participe pas? Qui est pour? Tout le monde est pour. Je vous remercie. Bien. Si vous en êtes d'accord, nous allons faire la pause méridienne. Nous nous retrouvons à... Moi, je dis 2h30. Voilà. Moi, je dis dans 1 heure. Manger en 1 heure, c'est largement suffisant. Hein. Voilà.
Bien, s'il vous plaît, Père Piaget. Je vous rappelle qu'il n'y a pas eu de changement de l'heure d'été, là. Hein. Normalement, c'était 2h30, il est 3h30, à moins que je me sois trompée. Donc, Monsieur Paolini, je vais vous demander de rejoindre... Merci. Donc, je crois que le président Simeone, il souhaitait le premier intervenir. Alors, nous avons beaucoup de travail cet après-midi. Hein. Donc, pour l'instant, nous allons passer les rapports de l'exécutif et moi, je reviendrai ensuite, en fin d'après-midi, sur les représentants dans les différents organismes, parce que nous avons un catalogue très épais à lire. Voilà. Et par ailleurs, nous traiterons aussi de la répartition complémentaire dans les collèges des électeurs pour les élections sénatoriales. S'il vous plaît. Nous évoquions la Sardaigne ce matin et j'espère que vous aurez l'occasion de pouvoir suivre avec moi une session plénière du Conseil régional sarde, avec chacun à sa place, le respect des horaires, le respect des fonctions, les huissiers qui ont des gants blancs. Voilà, donc on évitera les gants blancs, mais quand même, les prises de parole, ça vous donnera un avant-goût de ce que c'est un Parlement qui fonctionne. Très bien. Bien, alors je me tourne vers l'exécutif. Par quoi voulez-vous débuter? Par le projet d'avis relatif à la relance du logement, sur le projet de loi relatif à la relance du logement, l'article 8, si vous le voulez bien, Madame la Présidente. Ah, mais je suis contente que vous preniez la parole. Hein. Allez-y. Merci. Alors, nous allons d'abord voter l'urgence, oui, je tout crois. à fait, hein. tout à fait. Voilà, donc c'est un rapport qui arrive un peu tardivement, qui n'est pas passé en commission. Voilà, mais parce que c'est souvent le cas lorsqu'on est saisi sur des projets de loi nationaux, et là en l'occurrence c'est important, c'est la relance du logement, c'est l'article 8 du projet de loi. Donc qui est contre l'urgence? Qui s'abstient? Qui ne participe pas? Donc tout le monde est d'accord pour que nous examinions ce dossier. Vous avez la parole, monsieur le conseiller. Merci, Madame la Présidente. En effet, le préfet de Corse a saisi tardivement le président du Conseil exécutif par un courrier en date du 7 mai 2026, ce qui motive bien entendu l'urgence et l'envoi tardif, et on s'en excuse bien entendu de ce rapport. Donc il s'agit d'une consultation pour obtenir l'avis de l'Assemblée de Corse en application de l'article 4422-16 du Code général des collectivités territoriales. Et cette consultation porte plus précisément sur l'un des articles, l'article 8, du projet de loi visant à la relance du logement. Donc cet article 8 a modifié l'article L. 301-5-1 du Code de la construction et de l'habitat. Alors l'objet principal de cet article 8 du projet de loi vise à renforcer le statut des autorités organisatrices de l'habitat, donc plus connu sous l'acronyme AOH, et d'élargir les prérogatives des délégataires des aides à la pierre. Donc l'objectif, selon l'exposé des motifs de cet article, c'est d'unifier, simplifier, approfondir les délégations de compétences en matière d'habitat afin d'adapter plus finement la politique de logement aux besoins territoriaux, des objectifs bien sûr que l'on partage et qui sont, je crois, nécessaires.
Donc, les principales modifications de l'article du Code général de la construction et de l'habitation, c'est de modifier de la manière suivante, de désigner les communautés urbaines, les métropoles, la métropole d'Aix-Marseille, les métropoles de Lyon et la métropole du Grand Paris, de les désigner en qualité, donc les communautés urbaines et les métropoles dont je viens de parler, autorités organisatrices de l'habitat, et ainsi ces métropoles et ces communautés urbaines se voient déléguer par l'État les compétences obligatoires, donc mentionnées dans divers articles, et à leur demande des compétences supplémentaires, des compétences relatives à l'habitat que je détaillerai tout à l'heure. Par ailleurs, au-delà de ces métropoles et de ces communautés urbaines, les communautés d'agglomération et les communautés des communes, donc ce qui concerne plutôt, je dirais, l'architecture de la Corse, ainsi que les départements, sont reconnus autorités organisatrices de l'habitat, cette fois-ci non pas automatiquement, comme pour les métropoles, mais par arrêté du représentant de l'État dans le département, donc en l'occurrence pour la Corse, puisqu'il n'y a pas de département, par le préfet de Corse, et se voit déléguer les mêmes compétences que pour les métropoles, mais pas de manière automatique, donc à la demande de ces communautés d'agglomération et des départements, et après avoir signé une convention avec l'État. Donc, il y a également dans ce projet d'article 8 un article spécifique à la Corse qui précise, bien sûr, en Corse, la délégation de compétences prévue pour les départements en deuxième alinéa, donc c'est-à-dire une demande des départements et une convention après avis favorable du préfet dans le territoire, s'exerce au profit de la collectivité territoriale de Corse. Donc vous aurez remarqué que il y a eu une erreur matérielle dans la rédaction de l'article, puisque la collectivité territoriale de Corse, comme vous le savez, n'existe plus, et qu'il n'y a plus que la collectivité de Corse. Donc, au-delà de cette erreur matérielle, je rappelle les prérogatives et obligations des délégataires, donc qui peuvent bénéficier de ce transfert de compétences de l'État. Donc, il s'agit de l'emploi d'une partie des finances publiques, des financements publics du logement, en particulier l'attribution et la programmation d'aides en faveur du logement locatif social. Et la délégation porte obligatoirement sur les compétences suivantes, donc délégation de compétences sur l'attribution des aides au logement locatif social, au logement intermédiaire, en faveur de la location-accession, ainsi que la notification aux bénéficiaires et l'octroi des autorisations spécifiques prévues aux articles L441-2 et L631-12, c'est-à-dire qui concernent les HLM et les résidences universitaires. Et enfin, dernière délégation obligatoire de compétences, l'attribution des aides en faveur de l'habitat privé, ainsi que la signature de conventions pour l'aide aux propriétaires bailleurs par délégation de l'Agence nationale de l'habitat de l'ANA. Par ailleurs, les délégataires autorités organisatrices de l'habitat pourront réassigner les droits d'engagement entre production nouvelle et rénovation du parc social, moduler l'emploi des crédits selon les priorités locales et signer certains avenants aux conventions APL, résilier des conventions, délivrer des agréments d'aliénation de logements sociaux et autoriser des démolitions, des mises en location et autres usages que l'habitation. Et enfin, le texte prévoit que les délégataires devront utiliser des systèmes d'information mis à disposition par l'État et qui permettent le suivi des subventions et l'évaluation des politiques publiques au niveau national. Donc, vous avez dans le rapport une analyse des dispositions de cet article modifié. Donc, c'est ce que j'ai dit, donc cet article qui confère automatiquement ses compétences AOH à certaines collectivités, notamment les métropoles et les communautés urbaines, et de manière facultative, avec l'accord du représentant de l'État,
aux communautés d'agglomération, aux communautés des communes et, le cas échéant, au département, sauf pour la Corse, où la délégation est prévue au profit de la collectivité de Corse, sous réserve de cette convention, bien entendu. Donc, il est important aussi de préciser que le représentant de l'État, donc dans le département, donc ici pour la Corse, dispose d'un délai de 3 mois pour motifier son accord ou son refus, motivé si la collectivité de Corse présente une demande tendant à la conclusion d'une convention avec l'État pour devenir autorité organisatrice de l'habitat. Donc vous voyez que, au vu des compétences de la collectivité de Corse, bien sûr que cet article a un intérêt, puisque la Corse est confrontée à une problématique, je ne vais pas revenir là-dessus, en matière de logement et d'habitat, à des phénomènes de spéculation foncière et immobilière, à des questions relatives au foncier, à la problématique foncière, notamment liée au désordre foncier, mais pas seulement. Et donc, il y a bien sûr un intérêt stratégique pour la collectivité de Corse d'être autorité organisatrice de l'habitat et chef de file en matière de politique du logement et de l'habitat, de manière à, je dirais, à avoir tous les leviers nécessaires à la mise en place de ces politiques. Donc, bien entendu, nous vous proposons un avis favorable pour cette modification de l'article L301-5-1 du Code de la construction, modification par l'article 8 que je viens de vous présenter. Mais on demande par ailleurs que ce statut d'autorité organisatrice de l'habitat ne nécessite pas une demande expresse de la collectivité de Corse et une autorisation du préfet, mais que nous soit, je dirais, confié ou délégué automatiquement à la collectivité de Corse, au même titre que ce qui est prévu pour les métropoles ou pour les communautés urbaines, au vu des compétences qui sont d'ores et déjà exercées par la collectivité de Corse, de l'expérience et des politiques qui sont menées maintenant depuis longtemps, confère le règlement d'aide au logement qu'on a examiné lors de la dernière session. Et donc, ce rapport vous propose d'émettre un avis favorable sur cette modification et donc sur cet article 8, sous réserve d'une nouvelle rédaction qui dit qu'en Corse, la délégation de compétences prévue pour les départements au 2e alinéa s'exerce au profit de la collectivité de Corse. Donc celui-là, le supprimer, cet article-là, et le remplacer par les communautés urbaines, les métropoles d'Aix, Lyon et la collectivité de Corse sont autorités organisatrices de l'habitat et se voient déléguer par l'État les compétences obligatoires, les compétences facultatives et les compétences, etc., etc. Et ça nécessitera bien sûr la rédaction d'une convention, même si la compétence est confiée automatiquement si cette modification est suivie, si notre proposition est suivie. Je vous remercie. Merci, monsieur le conseiller. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de rapport de commission puisque nous avons reçu cette demande d'avis donc en urgence et l'urgence a été votée. Qui souhaite intervenir sur ce rapport ? Bien, je veux juste apporter une information complémentaire. Aujourd'hui, la question du logement est un sujet très fort au niveau européen. Donc, la Commission européenne aussi a lancé un plan d'urgence sur le logement, que la collectivité aussi est très engagée sur la rénovation du logement. Donc, c'est tout un ensemble de mesures, soit de niveau européen, national et évidemment territorial, qui sont mises en œuvre pour pallier le manque de logement et les difficultés et d'accès à la propriété. Mais avant de parler de propriété, tout simplement, la difficulté pour se loger pour de nombreuses personnes, et pas forcément uniquement les plus précaires, même les classes moyennes. Donc c'est un vrai sujet. Merci, monsieur le conseiller. Donc je vais mettre au vote. Si vous permettez, je vous en prie, bien sûr. Vous avez bien fait de souligner, je dirais, ce programme européen relatif à la relance du logement, notamment par la
crédits FEDER, je dirais, exceptionnels par rapport à l'enveloppe qui était prévue initialement et qu'on en a d'ores et déjà mobilisé au profit de la Corse et des Corses, notamment suite, je dirais, aux arrêts des aides de l'ANA pour la rénovation énergétique des logements. Et donc, on a eu un peu des stop and go sur ces dispositifs de l'ANA relatifs à la rénovation et à la réhabilitation. Et heureusement qu'on a eu ces fonds européens qui sont venus compenser de manière à ce qu'il n'y ait pas de perte pour les bénéficiaires et surtout de ne pas décourager les ménages qui s'engageaient dans ces programmes-là. Et donc, on a pu gérer cette période un peu transitoire où on a eu, je dirais, un peu de flottement sur ces dispositifs grâce à la mobilisation des crédits européens. Il y a d'autres opérations importantes qui vont arriver, notamment sur les logements sociaux, mais ça, on pourra en parler lors de la prochaine session. On vous présentera des conventions où on mobilisera des fonds européens pour la réhabilitation du parc social, qu'il soit public ou privé. Je vous remercie. Merci. Donc, logement, cause commune. Qui souhaite intervenir? Non, personne, à nouveau. Très bien. Donc, je vais mettre au vote cet avis. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne participe pas? Qui est pour? Tout le monde est pour. Le rapport est adopté à l'unanimité. Merci. Alors, donc, je me tourne vers l'exécutif. C'est à vous de me dire quel rapport vous voulez passer. Nous sommes à la recherche du président de l'Office des Transports qui va vous présenter le rapport sur les routes. Il y a un rapport sur les routes. C'est le rapport, je crois, sur les études sur le tronçon de la plaine orientale, je dirais. Cervion-Ivescovat, qui était prévu en CPD initialement, à la demande du groupe Sofiunov. Il est passé en session plénière. Effectivement, on a décidé en commission permanente de transférer le rapport relatif aux études multimodales pour les nouvelles infrastructures de transport entre Cervioni et Uiscuadu. Et d'ailleurs, la CDNAT a fait un rapport sur le sujet. Mais il me faut un conseiller exécutif sur le sujet. Alors j'en profite pour vous rappeler, chers collègues, que j'attends les retours concernant le collège des grands électeurs pour les sénatoriales. C'est fait, on est au clair, très bien, c'est pour gagner du temps tout à l'heure, merci. Le tableau, normalement, des désignations dans différents organismes est complété, dûment complété, donc on devrait pouvoir le faire tout à l'heure. Et j'invite l'exécutif aussi à s'organiser pour les autres rapports. Donc, est-ce que ça va prendre du temps? Parce que si ça prend du temps, je passe mon tableau des désignations. Ça ne vous a jamais autant motivé, le tableau des désignations. Allez, donnez-moi le rapport. Ah non, on a une dernière modif. Excusez-moi. On n'est pas prêt. Il y a encore une modif. Mais la modif, on ne peut pas la faire en live, en direct. Ah non, 5 minutes, c'est trop long pour moi. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui peut être fait avant 5 minutes? Donc, on cherche... Alors, je vous demande votre attention, comme ça on va le faire de manière efficace et vous écoutez bien, voilà, parce que c'est un peu long. Et alors c'est écrit en Times moins de 32, là, c'est minuscule. Alors, Agence du tourisme de la Corse. En remplacement ou en renouvellement de Muriel Fagne, Hervé Vadrigue et Dion Santolemao. Là, ça va aller vite. Nous
proposons Muriel Fagne, Hervé Vadrigue et Duansan Toulemao. On est d'accord? Ensuite, l'Agence d'urbanisme et de l'énergie, Antoine Perral et Duansan Toulemao, reprennent leur place. L'Office de l'environnement de la Corse, Frédéric Dansard, Elisa Francici, Anna-Maria Colombani reprennent leur place. Si vous en êtes d'accord. Office de l'environnement, Office de l'équipement hydraulique, Hervé Vadrigue, Frédéric Dansard et Jean-Paul Panzani reprennent leur place. Agence ADEC, Sandra Marchetti serait remplacée par Donjo Luccioni, Joseph Savelli par Joseph Savelli lui-même, Jean-Paul Panzani et Muriel Fagne reprennent leur place. L'Office des transports, Hervé Vadrigue, Jean-Paul Panzani et Joseph Savelli retrouvent leur place. Et Paul-Louis Gianecchini reprend la place de Sandra Marchetti. Office foncier de la Corse, Duansan Toulemao, Elisa Tramoni, Muriel Fagne, Jean-Paul Panzani, Lisa Francigi reprennent leur place. Office Audarc, Anna-Maria Colombani, Jacinthe Vagne, Hervé Vadrigue reprennent leur place. Oui. Il y a un petit changement. Paul-Louis Gianecchini remplace Jacinthe Vagne à l'Audarc. Exact. Donc, merci. Changement. C'est bien, il y en a un qui suit. Commission départementale des valeurs locatives de la Haute-Corse, Duansan Toulemao reprend sa place. La même chose pour la Corse du Sud, Jean-Paul Panzani reprend sa place. Commission consultative sur l'évaluation des transferts de charges résultant des transferts de compétences, Lisa Francigi reprend sa place, Anna-Maria Colombani reprend sa place. Concernant la CITEC, Sandra Marchetti sera remplacée par Dani Antonini et Joseph Savelli reprend sa place. Elisa Tramoni remplacera Sandra Marchetti au Conseil d'orientation Corse numérique. Concernant la commission départementale chargée d'établir la liste d'aptitudes aux fonctions de commissaire enquêteur de la Haute-Corse, Anna-Maria Colombani reprendra sa place de suppléante. Concernant la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité de Haute-Corse, Joseph Savelli reprend sa place, Anna-Maria Colombani aussi. La même commission pour la Corse du Sud, Muriel Fagne reprend sa place. La commission départementale de la présence postale territoriale de Corse du Sud, Jean-Paul Panzani retrouve son mandat, Elisa Tramoni aussi. Concernant la même agence, la même commission pour la Haute-Corse, c'est Lisa Francici qui retrouve sa place de suppléante. Concernant la commission relative à la désignation des jurys d'assises pour la Corse du Sud, Muriel Fagne et Jean-Paul Panzani reprennent leur mandat. Concernant la même commission pour la Haute-Corse, c'est Duansan Toulemao qui retrouve sa place. Concernant la commission départementale de coopération intercommunale pour la Haute-Corse, Paul-Louis Gianecchini prend la place de Sandra Marchetti. Concernant la commission départementale de sécurité routière Haute-Corse, Anna-Maria Colombani et Lisa Francici retrouvent leur place. Et en tant que suppléant, Paul-Louis Gianecchini remplacera Sandra Marchetti. Concernant le conseil de surveillance de la SEML Aircorps, SIGA, Muriel Fagne retrouve sa place. Concernant la commission régionale de gestion de la flotte de pêche, Joseph Savelli retrouve sa place de suppléant. Concernant la commission des cultures marines, qui est interdépartementale, Anna-Maria Colombani retrouve sa place de suppléante. Concernant la commission régionale consultative du Fonds pour le développement de la vie associative, Anna-Maria Colombani reprend sa place. Concernant la commission de coordination de l'Association pour le droit à l'initiative économique, l'ADI, que vous connaissez bien, Paul-Louis Gianecchini prendra la place de Sandra Marchetti et Joseph Savelli retrouve sa place de suppléant. Concernant le réseau CAPI, Corse Active, Muriel Fagne reprend sa place.
Concernant le conseil d'administration de la CADEC, Joseph Savelli reprend sa place et Donjo Luccioni remplacera Sandra Marchetti. Concernant la commission régionale d'orientation de la Banque publique d'investissement, donc la BPI, Joseph Savelli retrouve sa place. Le conseil d'administration d'Initia, Muriel Fagne reprend sa place. Le SRDE2I, donc le comité territorial d'action économique, Antoine Peraldi remplacera Sandra Marchetti. Concernant Jean-Paul Panzani, il retrouve sa place. Concernant la commission départementale d'aménagement commercial pour la Haute-Corse, Hervé Valdrigue retrouve sa place et Joseph Savelli aussi, ce sont des suppléants. Concernant le conseil des familles des pupilles de l'État, Muriel Fagne retrouve sa place. Concernant la formation spécialisée pour les questions... Ah oui, il y a Elisa Tramogni, pardon, pour la commission départementale d'aménagement commercial. Il y a aussi Elisa Tramogni en Corse du Sud qui retrouve sa place. Concernant le conseil de famille des pupilles de l'État, Muriel Fagne retrouve sa place. Concernant la formation sur les questions relatives aux personnes âgées, Frédéric Dansari retrouve sa place, Muriel Fagne aussi. Concernant la formation spécialisée pour les questions relatives aux personnes handicapées, Frédéric Dansari retrouve sa place et Muriel Fagne aussi. Pour le conseil départemental de l'accès au droit, Joseph Savelli retrouve sa place. Pour le conseil départemental de l'accès au droit, mais alors Corse du Sud, c'est Muriel Fagne. Pour l'Observatoire Corse Protection de l'Enfance, Frédéric Dansard, il retrouve sa place. Pour la mission locale rurale de Haute-Corse, pour la plaine orientale, la Balagne et le centre Corse, Duansan, Toulemao et Frédéric Dansard, ils retrouvent leur place. Pour l'école de la deuxième chance, à Bastia, Anna-Maria Colombagne et Joseph Savelli retrouvent respectivement leur place de titulaire et de suppléant. Concernant la commission d'administration de l'association L'Impresa di Fiumorbu, Duansan Toulemao retrouve sa place. Pour le comité régional de l'habitat et de l'hébergement, Joseph Savelli retrouve sa place en tant que titulaire, Anna-Maria Colombagne en suppléante. Concernant la commission de coordination et d'évaluation des plans départementaux d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, Joseph Savelli retrouve sa place. Pour la maison des adolescents de Bastia, Joseph Savelli retrouve sa place et Anna-Maria Colombagne également. Pour la commission départementale de l'emploi et de l'insertion, Paul-Louis Gianecchini remplacera Sandra Marchetti. Pour le conseil départemental de l'insertion par l'activité économique, Paul-Louis Gianecchini remplacera Sandra Marchetti. Concernant le conseil départemental de santé mentale, Frédéric Dansari retrouve sa place, Lisa Franchici aussi. Pour la Haute-Corse, pour la Corse du Sud, c'est Muriel Fagne qui retrouve sa place. Pour le conseil de surveillance des établissements publics de santé Corse du Sud, et notamment pour Castelluccio, Jean-Paul Panzani retrouve sa place. Pour le conseil territorial de santé de la Haute-Corse, Frédéric Dansard retrouve sa place. Pour le comité de programmation du groupe d'action locale de Balagne, Frédéric Dansard retrouve sa place. Pour le comité de programmation du groupe d'action locale Corse orientale, Duansan Toulemao récupère son mandat. Pour le comité de programmation du GAL, Unat Radoui Mari, Anna-Maria Colombagne retrouve sa place. Pour le GAL de Corse du Sud, Jean-Paul Panzani retrouve sa place. Pour la commission consultative et d'évaluation et du suivi du plan territorial de prévention et de gestion des déchets, Lisa Franchici retrouve sa place. Pour l'établissement public pour la protection de la forêt méditerranéenne, Antoine Peraldi remplacera Sandra Marchetti. Pour le groupement, pour le GIP, pour la reconstitution, enfin pour le GIRTEC, voilà, ça va plus vite. Pour le GIRTEC, Duansan Toulemao récupère sa place. Pour la commission d'aménagement foncier de Corse, Duansan Toulemao retrouve sa place. Jean-Paul Panzani et Elisa Franchici aussi. Pour le syndicat mixte de l'abattage, pour le SMAC, Jean-Paul Panzani, Elisa Franchici retrouvent leur place. Pour le syndicat mixte du grand site des îles sanguinaires et de la Parate à Muriel Fagne, il retrouve sa place. Pour le syndicat mixte de la Concador, Anna-Maria Colombagne et Joseph Savelli retrouvent leur place titulaire suppléant et Frédéric Dansard y remplacera Sandra Marchetti.
pour le syndicat mixte du parc naturel régional de la Corse. Alors, Elisa Tramoni, Jean-Paul Panzani, Anna-Maria Colombani, Frédéric Dansari, Hervé Valdrighi, Lisa Francici et Joan Santulmao retrouvent leur place. Joseph Savelli remplacera Sandra Marchetti. Pour la régie des bains de Pedrabola, Joan Santulmao et Lisa Francici retrouvent leur place. Pour le conseil de gestion du parc naturel marin Cabigorso Agriade, Joseph Savelli et Anna-Maria Colombani retrouvent leur place. Pour le conseil des rivages de Corse, Elisa Tramoni remplacera Sandra Marchetti. Pour le CAUE, c'est Hervé Valdrighi qui retrouve sa place. Pour le CODERST, 2A, Jean-Paul Panzani retrouve sa place. Pour le comité de bassin, c'est Lisa Francici qui retrouve sa place. Pour la commission locale de l'eau, le SAGE donc de Bigoulia, Hervé Valdrighi retrouve sa place. Pour le syndicat, comité syndical du syndicat mixte pour le chauffage urbain de Corté, Anna-Maria Colombani retrouve sa place. Paul-Louis Gianecchini remplace Sandra Marchetti. Pour le conseil des sites de Haute-Corse, Paul-Louis Gianecchini remplace Sandra Marchetti. Jean-Paul Panzani retrouve sa place. Lisa Francici aussi. Pour le comité de gestion de la réserve biosphère de la vallée du Fango, Jean-Marc Bourri remplacera Sandra Marchetti. Frédéric Dansari retrouve sa place. Pour le comité territorial de la biodiversité de Corse, Anna-Maria Colombani et Lisa Francici retrouvent leur mandat. Pour le conseil départemental de l'éducation nationale de Haute-Corse, non, de Corse, pardon. Non, Haute-Corse, c'est ça. Donc, pour le Cismonte, Anna-Maria Colombani retrouve sa place. Elisa Tramoni remplace Sandra Marchetti. Pour la Corse du Sud, Muriel Fagne retrouve sa place. Pour le conseil académique de l'éducation nationale, Lisa Francici et Muriel Fagne retrouvent leur place. Les suppléants, donc Jean-Paul Panzani, Frédéric Dansari et Anna-Maria Colombani retrouvent leur place. Et pour Sandra Marchetti, c'est Elisa Tramoni qui la remplace. Concernant le conseil académique sur l'enseignement des langues vivantes étrangères, Elisa Tramoni remplacera Sandra Marchetti et Anna-Maria Colombani retrouve son mandat. Concernant la commission de concertation en matière d'enseignement privé, Elisa Tramoni reprend sa place. Concernant le conseil de la faculté des sciences et techniques de l'Università di Corsica, Anna-Maria Colombani va remplacer Sandra Marchetti et Antonia Leucciani remplacera Anna-Maria Colombani, suppléante. Concernant le comité régional de l'emploi et de la formation, donc le CREFOP, Muriel Fagne, alors attendez, là, Joseph Savelli va remplacer Muriel Fagne et Muriel Fagne sera suppléante de Jean-Charles Jabicone. Oui, c'est ça? Non, on va le remplacer? Alors, pardon, excusez-moi. Joseph Savelli va remplacer Muriel Fagne et Muriel Fagne va remplacer Jean-Charles Jabicone. C'est ça? Voilà. Et Jean-Paul Panzani, Hervé Valdrighi retrouvent leur mandat. S'il vous plaît, il y a un Larsen. La technique, merci. Donc, Hervé Valdrighi et Jean-Paul Panzani retrouvent leur place. Par contre, Jean-Charles Jabicone, c'est là où je me suis trompée, Jean-Charles Jabicone remplacera Muriel Fagne comme suppléante. Bon, en fait, ils ont échangé. Voilà. Concernant le bureau du comité régional de le CREFOP, pour le bureau, Joseph Savelli remplacera Muriel Fagne. Jean-Paul Panzani, Muriel Fagne, Hervé Valdrighi retrouvent leur place. Concernant le conseil d'administration du lycée agricole de Borgo, Hervé Valdrighi retrouve sa place. Concernant le conseil d'administration de l'école maritime et aquacole Jacques Fagianelli, Anna-Maria Colombani retrouve sa place. La commission de concertation de l'Académie de Corse, Elisa Tramoni et Elisa Francici retrouvent leur place. Le conseil d'administration du lycée Gioconte de Casabianca, second degré, Anna-Maria retrouve sa place et Joseph Savelli remplace Sandra. Concernant Paul Vincenzini, donc là on attaque tous les lycées, les collèges, tout ça. Concernant Anna-Maria Colombani, elle retrouve sa place. Concernant le collège Giraud, tout le monde retrouve sa place. Joseph Savelli, Anna-Maria. Concernant Montésor, le collège,
Anna-Marie retrouve sa place. Concernant Saint-Joseph, Joseph, bien sûr, retrouve sa place. Normal. Concernant Simon Vinciguerra, Joseph retrouve sa place. Anna-Maria Colombani aussi. Concernant Jean Orabona à Calvi, Jean-Marc Bory remplacera Sandra Marquette et Frédéric Dansard il remplacera Jean-Marc Bory. Concernant le collège du Fiumorbo, Lisa Francigi et Bianson Toulemao retrouvent respectivement leur place de titulaire et de suppléant. Concernant l'Isola Rossa, Frédéric Dansard retrouve sa place. Concernant Luciana Marana, Hervé Valdrighi retrouve sa place. Louri, Anna-Maria Colombani, Biguglia, Hervé Valdrighi, Fred Scamarone, là on attaque les lycées professionnels, Joseph Savelli et Anna-Maria Colombani. Concernant Jean Nicoli, Anna-Maria et Joseph Savelli, concernant le lycée de Balagne, Calvi, la partie pro, Frédéric Dansard, concernant le lycée de la Plaine, Lisa Francicci et Dion Toulemao, le lycée Clémenceau, Elisa Tramone, il retrouve sa place, Jean-Paul de Rocazer à Portiuetu, Jean-Paul Panzani retrouve sa place, le collège Laetitia Ayachu, Muriel Lefagne retrouve sa place, Arthur Giovoni, Muriel Lefagne retrouve sa place de titulaire, le collège de Bonivadio, Jean-Paul Panzani, le collège Rocazera de Lévis, Jean-Paul Panzani. Concernant le conseil concernant Porticcio, c'est Muriel Fagne. Concernant le collège Léon Bougeot à Portiuetu, Jean-Paul Panzani sera remplacé par Elisa Tramone. Concernant le collège Clémenceau, Elisa Tramone retrouve sa place. Concernant le Finosé, le Muriel Fagne retrouve sa place. Concernant Jules Antonini, Muriel Lefagne retrouve sa place. Concernant l'établissement régional d'enseignement adapté d'Ayachu, c'est Muriel Lefagne qui reprend sa place de suppléante. À Portiuetu, concernant le collège 2, c'est Evelyne Galloni qui remplacera Jean-Jacques Lucchini. On est au clair là-dessus? Ah bon, alors dites-moi. Collège de Porto Vecchio, moi c'est ce que m'a transmis le groupe. Donc, je me tourne vers le groupe, s'il vous plaît. Madame Evelyne Galloni-Trian dit qu'elle ne remplace pas Jean-Jacques Lucchini comme suppléant. Elle remplace. Evelyne, vous pouvez vous abstenir ou ne pas voter aussi. Hein. Mais bon, c'est suppléant, c'est la suppléance. Concernant la commission de la formation de la vie universitaire, donc ça c'est à l'université, Elisa Tramone et Frédéric Dansard retrouvent leur place. Pour la commission de la recherche, nous attaquons l'université. Lisa Francicci remplacera Sandra Marchetti et Antonia Luciani comme suppléante remplacera Lisa Francicci. Concernant l'IAE, Elisa Tramone remplacera Sandra Marchetti. Concernant l'INSP, Elisa Tramone retrouve sa place. Concernant le CFA, Hervé Valdrighi retrouve sa place de suppléant. Concernant le CNFP, Antoine Perrali, Tony Perrali retrouve sa place. Concernant la commission territoriale des espaces et itinéraires de pleine nature, Anna-Maria Colombani retrouve sa place et Sandra Marquette est remplacée par Paul-Louis Gianecchini. Concernant Henri Tomasi, Muriel Fagne retrouve sa place, Joseph Savelli, Anna-Maria Colombani aussi, Hervé Valdrighi aussi. Pour Portiuetu, pour la Cinémathèque, Jean-Paul Panzani et Muriel Fagne retrouvent leur place. Pour le comité d'achat du Fonds régional d'acquisition des musées, Frédéric Dansard retrouve sa place. Pour le FRAC, c'est Lisa Francicci. Pour le comité de pilotage, Paoli Napoléon, Muriel Fagne. Pour le syndicat mixte du Giunsani, Paul-Louis Gianecchini va remplacer Sandra Marchetti. Pour Frédéric Dansard, et ne bouge pas. Pour le centre culturel Una Volta, on a bientôt fini, Anna-Maria Colombani retrouve sa place. Pour la commission départementale d'aménagement cinématographique 2B, Anna-Maria Colombani et Elisa Francicci. Pour le 2A, Muriel Fagne et Jean-Paul Panzani.
Pour le Conseil scientifique d'orientation et de gestion de la Cinémathèque de Corse, Elisa Tramogni et Jean-Paul Panzani retrouvent leur place. Pour le comité consultatif de la filière audiovisuelle, Muriel Lefagne et Lisa Francigi retrouvent leur place et Elisa Tramogni remplacera Sandra Marchetti. Pour le conseil départemental pour les anciens combattants de Corse du Sud, Jean-Paul Panzani retrouve sa place. Pour la Haute-Corse, Hervé Vadrigue. Pour le comité d'évaluation des politiques publiques, Muriel Lefagne et Tony Peraldi. Pour le bureau du comité d'évaluation des politiques publiques, Muriel Lefagne et Antoine Peraldi. Pour le conseil d'administration du fonds de dotation Corsica Solidaria, Muriel Lefagne. Pour le comité de surveillance du comité des œuvres sociales de la collectivité de Corse, c'est Muriel Lefagne. Pour le comité de suivi d'évaluation Primur Abrim Urgenza et Assistance, Muriel Lefagne, John Santolemao retrouvent leur place et Tony Peraldi remplace Sandra Marchetti. Pour la commission de réflexion sur la chasse, ça c'est important, John Santolemao reprend sa place. Pour le groupe de travail sur les espèces envahissantes, avec 2 S s'il vous plaît, Flore et Faune. Pour le groupe de travail, Flore, Anna Maria Colombani, Elisa Francigi retrouvent leur place. Pour le conseil d'administration, Bastia, Gorsiga, 2028. Joseph Saville reprend sa place, Anna Maria Colombani aussi, et Antonia Luciani remplace Anne-Laure Santucci. Hervé Valdrighi retrouve sa place au comité de pilotage de convention de mutualisation des services entre la CDC et le 6-2B pour les matériels roulants. Sandra Marchetti sera remplacée par Tony Peraldi au comité de pilotage du CRDE2I. Pour le COPIL ESS, c'est Muriel Lefagne. Pour le laboratoire de prospective Corsica Prospettiva, c'est de nouveau Jean Santolemao. Pour le conseil d'administration Gamino Divaro, Hervé Valdrigue et Muriel Lefagne. Pour la Convention nationale de la démocratie locale, Jean-Paul Panzani retrouve sa place. Pour la conférence du sport, Joseph Savelli et Muriel Lefagne retrouvent leur place. Pour la conférence du sport, mais pour la conférence des financeurs, Joseph Savelli retrouve sa place. Pour la mission locale de Bastia, c'est Joseph Savelli. Et pour le conseil d'administration de l'établissement public de commerce et d'industrie de la collectivité de Corse nouvellement né, voilà, Jean-Paul Panzani et Hervé Vadrigue sont renouvelés dans leurs anciennes fonctions. Voilà, mandat, dans leurs anciens mandats. Voilà, donc, s'il n'y a pas d'opposition... Oui, Pierre Diong. Une simple question, madame, ça n'a donné pas lieu à renouvellement, mais le Conseil des familles... Tous les départements de France ont 2 représentants. La Corse, depuis 2023, n'en a plus qu'un. Ça peut paraître anecdotique, mais ça peut changer la vie des gens en matière d'adoption. Le fait qu'on soit 2, on a influencé les choix. Et je ne sais pas où en est notre demande de modification, on l'a faite. Je n'ai plus de nouvelles, donc si vous pouvez accélérer les choses. Merci. Oui, mais on va se tourner vers l'exécutif parce que c'est l'exécutif qui introduit la demande. Mais je pense que ça avait été fait, on n'a pas eu de réponse. Voilà. Donc, en tout cas, je souscris à la demande du conseiller Jong. Et lui, il suit, oui. Ah. Alors peut-être que j'ai mal écouté, Madame la Présidente, mais au bureau du CREFOP, je suis bien titulaire et Joseph Savel est suppléant. Ou peut-être que vous l'avez dit, mais que je n'ai pas bien saisi. Oui, ou peut-être que ma langue a fourché. C'est simplement pour vérifier, s'il vous plaît. On va vérifier. Je le cherche parce que... C'était vers... Alors, le CREFOP, il y a le comité régional où vous êtes titulaire et Joseph vous remplace. Et après, il y a le bureau du CREFOP. Là, vous êtes titulaire, Joseph vous remplace. Et, enfin, ah d'accord, moi je ne sais pas. Voilà. Pardon, est-ce que... Non, mais mettez-vous d'accord avec votre groupe aussi. Hein. Enfin, qui est le mien en l'occurrence. Donc, est-ce qu'on est bien d'accord que
Au comité régional, Muriel Fagne est remplacée comme titulaire par Joseph. Non, vous ne voulez pas? Parce qu'après, il est prévu que vous remplaciez Muriel Jean-Charles Jabicone. Donc vous montez quand même. Hein, Muriel, vous y êtes quand même. Aussi bien au bureau régional qu'au bureau. Alors, au comité régional, vous allez y être parce que vous allez remplacer Jean-Charles. Oui. Et votre collègue de gauche, Joseph Savelli, sera avec vous pour vous soutenir au comité régional. Par contre, au bureau, moi, j'ai Joseph qui remplace Muriel. Vous voulez être au bureau? Tout à fait, c'est ça. Moi, sur ce que vous nous avez envoyé, alors, c'est en inverse, là, d'accord? C'est ça. Merci. Très bien. Donc, Joseph Savelli devient... Non, Joseph Savelli ne remplace pas Muriel. C'est Muriel qui reste. Voilà, c'est ça. Et Joseph Savelli est donc suppléant. Non. Non. On est bon. On est bon. Donc, en tout cas, je félicite Muriel Fagne d'abord parce qu'elle suit, et deuxièmement, c'est la seule à réclamer, à être présente dans toutes ces institutions. Et elle y va, et la performance, c'est qu'elle y assiste, et on peut vérifier les listes de présence, parce qu'il y en a qui y sont, mais ils n'y vont pas. Voilà, merci Muriel pour votre engagement. Voilà. Bien, y a-t-il d'autres remarques? Bon, c'est pas inscrit dans le marbre, hein. S'il y a une petite erreur, on modifiera, mais là, il fallait le faire, parce que tous les organismes nous le réclament. On est bon? On peut passer au vote. Qui est contre cette proposition? Qui s'abstient? Qui ne participe pas? Qui est pour? Très bien, merci beaucoup. Alors, est-ce que l'exécutif est prêt? Bien, donc, nous passons quel rapport? Monsieur Aquaviva, c'est bon? Enfin, voyez avec votre président. Oui, d'accord. Donc, vous avez la parole sur la question des études multimodales, hein, entre Cervione et Ouistrehouad. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs du Conseil exécutif, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les élus. Donc, ce rapport vise à soumettre à l'approbation de l'Assemblée de Corse la réalisation d'études multimodales pour de nouvelles infrastructures de transport entre Ouistrehouad et Cervione. Hein. Donc, je rappelle que le SRIT, le schéma régional des infrastructures de services de transport, prévoit donc dans son axe stratégique numéro 7, notamment une extension du réseau ferré dans la plaine orientale, et elle est à étudier cette extension au regard des projets routiers aussi sur l'ex-RT10. Donc, ce rapport vous présente évidemment à la fois un historique et aussi une traduction, notamment en termes de fuseaux, et un constat, hein, puisqu'on sait tous que le volet plaine orientale et les RT10, c'est un volet anxiogène et engorgé, hein, puisqu'on a un trafic moyen annuel de plus de 17 000 véhicules par jour, tous sens confondus, de Panta di Gazinca entre Panta et Ouistrehouad, qui est un tronçon, on le sait, saturé, avec une augmentation de 2%. On sait que la RT10, en général, combine toutes les fonctions, de la voie structurante en passant par la desserte locale jusqu'à la voie d'accès à la parcelle. C'est pour ça que le SRIT préconise comme objectif final pour l'ex-RT10 la création d'une voie nouvelle au sud de Ouistrehouad et qui doit venir en complément, le terme complément sera important par rapport à la justification des études multimodales actuelles, d'une future voie ferrée. Donc bien sûr, depuis conscience de ces situations, la collectivité de Corse a mené des études routières. Il y a eu la concrétisation, on le sait, de la déviation des agglomérations de Borg, Luciane et Biscouade, ouverte en 2014, le lancement des études pour prolonger cette voie nouvelle de 10 km pour accorder à l'ex-RT10 à la commune de Taglisolaccio. Un fuseau d'études a été réservé en 2004, intégré dans le PLU des communes traversées. Et puis il y a eu la constitution de réserves foncières qui a été menée par la collectivité en convention avec la SAFER de Corse, 110 hectares. Vous avez donc la traduction en plan sur le rapport. Cette constitution de réserve foncière se poursuit puisqu'il y a eu un avenant le 26 octobre 2022 signé avec la SAFER. Ensuite, il y a la question de Panta à Cervione. Donc, l'avancement de projets de tronçon routier entre Borg et Ouistrehouad d'une part et entre Biscouade et Taille d'autre part. En parallèle, la collectivité s'est intéressée à la possibilité de doubler à long terme l'ex-RT10 entre Taille et Cervione.
même si la situation est main tendue, mais soumise à quand même un taux de croissance annuel important, avec le constat aussi qu'on a déjà partagé avec cette Assemblée de Corse, qu'une urbanisation était croissante, se développant le long de l'ex-RT10, donc complexifiant aussi le sujet, et un maillage insuffisant du réseau secondaire. Donc il y a eu une réserve encore en termes de fusion d'études en 2009, suivant un arrêté de prise en considération de mise à l'étude en date du 6 novembre 2009. Donc la question du rapport d'aujourd'hui, il vise à faire en sorte d'étudier de manière conjointe, puisque ça n'a pas été le cas, les projets routiers et ferroviaires, pour les rendre, avoir une analyse globale avec une étude présentée de manière concomitante. Il apparaît effectivement aujourd'hui important d'avoir une vision globale sur les différents modes de déplacement, et pas simplement que sur le routier, en respectant évidemment les objectifs du PADUC et en intégrant aussi, c'est important de le dire, les nouvelles réglementations environnementales qui sont beaucoup plus strictes aujourd'hui qu'elles y étaient il y a 15 ans. C'est une réalité objective qui s'impose à tous sur n'importe quel projet routier ou ferroviaire. Donc pour nous, cette création de nouvelles infrastructures de transport à travers ces études préliminaires doit permettre de viser un objectif raisonné de fluidification de déplacement par la route et non une augmentation massive de la capacité routière. Donc c'est une orientation un peu nuancée et différente de ce qui a été fait par le passé. Être phasé avec le développement du train et les autres modes de transport en plan oriental et une transformation de l'ex-RT10 en une desserte locale et apaisée. Être accompagné de mesures fortes pour contenir le développement de l'urbanisation autour de la nouvelle infrastructure routière, donc avec évidemment le sujet de la préservation des espaces stratégiques agricoles et des enjeux environnementaux. Donc ce sont des objectifs réactualisés et combinés qui vous sont présentés. Être évidemment finançable par la collectivité de Corse, ça veut dire réfléchir au mode de financement et au modèle économique. Et là, je serai amené certainement à répondre à des questions, puisque des nouvelles pistes de financement doivent être, et sont d'ores et déjà en amorce, explorées et devront être approfondies à travers ces études préliminaires. Bien entendu, cette nouvelle infrastructure et les études préliminaires doivent permettre cela par la concertation, doit être étudiée en partenariat avec les autres collectivités et les différents acteurs publics et économiques concernés, ainsi qu'évidemment la population. Donc il y aura un large recours à différentes phases de la concertation et intégrées aux études préliminaires. Et puis, il paraît nécessaire de non seulement pérenniser et adapter les fuseaux d'études actuels entre Biscoado et Cervione pour de nouveaux modes éventuels de déplacement. On considère que le fuseau est très large et permet d'intégrer cette complémentarité rail et route. C'est un des partis pris qui fait qu'on réactualise ces études préliminaires aujourd'hui. Donc, en conséquence, il vous est demandé d'adopter ce programme d'études relatives à ce développement multimodal de ces infrastructures de transport entre Cervione et Biscoado et d'autoriser donc le président exécutif à signer l'arrêté de prise en considération de la mise à l'étude de ce projet. Je vous remercie. Merci, monsieur le conseiller. Alors, sur ce sujet, il y a eu évidemment un examen par la CDNAT. Est-ce que le rapporteur veut s'exprimer pour la CDNAT ou je le dis moi? Bon, il y a eu un avis favorable, avec non-participation d'un Sofio Awansem, encore in front, et Josepha Giacometti, et Julia Tibir, il n'était pas là. Voilà, mais il y a eu des débats en Sénat importants. Vous les avez reçus, si vous voulez qu'on les lise, on les lit. Voilà. Par ailleurs, non, je crois que c'est tout. Il n'y a pas d'autres éléments à vous communiquer. Est-ce que vous voulez intervenir? Alors, ça avait été demandé, il y avait un transfert qui avait été demandé dans cette session. Moi, je n'ai pas trop compris pourquoi, mais ce n'est pas grave. La CPO était d'accord. Donc, qui souhaite s'exprimer? Jean-Martin, je t'en prie. Oui, Madame la Présidente, ce rapport qui pourrait paraître anodin, qui aurait pu passer dans le silence de la commission permanente, il est un peu dans le prolongement de ce que je disais ce matin. Monsieur le Président, vous avez annoncé une rupture, un changement, c'est le moment. Ce rapport-là, il est significatif d'une confusion, d'une difficulté, à la fois pour nous-mêmes, mais ceux qui sont concernés, je pense aux gens qui vivent sur ce territoire, où vous pointez à bon droit le fait que c'est celui qui a le plus fort taux de croissance, celui qui est le plus accidentogène, et celui qui a fait l'objet de plus d'études sur les 20 dernières années.
vous nous révélez, c'est édifiant, vous nous révélez dans ce rapport qu'en gros, le train et la route, jusqu'à présent, n'ont pas travaillé ensemble. C'est édifiant. Le tronçon, il a été ouvert en 2014, le tronçon routier, entre Borgo et Vescovato. Et on a prolongé ses études sur la RT10, Taglio, et puis après Prunete. Il y a 2 fuseaux d'études qui ont été réservés entre 2004 et 2009. Ils sont désormais caducs. Pendant ce temps, les communes impactées dans leur emprise foncière, dans leur plus, ont fait ce qu'ils ont pu. Des centaines d'hectares ont été gelés. On n'a pas réduit les fuseaux. Vous avez des propriétaires qui sont très mécontents et à bon droit. Et vous, la SAFER qui préempte et qui surpréempte pendant ce temps sur la base de ces études. Vous nous dites que les 2 projets, finalement, n'ont pas été étudiés de façon concomitante et qu'il faut lancer une énième étude sur la multimodalité, c'est-à-dire comment le train et désormais la route vont essayer de cohabiter. Très bien, c'est inexact. On n'a pas attendu l'an 0 de l'arrivée au pouvoir de votre majorité. Ça fait 4 décennies et donc 3 ou 4 majorités que ces études existent. Premier point, où sont passées ces études? Est-ce qu'elles vivent dans les archives, pour ne pas dire dans les poubelles de l'histoire de cette collectivité? Deuxième point, ceux qui, à grand renfort de communication, nous promettaient le train affolé en 2018, c'est un des grands marqueurs de la mandature, mon cher Hyacinthe, ont eu la bonne idée de lancer des études, mais pour le train, pour le train, regardez pas la route. Où sont ces études? Et finalement, puisque maintenant on travaille sur la multimodalité, combien ont-elles coûté? Est-ce qu'elles sont intégrables aux études que vous nous promettez maintenant? Ce n'est pas des questions polémiques, parce qu'il y a à la fois ce que ça représente en coût, en énergie dans cette collectivité, et puis les interrogations, je regarde Tony, des gens qui vivent en Casinca et qui attendent pour certains avec impatience qu'on désengorge au moins Vescovato Taglio, jusqu'à Chemarité, peut-être jusqu'à Prunede. Et puis on attend le train au-delà de Foligny. Et il y a une attente qui est importante. Et ce qu'on se demande, en réalité, pour faire court, c'est est-ce qu'il y a une stratégie? Est-ce que cette stratégie va optimiser les coûts des précédentes études? D'une vérité, en tout cas qui est la nôtre, et ce sentiment, non pas d'incapacité à décider, on sent que vous voulez décider, mais franchissez le pas. Faites des études et soyez opérationnels. Alors, est-ce que c'est un peu de route ou un peu plus de route? Est-ce que c'est de la route et du train ou c'est que du train? Ou les deux? Dites-le, agissez, planifiez, tout ça dans un contexte qui n'échappe à personne, qui est un contexte qui, au-delà de ne pas être phasé, n'est pas chiffré. Et donc, la question, c'est est-ce que là aussi, on va vers une illusion de plus? Ou est-ce que concrètement, dès le budget supplémentaire, on a des crédits de paiement qui vont dans cette direction, avec des chances opérationnelles de voir le jour dans les mois, ne rêvons pas en matière de route, en tout cas dans les années qui viennent. Bien. Jean-Michel Savelli. Oui, merci Madame la Présidente. Non, simplement pour compléter les propos de Jean-Martin, au sujet d'un projet de moyen long terme. Ça, je crois que là-dessus on est tous d'accord. Hein. Quand on parle de vision globale, forcément, ça demande beaucoup de temps et de moyens et d'études. Non, moi, je voudrais simplement rebondir, c'est pour dire aussi qu'il y a des projets qui sont locaux et beaucoup plus urgents. Alors, je reviendrai simplement sur la délibération de janvier 2025, qui est une délibération qui, à mon avis, allait dans le bon sens, puisqu'elle était censée traiter 3 points noirs, enfin au moins 3, qui étaient Olmet, Vivario et Venaco.
bon, pour le maître, vous sembliez présent donc cette semaine, on vous a vu dans la presse, et c'est tant mieux, ça veut dire qu'il y a peut-être un début de reprise sur ces dossiers-là. Moi, je ne veux pas agiter le chiffon rouge, hein, mais je ne parlerai que de Vénaco, pas parce que c'est mon village, parce que je connais bien le sujet. Sur Vénaco se pose un véritable problème de sécurité. Et une fois de plus, je ne suis pas en train de dire que ça va être de la faute de X ou de Y. Mais quand on met du temps à régler un problème de sécurité, vous savez, c'est comme pile ou face. Hein, on peut tirer la pièce en l'air, s'il va tomber 10 fois pile, 20 fois pile, 30 fois pile, puis au moins ça tombe sur le face. Donc moi, je ne voudrais pas qu'un jour on tombe sur le face. Il passe beaucoup de camions par jour, des camions qui se croisent sur ces tronçons-là. Et moi, je pense qu'il faut agir très vite. Je vous dis très vite. Alors, ce que je regrette, c'est que la délibération de janvier 2025, elle était restée en stand-by. Pourquoi? Parce qu'il y avait un problème de financement. On se le redit, mais ce n'est pas du tout polémique. Ce problème de financement, il vient de quoi? Il vient d'une délibération de 2019 qui avait à un moment donné recadré ce genre de travaux parce qu'il y avait eu des excès, effectivement, d'accord. Et du coup, aujourd'hui, un maire d'une commune comme Vénaco ou Vario, pour faire en sorte que sa route soit moins accidentogène et en sécurité, il serait, selon cette délibération de 2019, obligé de prendre en charge 80% des travaux, tout simplement parce que beaucoup de ces travaux-là consistent à faire des parkings, vous le savez. Donc on se le redit simplement pour opposer le cadre. Aujourd'hui, enfin, il y a quelques mois, vous m'aviez annoncé, et je vous crois tout à fait, hein, je n'ai pas de doute sur le fait que vous me l'ayez dit, mais je trouve que le temps tarde un petit peu. Vous avez annoncé la possibilité de rééquilibrer la part communale qui est à 80%, la part de la collectivité qui est à 20%, par un cofinancement PTIC. Donc en gros, on arriverait à peu près à un équilibre 20 CDC communes et 60 PTIC. Je pense qu'aujourd'hui, le PTIC il a été annoncé par en tout cas confirmé par Mme Gattel, et je pense que honnêtement, sur ces tronçons-là, c'est pas ça qui va changer beaucoup la donne. Moi, je pense qu'il faudrait rentrer en phase opérationnelle sur ces dossiers et qu'on termine enfin des choses qui traînent depuis là aussi. En 2010, on parlait de déviation à 50 millions d'euros. Là, on est sur des aménagements à 5 millions d'euros qui pourraient être financés en grande partie par le PTIC. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il faut y aller. Donc, moi, ce que je vous invite, comme vous l'aviez dit que vous devez le faire, et je pense que vous le ferez rapidement, c'est peut-être de reprendre contact avec toutes les communes qui sont concernées et de rentrer en phase opérationnelle. Voilà, je vous remercie. Alors, qui d'autre souhaite intervenir? Oui, Hyacinthe. Juste deux mots, puisque c'est vrai que le projet du train jusqu'à Folly, voire au-delà, c'est un projet qu'on a mené, dont les études ont été faites, qui a été présenté à Vescovat sous la mandature de Vanina Boromei, qui était donc conseillère exécutive. Et ce projet-là a reçu l'adhésion de tous les maires. Et ce projet-là, ce n'était pas une création, c'était une réouverture. Donc quand on dit réouverture, cela implique la simplicité des procédures, etc. etc. Alors Marie Thémaillot, qui n'est pas là, ma parente, est au courant de ce dossier, puisqu'il a été présenté à la SEM du chemin de fer à l'époque. Il a été présenté après à Vescovat, et tous les maires ont adhéré à ce dossier. Alors pour des raisons Covid, lenteur administrative et quelquefois même opposition administrative, j'en dirai pas plus. Ce dossier, aujourd'hui, les études, tous les administrateurs de la SEM de l'époque l'ont, tous les maires l'ont, et tout le monde l'a. Il s'agissait, bien entendu, c'était un train en mode tram. Donc je pense qu'à Nice, à Bordeaux ou ailleurs, le train il passe en ville, il aurait pu passer à Vescovat, à Folly et ailleurs. Hein. Je pense que ce n'était pas impossible. Aujourd'hui, on est sur un autre projet, beaucoup plus complet, puisque ce projet-là, vous le savez, c'était un tram et il ne pouvait pas transporter les déchets, etc., etc. Mais il avait quand même l'importance d'être là, et il avait aussi l'importance de désenclaver et d'apporter aujourd'hui ce train. Aujourd'hui, il y a des paramètres nouveaux. Il y a un centre aujourd'hui de surtri, de tri à Monte, et ça change un petit peu la donne, puisque ça serait bête de faire passer un tram et de ne pas pouvoir faire passer des trains qui transportent des déchets. Donc oui,
Aujourd'hui, il est peut-être obsolète, mais on a eu le mérite de proposer quelque chose et je pense qu'on aurait pu le faire. Bon, on ne l'a pas fait, on fera autre chose. Je pense que cette étude aujourd'hui vient compléter beaucoup plus loin aujourd'hui la complémentarité de la route et du train, l'intermodalité. Mais il ne faut pas dire qu'entre-temps, on n'a rien fait, puisque la CCVU, aujourd'hui, elle est en place. Et aujourd'hui, elle est en place en Balagne, chose qui n'était même pas pensable pour les gens de Balagne. C'est grâce à notre présidente qui est allée décrocher des fonds européens. Aujourd'hui, on a une ligne sécurisée. Avant, c'était le Moyen-Âge. On se téléphonait pour envoyer des trains. Aujourd'hui, tout est informatisé, tout est automatique. Et on va pouvoir monter en puissance et en compétence, cadencer, vraiment monter l'intermodalité comme on la voit. Donc on a pris les choses à l'endroit. Oui, c'est pour la sécurité, bien sûr pour l'intermodalité. Vous verrez que les périurbains se développeront, et la grande ligne aussi, et la Balagne qu'on avait oubliée. Alors oui, on a un héritage très lourd. Et je le répète, l'héritage, c'est le matériel roulant qui ne passait pas dans les tunnels, je le précise. On a dû démonter les échappements, c'est pour ça qu'ils font du bruit. Alors les gens peut-être ne le savent pas trop. Aujourd'hui, ces trains coûtent 10 fois plus cher à l'entretien qu'un train normal sur le continent. Mais on est obligé de les réparer. Ou alors on les jette. Et ça, ces choix, ils ont hypothéqué l'avenir du chemin de fer pendant 30 ans. 30 ans, c'est à peu près leur durée de vie. Peut-être qu'ils iront un peu plus loin. Alors oui, il y a un choix du nouveau matériel roulant aujourd'hui. Il ne faudra pas se tromper, parce que tout le monde peut se tromper. Nous, peut-être qu'on a attendu un peu, mais je pense qu'aujourd'hui, ce projet, il est beaucoup plus complet que le projet qu'on avait initié à l'époque, puisqu'il ne pouvait faire que du tram, il ne pouvait pas transporter de déchets ni faire du train de marchandises. Et bien entendu, aujourd'hui, il s'agit de faire tout ça. Voilà ce que je voulais dire très rapidement. Oui, on a travaillé, oui, on a proposé. On n'a peut-être pas tout réussi, mais on a quand même réussi beaucoup de choses. Alors ça passe sous silence, la CCVU, mais c'est un projet colossal en termes techniques, en termes financiers. Et il a fallu le réaliser et le faire. Et aujourd'hui, il est fait. Et il est mis en place. Alors pour le reste, bien entendu, il faudra y aller. La réalité de 2018, ce n'est pas la réalité d'aujourd'hui. Mais entre-temps, on a beaucoup avancé. Aujourd'hui, oui, il faudra penser à transporter des déchets, il faudra penser à transporter des marchandises, il faudra penser à transporter des scolaires. Ça aussi, on le fait dans le périurbain bastien, dans le périurbain ajaccien. C'est tout ça qui est venu compléter notre projet qui est un petit peu obsolète, je l'avoue, aujourd'hui, celui de 2018. Donc, moi, j'adhère complètement à ces études. Bien sûr, il faut accélérer un peu plus. Il ne faut pas attendre 10 ans. Il faut y aller, bien sécuriser, y aller. Mais aujourd'hui, je le répète, parce que c'est important que les Corses entendent. Le coût d'entretien de ces trains, il est pharaonique. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? On est obligé de faire avec. Et on fait avec. Parce qu'un avion, ça s'affrète. Quand Marie-Hélène, un avion en panne, elle l'a fait. Un train, ça ne s'affrète pas. Il faut le réparer. Et il faut savoir aussi que les équipes travaillent en 2/8, 7 jours sur 7. Ça a un coût pour que les trains puissent vraiment rouler aujourd'hui. Voilà, c'est toute cette problématique-là. C'est juste une parenthèse parce que d'habitude, je ne peux pas parler quand il s'agit du train, mais là, je ne suis plus du tout en conflit d'intérêt. Donc, je voulais apporter ces précisions. Et encore une fois, je me félicite que ces projets soient à nouveau d'actualité, qu'ils aillent beaucoup plus loin, puisque j'aimerais qu'ils arrivent chez notre ami Jean-Christophe Angelini jusqu'à Porto Vecchio. C'est vraiment la vision politique aujourd'hui, et bien entendu chez notre président du conseil exécutif. Voilà, je pense que c'est le désenclavement nécessaire pour les 20 ou 30 prochaines années. Moi, je pense que c'est le vrai développement de la Corse, c'est celui-là aussi. Avec le tunnel, il va arriver en Sardaigne. Il n'y aura pas besoin du tunnel. Je vous signale qu'en Sicile, le train monte sur le bateau pour traverser le détroit de Messine. Voilà.
C'est faisable grâce aux fonds européens d'ailleurs qui ont financé. Donc, bon, ça bouge plus sur les bouches des Bonivacio, c'est clair, que le détroit de Messine. Y a-t-il d'autres interventions? Merci Hyacinthe pour ces précisions. Tony. Madame la Présidente. Oui, Tony. Merci. S'il vous plaît, Tony. Non, j'aurais juste une question par rapport à cette étude. Est-ce que la première étude qu'avait présentée Hyacinthe justement à Vescovat est totalement à l'arrêt? Je veux dire, est-ce qu'on repart sur... ou est-ce qu'il y a toujours une possibilité de passer en train-tram comme ça nous avait été proposé? Parce que si c'est le cas, nous avions envisagé, on en avait parlé avec Hyacinthe, avec le président de l'exécutif également, de pouvoir récupérer l'ancienne gare qui est sur la commune de Vinzolasque, justement pour faire des locaux techniques. Et c'était plus un problème, on va dire, administratif aussi, où les services, je pense, nous ont bloqués. Ça a duré plus de 2 ans et ça n'a pas pu aboutir, malheureusement. Et je me disais qu'au moins, de toute manière, même s'il y a cette étude on va dire, qui serait plus vers le bord de mer, en plaine, au moins faire arriver le train, je pense qu'il y aurait beaucoup moins de difficultés à le faire arriver au moins jusqu'à Vescovat, parce que de toute manière, à un moment donné, il suivrait le fuseau que vous nous présentez aujourd'hui. Voilà, je pense que si on pouvait avoir espoir au moins de voir arriver le train au moins jusqu'à Vescovat, je pense qu'il peut y avoir des problèmes peut-être financiers, mais il n'y a pas de grandes difficultés. Je vous remercie. Très bien. D'autres interventions? Non. Donc je repasse la parole au conseiller territorial, enfin au président de l'OTC. Merci Madame la Présidente, merci aux différents intervenants. On voit bien que c'est un débat riche à partir d'un rapport d'études. On voit bien que ce sont des sujets qui sont nobles, de toute façon. On parle d'infrastructures de transport et d'un terrain qui est l'ensemble de la plaine orientale, on va dire, du sud de Bastia jusqu'à l'extrême sud, où il faut avoir une vision de long terme. Alors sur la question je vais essayer de répondre à tout le monde, sur la question des différentes études précédentes, bon, il y a Sainte-Vanne, il y a apporté des éléments de réponse. Aujourd'hui, lorsqu'on vous présente une étude différente liée à la multimodalité, on intègre un certain nombre de questions qui n'étaient pas intégrées auparavant, notamment, y compris l'élargissement, à la capacité du train à avoir d'autres fonctionnalités que ce qui était prévu, c'est-à-dire notamment la marchandise et le déchet, et pas simplement sur des petits tronçons, parce que l'idée c'est de faire en sorte d'arriver à couvrir par l'étude d'opportunité de vision stratégique qui couvre de proche en proche jusqu'à l'extrême sud. Là on va jusqu'à Chaveux, mais jusqu'à l'extrême sud. L'idée c'est de créer les conditions d'un modèle économique multimodal et de gestion ferroviaire qui intègre le passager résident, le passager touristique, le marchandise et la question du déchet. Et donc, ça pose la question à la fois des hypothèses liées au fuseau et donc au foncier, mais ça pose la question aussi du matériel roulant, Hyacinthe l'a dit, mais aussi de l'articulation avec le sud de Bastia et le devenir du port de Bastia. Donc, c'est bien dans cette donne-là que l'étude se justifie pleinement. Elle se justifie d'autant plus pleinement par rapport à avant qu'entre-temps, puisqu'on parle de fuseau qui date de 2009, donc qui date d'il y a 17 ans, que les autorisations, encore une fois, la réglementation environnementale n'est plus la même. Et ça, c'est important de l'intégrer en surcoût de travaux. Je ne veux pas faire un parallélisme des formes, mais je me rappelle les premières études sur le port de commerce de Bastia qui dataient de 2007, et qui avait donné des budgets prévisionnels de réalisation du port de Bastia, les fameuses études qui lançaient l'idée avec les concertations de l'époque, envisageaient des trafics passagers à horizon 2015 de 10 millions de passagers. En 2015, on sait très bien aujourd'hui qu'il n'y a pas 10 millions de passagers. Donc tout est sujet à caution en concernant l'étude. Il faut bien à un moment donné réactualiser un certain nombre de données, de manière générale, on le voit pour le port de Bastia avec le chiffre que je viens d'évoquer. Si on était parti sur un surdimensionnement, il y a 10 millions de passagers, je ne sais pas où on serait aujourd'hui. Donc, là, il y a des facteurs objectifs, la réglementation environnementale. Il y a l'autre facteur objectif, c'est effectivement l'intégration et la vision stratégique. Oui, la vision stratégique pour nous, c'est pour ça que nous allons sur ce terrain-là, parce que vous m'interrogez, Jean-Martin, sur la vision stratégique, c'est de dire que du moment qu'on va aller vers, très certainement, la réalisation d'une infrastructure qui est aboutie dans son dimensionnement, qui sera proposée à concertation et à adoption par référendum d'un port de Bastia, ça veut dire que les lignes bougent sur l'ensemble des autres infrastructures qui vont avec.
y compris, et en intégrant les nouvelles réglementations d'aujourd'hui. Donc elle ligne bouche sur le devenir du corridor plan oriental RT10 jusqu'à l'extrême sud, comme il fera bouger effectivement la façon d'investir sur nos entreports. Donc ça commande en responsabilité, justement parce qu'on veut être dans l'opérationnel, d'intégrer ces nouveaux facteurs économiques et sociaux, environnementaux, et le modèle de financement qui va avec. Puisque c'est une des phrases que j'ai évoquées dans la présentation du rapport, le modèle de financement, ça veut dire qu'on ne s'interdit pas, c'est une des relations et des discussions que nous avons eues avec la Banque européenne d'investissement, avec des façons de porter l'investissement qui intègrent les difficultés de fonds publics, mais qui nous font, ou nous devrons nous faire aller vers des hypothèses plus rigoureuses en termes de modèle économique et sur le retour sur investissement d'une telle infrastructure. Je serais tenté de dire que l'avantage de la plaine orientale, elle a des contraintes, hein, c'est le linéaire. Le linéaire fait qu'on pourrait poser les questions de réseau ferroviaire et de matériel roulant qui ferait qu'on pourrait avoir un temps de parcours ferroviaire qui soit digne des trains régionaux classiques que l'on peut avoir sur le continent. Et donc, par exemple, un 1h20, à terme, je parle, un 1h20 Bastia-Porto Vecchio. Sur tout cela, qui nous paraît délirant parce qu'on vit la situation d'aujourd'hui, devrait être la fonction de la normalité avec un programme étudié normalement aujourd'hui sur du linéaire plat. On n'est pas entre Bastia et Ajaccio. Donc, on se propose de redéfinir ces études à l'aune de cette ambition. Et à l'aune de ce mouvement de ligne d'infrastructure portuaire, oui, donc il faut un temps d'étude. Le temps d'étude, il est chiffré, hein, cette étude est chiffrée puisqu'elle est inscrite au plan pluriel d'investissement que vous avez adopté en juillet 25. Hein. On parle d'1 million d'euros TTC avec un phasage, avec 3 phases de concertation à chaque phase. Et l'ambition, c'est d'arriver à cela, de faire en sorte de phaser les tronçons et d'arriver à terme jusqu'à l'extrême sud. J'ose le dire parce que c'est la vision stratégique et parce qu'il faut y aller en rail et route, et parce que c'est la logique du développement de ce pays. On raisonnera peut-être pas du tout de manière tout à fait classique en relation PTIC ou aide de l'État dans le modèle économique. Je ne veux pas déflorer ce que seront les hypothèses de l'étude en la matière, c'est-à-dire qu'on décloisonne toute pensée sur la capacité de financer, y compris sur des pistes publiques-privées, y compris que la BUI, encore je viens de le dire, sur des prêts à très long terme, y compris que des portages de la dette différents. C'est pour ça que cette étude se justifie. Pas que, il y a la réactualisation du fuseau, et il y a le phasage. Donc effectivement, que dans le phasage, sans attendre un certain nombre de choses, le premier objectif du franchissement à Biscoade fait partie des premiers éléments. C'est certainement l'horizon le plus accompli de l'hypothèse à choisir à travers cette étude rapidement. C'est le plus intelligible par rapport aux enjeux locaux, et je serais tenté de dire le plus perceptible concrètement, et en capacité d'investissement, et en gestion. Ce que vient d'évoquer Hyacinthe n'est pas neutre non plus. Hein. Je veux dire 50 millions d'euros mis sur l'ensemble du réseau de la Corse, sur la commande centralisée, c'est pas rien. Ça va servir à cela, ça va servir au périurbain bastiais, au périurbain ajaccien, lorsqu'on aura la question de le matériel roulant qui est posé dans le PPI et adopté dans le PPI pour augmenter les cadences et faire ce choc de l'offre ferroviaire dans le périurbain, et il servira évidemment sur ce linéaire-là. Donc oui, l'idée, c'est d'avoir des variantes de combinaison rail-route et de programmation investissement, c'est d'avoir des variantes de modèles économiques à vous présenter. Et je pense qu'on peut plutôt se féliciter de réactualiser les choses et de ne pas rester sur des études qui étaient datées ou dimensionnées différemment pour justement rentrer dans l'opérationnel, aller plus loin dans l'opérationnel et pour justement faire en sorte que l'investissement déjà réalisé ait un sens. Parce que 50 millions d'euros pour la CCVU, ce n'est pas rien. Le renforcement des ponts ferroviaires qui a lieu en ce moment même et qui se termine, c'est pas rien, c'est pour arriver à une montée en charge justifiée. Et pour cela, il faut un temps de pause et d'études et de concertation, et d'autant plus que l'on sait tous, je pense, que même si les améliorations routières sont évidentes, elles ne peuvent être vécues comme complémentarité sur l'ensemble du tronçon qu'avec le ferroviaire, eu égard au développement de l'urbanisation qui a eu lieu. Donc ça, c'est la réalité concrète du terrain qui a pris le pas depuis des décennies. Donc c'est bien dans cet esprit-là que les choses sont vécues, vous sont proposées, dans une vision stratégique d'ensemble qui vise à dire il n'y a pas de tabou sur cette vision-là du nord au sud. Voilà, je dis bien du nord au sud. Il faut faire tomber un tabou, il faut y aller. Il faut y aller dans la mesure où lorsqu'on fait du benchmark territorial,
Et là, je renvoie aussi à Madame la Présidente qui a évoqué la Sicile. Il y a des tas d'exemples de modèles économiques et d'infrastructures normales, hein, non pas surmenditionnés, sur des terrains identiques qui peuvent fonctionner. Donc l'étude, elle a vocation à vulgariser ces exemples et à ouvrir les yeux pour qu'on ait un choix conscient sur l'ensemble du phasage et sans attendre l'alpha et l'oméga de l'ensemble de l'opération pour commencer à phaser les choses pour répondre à la question posée sur Biscoade. Voilà ce que j'avais à dire à ce stade. Merci, monsieur le conseiller. Donc, nous allons passer au... Excusez-moi, Madame la Présidente, excusez, j'ai oublié de répondre à Jean-Michel Savé sur un sujet qui était, en fait, c'est pour ça que j'ai parlé, Biwario et Benago. Parce qu'on a bifurqué sur Biwa et Biwa et Benago. On est passé à plus longtemps. Je vous prie de m'excuser, mais c'est quand même un élément important. Donc, ce sont les opérations prévues au PPI. Vous le savez, hein, on a voté ensemble, on l'a déjà dit. Donc, je vous ai déjà dit dans cette Assemblée qu'il y a une demande qui est envoyée au PTIC naturellement, puisque sur la question des parkings, je rappelle quand même qu'on est entre 70 000 € et 90 000 € la place de parking, hein, je veux dire, dans les coûts de travaux objectifs. Donc, c'est un fait qui s'impose à tous. Et donc, nous espérons, a priori avec bon espoir, que le PTIC intervienne. Et conformément à ce que je vous avais indiqué il y a quelque temps, nous nous rendrons faire une réunion de concertation, comme on le fait dans tous les territoires, parce que vous avez cité Olmé, pour décliner à la fois le programme de travail et les hypothèses avec le financement PTIC, hein, qui permettrait effectivement notamment d'assumer ce coût très important de la place de parking, qui nous serait reproché par ailleurs si on ne trouvait pas une recette PTIC, si on le faisait sur fonds propres de la collectivité. Et pourtant, je vous rejoins, c'est évidemment une traverse qui est prête techniquement et qui nous permet d'y aller. Pour Biwario, je rappelle qu'en 2026, on attaque Muracho et Biwario, hein, on attaque, c'est prévu, on l'a dit, crédit de paiement consommé. Il y a les expropriations foncières qui continuent et on déroulera la suite. Et là, pareil, on fera une réunion de concertation sur ce sujet. Voilà, excusez-moi, Madame la Présidente. Vous êtes excusé. Alors, nous passons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne participe pas? Qui est pour? Tout le monde est pour. Eh bien voilà. Non? Ah non, vous ne voulez pas? Pardon. Ah, je ne vous ai pas vu. Vous ne vous êtes pas forcément beaucoup manifesté. Hein? C'est une petite abstention. Et voter, qu'est-ce que ça vous coûte là? Au point là, vous êtes là, abstention. Hein, oh. Ah, oh, Jean-Michel, on t'a répondu. On vous a répondu surtout. Non, on vous regarde jamais. On n'est pas très convaincante de surcroît. Bon, alors abstention d'Oussofio, Picadou. Serge, abstention d'Oussofio. C'est noté. Parfait, merci. Bien, le rapport est adopté donc à une très large majorité, bien sûr. Bien, donc, je vais demander à mon vice-président de bien vouloir me remplacer. J'ai un rendez-vous, mais je reviens assez vite. Donc, je repasse la main à l'exécutif. Quel rapport souhaitez-vous passer? Les délégations d'attribution de l'Assemblée de Corse au président du Conseil exécutif. Alors, je reste. Ah non, ça, je suis obligée de rester. Je vais t'asseoir. Oui, chef. Mais non, il faut quand même que je vote pour vous donner délégation, ça me paraît, dites-moi. C'est un grand moment, donc je suis là. Voilà, alors, je vous écoute. Je ne sais pas si c'est un grand moment après les ambitions en matière d'infrastructures de transport, qui, j'en doute pas, deviendront nos réalités, parce que c'est le sens de l'histoire. On va revenir à des choses qui relèvent plus de notre fonctionnement, avec ces délégations d'attribution conférées par l'Assemblée de Corse au président. Vous le savez, ces délégations, habituellement, elles sont votées en début de mandature. Le fait de changer de président en cours de mandature nous oblige, bien entendu, à revoter ces délégations et bien sûr aussi d'actualiser leur contenu afin de tenir compte des évolutions législatives depuis 2021. Donc, dans ce qui vous est proposé, je ne sais pas si vous avez pris le temps de lire, mais c'est que la majorité des 33 compétences prévues par la délibération de 2021 ont été reprises à l'identique.
Sur cette liste de 33 compétences a néanmoins été complétée par 3 nouvelles compétences qui résultent, ce que je vous disais précédemment, des évolutions législatives et réglementaires. C'est le point 16 que vous avez dans les délibérations, dans le détail du rapport, et qui concerne l'admission en non-valeur de titres de recettes, qui sont permis maintenant par le président du Conseil exécutif. Le point 17, qui est les mandats spéciaux pour les membres du Conseil exécutif. Et le point 18, c'est un droit d'ester en justice qui avait fait l'objet d'une délibération ad hoc en 2022 et qui est désormais intégré dans la délibération cadre. Des évolutions ont également été apportées sur des compétences déjà présentes au sein de la délibération de 2021. Le point 11, ce sont des dispositions relatives à l'archéologie préventive. Le point 15, des dispositions relatives aux autorisations d'urbanisme. Et le point 24, procéder à des mouvements de crédit de chapitre à chapitre. Ça, c'est une délégation que l'on connaît, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel, bien sûr, dans la limite de 7,5% des dépenses réelles de chacune des sections. Voilà pour ce qui concerne le contenu des articles. Il y a bien sûr aussi un article sur la régularisation des actes, la question de la rétroactivité, je ne sais pas si vous aurez des questions là-dessus, et enfin un sur les modalités d'information de l'Assemblée de Corse, qui sont là aussi globalement identiques. Il y a une modification sur le rapport d'activité, qui était initialement prévu à travers un rapport trimestriel, qui dans la pratique est réalisé semestriellement et que nous vous proposons de passer à un rythme annuel. Ça me paraît plus conforme aussi au fonctionnement de notre Assemblée. Voilà, merci Madame la Présidente. Merci Monsieur le Président. Bien, est-ce que quelqu'un souhaite intervenir sur toutes ces délégations? Non. Donc, je soumets à l'Assemblée l'ensemble de ces délégations que nous accordons au président de l'exécutif. Qui est contre? Qui s'abstient? Alors, levez bien les bras, s'il vous plaît. Alors, qui s'abstient? Bon, attendez, je crois qu'il y a encore une consultation qui se fait là. Non? C'est bon. Alors, qui s'abstient? Personne. Qui ne participe pas? Alors, non-participation non sauf. Qui est contre? Voilà. Et qui est pour? Tous les autres. Donc, voilà, Monsieur le Président de l'Exécutif, l'Assemblée de Corse vient de vous attribuer toutes ces délégations. Faites-en bon usage et bon courage. Bien, je donc laisse la présidence à Hyacinthe Vagne. Juste pour quelques minutes, hein, pas 36 délégations. Hein. Madame la Présidente, s'il vous plaît, est-ce que l'on peut demander une légère suspension de séance, s'il vous plaît, de 5 minutes? Oui, sous le contrôle de Hyacinthe Vagne, je ne sais pas ce que ça va donner. Hein. Merci. Regarde.
Si tout le monde veut bien regagner sa place, merci. Ma comincia e ma continua. Dunque, con rapporto di informazione di un controllo definitivo della Giunta francese articolazione. Vous avez la parole, monsieur le conseiller exécutif. Donc, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les conseillers territoriaux, donc l'honneur de vous présenter ce rapport d'information relatif au rapport de contrôle définitif de l'Agence française anticorruption. Ce rapport a été produit en annexe au rapport d'information ainsi que la lettre que j'ai produite à l'époque en ma qualité de président du Conseil exécutif de Corse, lettre en date du 2 février 2026, par laquelle je répondais à un certain nombre d'observations ou recommandations émises par l'Agence française anticorruption dans le cadre de la procédure contradictoire qu'elle a mise en œuvre, puisque l'AFA a engagé une procédure de contrôle de la collectivité de Corse qui s'est déroulée durant l'année 2025. Je ne reviens pas sur les missions et la nature de l'Agence française anticorruption qui, je le rappelle, n'est ni une autorité de tutelle pour les collectivités, notamment, ni un juge pénal. Son rôle est à titre principal de conseiller, recommander et contrôler la qualité de dispositifs de prévention et de détection des atteintes à la probité, ce qu'elle a donc fait pour la collectivité de Corse. Je rappelle également que la communication publique, y compris à l'Assemblée délibérante, du rapport définitif de l'Agence française anticorruption n'est en aucun cas une obligation, mais que, nonobstant le caractère non obligatoire de cette communication, je m'étais engagé, en ma qualité de président du Conseil exécutif de Corse, notamment dans le cadre des débats que nous avions eus au moment du vote de la délibération du 28 février 2025 relative à la lutte contre les pratiques mafieuses, je m'étais engagé à communiquer ce rapport à un moment où, par définition, nous ne savions pas encore ce qu'il contiendrait. Cet engagement est donc aujourd'hui tenu, et c'est également parce que j'étais président du Conseil exécutif de Corse, non seulement pendant la période de déroulement du contrôle, mais également pendant la période examinée au titre du contrôle, que je présente aujourd'hui ce rapport devant vous. Donc je vais essayer d'aller à l'essentiel. D'abord, rappeler que le dispositif anticorruption que l'Agence française recommande aux dirigeants des acteurs publics et fondations reconnues d'utilité publique de mettre en place repose sur 3 piliers indissociables. Le premier, c'est l'engagement de l'instance dirigeante. Deuxièmement, la reconnaissance des risques d'atteinte à la probité auxquels l'entité est exposée à travers l'élaboration d'une cartographie des risques. Troisièmement, la gestion de ces risques par des mesures de prévention et de détection des atteintes à la probité. Alors, si je devais, en quelques mots, chercher à synthétiser ce rapport qui comporte près de 80 pages, je dirais qu'il s'organise autour de 2 axes principaux. Le premier, plutôt positif,
L'Agence française anticorruption souligne, et c'est pour elle un élément déterminant, la volonté politique forte des instances dirigeantes de la collectivité de Corse d'inscrire celle-ci dans une trajectoire vertueuse et sécurisée. Et au-delà de cet engagement politique qui marque une volonté soulignée par l'AFA et qui permet d'identifier la présence d'un des 3 critères majeurs dont elle vérifie qu'ils sont respectés dans le cadre de ces procédures d'évaluation, l'Agence française anticorruption souligne également qu'au-delà de cette affirmation politique forte, il y a une traduction à travers des décisions et délibérations qui viennent mettre en œuvre de façon opérationnelle cette volonté politique de sécuriser au maximum l'action de la collectivité de Corse ainsi que son fonctionnement par rapport aux exigences de probité et de transparence. Ça, c'est le premier volet, plutôt positif. Un deuxième volet, plutôt négatif. L'Agence française anticorruption note un décalage entre cette affirmation de principe, sa mise en œuvre opérationnelle souvent innovante, mais néanmoins un certain nombre de faiblesses ou de carences qui continuent d'exister et auxquelles elle préconise d'apporter un certain nombre de réponses. Ces carences ont une explication, je vais vous les livrer en quelques mots. Elles ne sont pas considérées comme dirimantes par l'Agence française anticorruption, mais elles existent et il faut donc améliorer notre niveau qualitatif pour être en cohérence avec notre volonté politique. Et cet objectif d'amélioration, dans le cadre d'un dialogue contradictoire avec l'Agence française de lutte contre la corruption, a été mis en œuvre, proposé en tout cas à travers un plan d'action qui a été soumis à l'appréciation de l'AFA, qui a été validé par celle-ci et qui sera mis en œuvre de façon concrète et opérationnelle, notamment et à titre principal d'ici la fin de l'année 2026. Donc vous voyez un calendrier qui est resserré, étant précisé que plusieurs de ces améliorations ont déjà été initiées, ce qui a été constaté par l'Agence nationale anticorruption, mais elles n'avaient pas encore pu produire pleinement leurs effets au moment du contrôle. Donc le plan qui a été produit sera soumis à l'appréciation de l'AFA à la fin de l'année. Je profite pour saluer l'engagement de l'ensemble de l'administration dans ce combat et dans ce travail, sous l'autorité du directeur général des services, M. Jean-Baptiste Calendigne, et préciser également que nous avons un certain nombre de personnels dédiés pour veiller à la mise en œuvre à la définition et à la mise en œuvre de ces dispositifs, et que la personne plus particulièrement chargée du suivi à la fois des échanges avec l'Agence nationale anticorruption, de la mise en œuvre des préconisations, mais également, et ce n'est pas neutre, de la mise en œuvre opérationnelle de la délibération de l'Assemblée de Corse votée à l'unanimité contre les pratiques mafieuses, et M. Jean-François Cubels, ici présent. Donc merci à l'ensemble des fonctionnaires, quel que soit leur rôle ou leur place dans la hiérarchie, qui travaillent à améliorer la qualité des critères et des procédures mises en œuvre par la collectivité de Corse dans ce champ d'action. Une fois que j'ai rappelé brièvement et synthétisé, me semble-t-il, de façon aussi objective que possible, les enseignements et le contenu de ce rapport, quelques explications complémentaires. D'abord, pour réinscrire la trajectoire de la collectivité de Corse dans sa dimension historique, au sens de l'institution. Dans l'histoire de l'institution, il n'y a pas eu de mise en œuvre systémique de dispositifs veillant à la probité ou anticorruption.
Lorsque nous sommes arrivés en décembre 2015 aux responsabilités, nous sommes partis pratiquement d'une page blanche. Mais ce qu'il faut dire avec force, c'est que ce constat n'emporte pas critique de ce qui n'avait pas été fait avant, dans la mesure où il est toujours dangereux de venir analyser une situation avec le regard que donne 10 ans de recul. Les exigences, aujourd'hui, ne sont plus les mêmes en matière de dispositifs ou de lutte anticorruption que ce qu'elles étaient il y a 10 ans, ou il y a 15 ans, ou il y a 20 ans. Le monde a changé, la société aussi, et y compris en ce qui concerne le regard que portent non seulement les institutions chargées du contrôle, mais également les citoyens, voire les médias sur l'action publique, ce regard a radicalement changé. Il y a une exigence de transparence qui s'est renforcée, et tant mieux, mais disons-le aussi, il y a également une forme de transparence absolue qui, quelquefois, confine, je le dis, mais ça n'engage que moi, mais à une forme de totalitarisme. C'est-à-dire, lorsqu'on vient demander, sonder les cœurs et les reins, notamment des élus, tous les élus, pas seulement en Corse, en considérant par définition comme suspects des comportements ou des attitudes qui relèvent de la vie normale ou de la vie privée, moi je trouve qu'il y a une dérive. Sans aller jusqu'à pointer les dérives, rappelons quand même que faire le choix d'être un élu, aujourd'hui, c'est un engagement pour l'intérêt public, l'intérêt général, ça entraîne aussi des sujétions qui sont importantes. À titre d'exemple, je viens comme d'autres qui ont été élus ou qui quittent un mandat, je viens ou je suis en train de remplir 6 ou 7 déclarations auprès de la haute autorité de la transparence et de la vie publique, avec souvent un degré d'approfondissement des questions et de complexité dans l'évaluation qui est redoutable, parce qu'on peut aussi se tromper quelquefois de bonne foi, et si on se trompe de bonne foi dans ce type de dossier, je dirais que la mauvaise foi est présumée. Bon. Donc, ceci pour dire que le monde a changé, une exigence renforcée par beaucoup d'aspects, tant mieux, pour certains, sans doute, un aspect excessif. Toujours est-il qu'en 2015, par exemple, décembre 2015, lorsque je prends mes fonctions de président du Conseil exécutif, il n'y a aucun dispositif pour veiller à la tutelle sur les agences et offices. Il n'y a pas de service organisé pour exercer cette tutelle, et dans les tout premiers mois de la mandature, nonobstant un peu l'ouragan budgétaire, avec le DGS de l'époque, Paul Pellègre, eh bien, nous allons instituer une direction du contrôle et de la tutelle qui va être progressivement renforcée. Mais je dirais aussi que, y compris lorsqu'on a une volonté, entre l'expression de cette volonté et sa mise en œuvre opérationnelle, il y a un certain nombre de difficultés. D'abord, liées aux contraintes en termes de ressources humaines. Lorsqu'on n'a pas de service de ce type, il faut le créer. Et une fois qu'on l'a créé, il faut le pourvoir en moyens humains. Et les moyens humains, soit ils sont disponibles en interne, mais à ce moment-là, ils quittent les fonctions antérieures, soit il faut les recruter. Et quand on les recrute, ça augmente le 0,12, etc., etc. Donc cette réalité que beaucoup d'entre vous connaissent, sans doute, y compris lorsqu'ils ont des mandats, par exemple, de maire, elle existe. Bon. N'empêche que dès 2015, on se préoccupe de cette exigence spontanément et on la concrétise à travers l'adoption d'un certain nombre de délibérations cadres et opérationnelles. Je les cite pour mémoire. La délibération en date du 19 décembre 2019 plaçant l'éthique et le respect de la déontologie au cœur de l'action et des pratiques de la collectivité de Corse. La délibération du 14 février 2020 relative à la modernisation des pratiques institutionnelles de l'Assemblée de Corse. Les délibérations du 29 juillet 2022 relatives à la mise en place de la fonction audit, à la gestion des risques et au contrôle interne au pluriel. La délibération en date du 18 novembre 2022 relative aux dérives mafieuses et enfin, bien sûr, la délibération cadre du 28 février 2025 que j'ai déjà citée. Parallèlement à ces délibérations cadres, on renforce l'administration
en termes d'organisation et en termes de moyens. Je rappelle également, mais pour mémoire simplement, que, outre les difficultés liées à la disponibilité des ressources humaines et aux choix budgétaires, il y a une hiérarchisation des priorités et que pendant, par exemple, les 6 années, pour ne parler que de celles-là, entre 2015 et 2021, on est sur 3 élections territoriales, sur une tempête budgétaire en 2016, sur une fusion qui commence en 2017 dans des conditions difficiles, qui rentre en vigueur le 1er janvier 2018, qu'on a le Covid en 2019 et en 2020, qu'on a en 2022 l'assassinat d'Yvan Colonne, etc., et que donc on est en permanence confronté à des urgences protéiformes qui viennent aussi quelquefois impacter le cours des dossiers qu'il faut traiter sur plusieurs années de façon structurelle. Alors, une fois que j'ai dit ça, que nous dit en gros le rapport de l'AFA? 12 observations, 12 recommandations qu'on peut regrouper autour de 8 grands chantiers: la gouvernance, la cartographie des risques, la déontologie, la formation, le rapport au tiers, le contrôle interne et l'audit, les relations avec les agences et offices et les processus d'alerte, de sanctions et de processus à risque. Alors, je ne reviens pas sur les mesures qui ont d'ores et déjà été engagées. Je ne reviens pas sur les satisfecit qui sont délivrés. Il y a toute une liste extrêmement longue pointée par l'ANA dans laquelle elle dit ce que vous faites est bien fait. Un point quand même de satisfaction, c'est lorsqu'elle salue la qualité de l'organisation de la commande publique. C'est-à-dire la collectivité de Corse aujourd'hui, c'est le premier donneur d'ordre des collectivités en Corse. C'est un volume important. C'est aussi un secteur particulièrement exposé et que nous avons identifié comme tel dans le cadre de notre délibération pour la lutte contre les dérives mafieuses et pour la construction d'une société corse libre, apaisée et démocratique. On a fait un gros travail, politique, un gros travail administratif sur plusieurs années, plusieurs mandatures. Et moi, je tiens à saluer l'engagement des femmes et des hommes qui travaillent au sein de la commande publique. Un élément aussi qui vient l'attester, c'est la faiblesse aujourd'hui des contentieux par rapport à des périodes précédentes. Ce qui signifie aussi que nous avons sécurisé et également que nous avons amélioré. Alors, bien sûr, je fais un détour par l'actualité. Le président du Conseil exécutif a évoqué l'actualité judiciaire à travers des perquisitions qui ont eu lieu avant-hier et hier. Bon, on ne connaît pas, on sait que c'est dans un cadre d'enquête préliminaire, on connaît la dénomination générique de la procédure, mais on ne connaît pas le contenu de ce qui est recherché par le parquet et par les enquêteurs. Le président du Conseil exécutif de Corse l'a dit, bien sûr, nous sommes à disposition de l'institution judiciaire et on verra ce que donne cette procédure. Ce que je veux dire, c'est que, quelles que soient les démarches entreprises, quels que soient les dispositifs, la perfection et la garantie absolue n'existent jamais. Et donc, même lorsqu'on travaille beaucoup, par exemple, sur la commande publique, eh bien, on n'est jamais à l'abri d'une fuite, d'une entente illicite, d'une infraction volontaire, voire formelle, parce qu'il faut se rappeler qu'il y a aussi des infractions qui sont purement formelles, avec un droit qui est aussi de plus en plus exigeant, de plus en plus complexe et de plus en plus évolutif. Mais globalement, il y a eu donc des améliorations. Par contre, où est-ce qu'il y a des améliorations encore à apporter? C'est dans ce qui est pointé par le rapport ANA. Alors, je ne vais pas énumérer. Dire quand même qu'en termes de volumétrie, c'est faible, les reproches qui sont faits. Lorsqu'on voit le nombre de procédures qui sont menées, y compris par exemple des procédures de recrutement, vous avez vu qu'il y a 2 procédures qui sont pointées en disant vous n'auriez pas dû faire comme ça, etc. Des réponses ont été données. Je pense vraiment que là, on était dans un formalisme exigeant qui n'a sûrement pas été totalement respecté, mais je peux dire aussi, très tranquillement, que par exemple, d'un point de vue des logiques de recrutement, eh bien, nous sommes dans un degré de transparence
d'équité et d'égal accès à l'emploi public qui me fait dire, et je le dis volontiers, que nous sommes en cohérence totale avec l'engagement qui avait été le mien de faire de la collectivité de Corse une maison de cristal. Je sais qu'on a beaucoup été critiqué là-dessus, mais moi je l'assume. J'assume et cet objectif de départ, et ce que nous avons fait pour l'atteindre, et le résultat globalement obtenu, même si, là comme ailleurs, des améliorations peuvent et doivent être apportées. Alors, bien sûr, par exemple, insuffisante formation des agents et des élus. Oui, peut-être. Peut-être que nous devrions nous former plus, y compris spontanément. Sur les agents, question de la formation est à disposition. Peut-être qu'il faut aller plus loin, certainement. Après, je le dis, nous le disons et nous l'avons écrit dans le rapport, il faut tenir compte aussi de ce qu'est notre société et la société corse. Et puis des grandes règles qui ne sont pas seulement celles relatives à la recherche de la probité. Je prends un exemple ou deux exemples concrets. L'exemple de la société de proximité que nous sommes. Une société de proximité, elle génère des risques, objectivement, des risques de proximité qui peut dégénérer en porosité et quelquefois en complaisance. Mais pour l'anecdote, les inspecteurs ont été très surpris en disant « Oui, mais vous comprenez, il y a sûrement des gens qui sont des cousins, ils ont tous le même nom, il faudrait mettre en place des procédures pour veiller à ça. » Je veux dire, je vois Pierre-Paul, si on va commencer à vérifier tous les Pierre-Paul qui travaillent avec la collectivité de Corse ou qui sont élus ou qui ont un rapport, etc., je veux dire, ça devient totalement infaisable. Donc ça ne vaut pas excuse absolutoire, mais c'est aussi notre société qui est comme ça. Un autre exemple, et je le soumets là aussi à votre sagacité, sur un problème qui est complexe, l'évaluation de l'intégrité des tiers. Là, on n'est pas seulement dans la société de proximité, on est à la fois dans la société de proximité où les tiers se connaissent, quelle que soit leur fonction ou leur nature, c'est sûr, mais ça n'empêche pas qu'il faut appliquer la règle. Mais ça touche aussi, à mon avis, aux principes fondamentaux. Et je l'aborde publiquement parce qu'on va demander à l'ANA de suivre la mise en œuvre des efforts que l'on doit faire. Puisque vous vous rappelez, je l'avais dit pendant le débat sur les pratiques mafieuses, la lutte contre les pratiques mafieuses, l'ANA, elle intervient à la fois pour vérifier, mais elle peut intervenir également pour accompagner et conseiller. Elle ne peut pas faire les deux en même temps, mais maintenant que la phase de contrôle est passée, on peut s'adresser à eux pour nous accompagner et nous conseiller. Et donc, par exemple, sur l'évaluation de l'intégrité des tiers, c'est la page 47, l'ANA part d'un constat, en gros, c'est une île dans laquelle, statistiquement, il y a plus d'atteinte à la probité qu'ailleurs. Déjà, moi je le redis, je l'ai dit déjà publiquement, cette statistique, je pense qu'elle mérite d'être affinée. D'abord, parce que quand on est sur des petits nombres, la statistique, elle n'a pas le même sens que sur des grands nombres, des grands volumes de population, des grands volumes d'élus. Deuxièmement, quand on repose sur des condamnations ou sur des poursuites, il y a aussi un chiffre noir de la délinquance qui n'apparaît pas. Donc tout ce qui est poursuivi n'est pas forcément tout ce qui existe. Il peut y avoir un décalage. Et puis il peut y avoir aussi des politiques pénales. Peut-être aussi que la situation en Corse conduit notamment le parquet, les services d'investigation, à être plus vigilants dans l'île qu'ils ne le sont ailleurs. Donc je ne prends pas comme argent comptant la statistique selon laquelle nous serions un territoire plus criminogène qu'un autre d'un point de vue des infractions liées à la vie publique. Il n'empêche que dès lors qu'il y a un risque, y compris s'il n'est pas réalisé, et on sait qu'il y a un risque, il faut être extrêmement attentif. N'empêche, je soumets cette proposition de l'ANA sur l'évaluation de l'intégrité des tiers. Je vous demande de vous mettre en situation, et vous l'êtes souvent, vous l'avez été, y compris en tant que maire, parce que les observations qui sont faites ici, elles valent aussi, par exemple, pour les maires. Donc ils nous disent, dans le rapport, vous devez évaluer la situation de vos principaux partenaires, fournisseurs et prestataires, entités subventionnées, concessionnaires et délégataires, au
au regard des risques d'atteinte à la probité. Par exemple, et c'est l'ANA qui parle, dans le cadre de l'octroi, qui écrit plus exactement, de subventions à des associations, s'assurer que les membres de la gouvernance de l'association ne sont pas liés de façon directe ou indirecte à des personnes notoirement associées à la criminalité organisée. En cas de doute sur l'intégrité d'un tiers, la collectivité pourrait décider de ne pas procéder au versement de la subvention. Ça me paraît impossible à mettre en œuvre. Vous imaginez une association X qui vous fait une demande de subvention sur la base du règlement des aides. Vous prenez la composition du bureau. Vous avez M. Y. Et M. Y, qui est le cousin germain de M. Z, qui a été condamné il y a 10 ans dans un braquage. Qu'est-ce que vous allez dire? Vous allez dire, on ne peut pas parce qu'il y a des soupçons de... C'est pas possible. C'est très difficile à mettre en œuvre. Même chose. Dans le cadre de l'attribution de marchés publics, veillez à identifier les bénéficiaires effectifs des sociétés titulaires ou sous-traitantes et s'assurer qu'ils ne sont pas liés à des personnes notoirement associées à la criminalité organisée. Ça, je le dis, enfin moi, si on me le demande, si je peux discuter avec là, je vais dire que c'est impossible à faire. Ce qu'on peut nous demander, c'est de mettre en œuvre le Code des marchés publics, éventuellement d'avoir des dispositifs de sécurisation supplémentaires. Mais regardez chez le co-contractant et chez le sous-traitant, si dans son environnement, il y a des personnes notoirement liées à la criminalité organisée, on est sur une pente qui est dangereuse. On n'est pas service d'enquête, on n'est pas procureur, on n'est pas juge pénal, et notoirement lié à la criminalité organisée. Je veux dire, où est la présomption d'innocence à ce moment-là? Et en quoi, moi, responsable administratif, je peux décider de refuser un marché public ou de renforcer les exigences vis-à-vis d'une société X et Y parce que quelqu'un dans cette société a un rapport avec quelqu'un qui pourrait être lié à la criminalité organisée? À mon avis, c'est non seulement infaisable, mais ça peut même être dangereux d'un point de vue des grands principes. Donc c'est pour vous montrer, je prends cet exemple, je le dis très sincèrement parce que ça m'a choqué, en tout cas interrogé quand je l'ai lu, parce que ça montre aussi qu'à partir d'une intention louable, on peut arriver à des préconisations qui sont au mieux extrêmement difficiles à mettre en œuvre et au pire potentiellement dangereuses vis-à-vis de grands principes et vis-à-vis des libertés publiques. Ça n'enlève rien au fait que ce rapport existe et qu'il est une aide précieuse à la décision. Donc, une aide précieuse à la décision, et je termine en disant que nous avons communiqué un plan d'action qui a été validé en son principe par l'Agence nationale anticorruption, autour de l'ensemble des recommandations qui nous ont été faites. Il y aura un suivi avec des personnels, des fonctionnaires dédiés, identifiés par le directeur général des services et chargés de la mise en œuvre de ce plan. Je pense que globalement, la collectivité de Corse, d'un point de vue systémique, s'est beaucoup renforcée depuis 2015, d'un point de vue de la mise en œuvre des dispositifs veillant à prévenir, à détecter et, le cas échéant, à sanctionner les risques d'atteinte à la probité. Il y a encore du travail à faire. Nous allons le faire en ayant en tête que, de toute façon, le système parfait n'existe pas et que le système efficace que nous devons construire ne doit pas ne pas être respectueux de l'ensemble des garanties et libertés fondamentales. Merci. Est-ce qu'il y a des interventions sur ce rapport d'information? Oui, Georges. Oui, Monsieur le Président. Nous prenons acte aujourd'hui donc de ce rapport d'information par lequel vous nous transmettez le dossier de contrôle définitif de la collectivité de Corse, réalisé par l'Agence française anticorruption, ainsi que le courrier de votre réponse en date du 2 février. La publication des rapports de l'AFA n'est pas une obligation, mais l'exécutif, vous l'avez dit, s'y était engagé dans la délibération de février 2025 contre les pratiques mafieuses à le transmettre aux membres de la Commission, ce qui a été fait le 22 avril dernier, et vous l'avez précisé. J'en retiens pour ma part deux dimensions. D'une part,
Malheureusement, le décalage entre l'ambition affichée et l'ineffectivité dans l'action. Mais vous l'avez dit, vous l'avez précisé, et vous en avez fait état lors de la présentation de ce rapport. En effet, le dispositif d'audit interne voté en juillet 2022 n'est pas encore opérationnel et la tutelle sur les satellites est trop diffuse pour avoir un niveau de contrôle satisfaisant. Les délibérations de décembre 2019 et février 2020 sur l'éthique et la déontologie sont malheureusement restées lettres mortes en l'absence de pilotage effectif et vous en avez donné les raisons. Ce volume, d'autre part, et c'est utile d'avoir des données de cette nature de mémoire, c'est la première fois que nous en disposons, la Corse, statistiquement présentée comme étant en tête des régions métropolitaines en termes d'atteinte à la probité, je rappelle le chiffre, 9,3 pour 100 000 habitants, avec principalement des prises illégales d'intérêt, favoritisme et détournement de fonds publics. Les régions suivantes étant PACA, 1,19 pour 100 000 habitants, et l'Île-de-France, 1,08 pour 100 000 habitants. Les 10 autres régions étant bien en deçà des 0,70. Ce volume dont bénéficie, je dirais, la Corse demeure évidemment préoccupant, rapporté à la taille de l'île, mais il devient méthodologiquement fragile dès lors que l'on prétend en déduire une théorie globale d'emprise mafieuse. Il y a donc du travail, et vous l'avez dit. J'ai lu dans le quotidien régional le 11 mai dernier que la ligne de défense, si l'on peut la caractériser ainsi, consistait à dire, et vous l'avez dit aussi, qu'avant rien ne se faisait sur le sujet et que votre majorité, c'est vrai, a été la première à s'y pencher. Il faut dire aussi que cette majorité, qui a présidé à l'avènement de la collectivité unique, accouchant aussi d'une entité administrative aussi concentrée, distante du terrain avec des enjeux financiers aussi importants, alors même qu'au niveau national et européen, la complexité des normes ne cesse de croître, et vous l'avez précisé, fait peser sur les élus locaux des risques grandissants. C'est donc normal que vous soyez emmenés à prévenir de tels risques ou de telles éventualités. Dans la douzaine d'observations que vous venez de retracer sur ce rapport, on retrouve, vous l'avez dit, les lacunes que j'évoquais au début de mon propos, à savoir la cartographie des risques engagés, mais incomplète et sans plan d'action formalisé. Absence aussi de formation, vous l'avez dit, et de sensibilisation des élus et agents au risque de probité. Absence de dispositif d'évaluation de l'intégrité des tiers. Encadrement insuffisant des satellites en matière de probité, bref, insuffisance du dispositif total de maîtrise des risques. Les recommandations aussi, au nombre de 12, visent à y répondre point par point. Sur le principe, il n'y a pas de difficulté, de remarques ou d'opposition particulière, si ce n'est que plusieurs d'entre elles, pour ne pas dire la plupart, avaient déjà été évoquées en 2022, voire avant, si on remonte à la délibération de 2019 sur l'éthique et la déontologie. Dans votre réponse relative, les exemples soulevés par la FA en considérant qu'ils sont anecdotiques sont depuis corrigés. Contrôle de tiers, RH, recrutement, vous l'avez dit, mais je vous dirais que c'est certainement le cas. Et personnellement, je le crois volontiers. Alors, à quoi bon annoncer des plans d'action que l'on ne tient pas? C'est dommage. Occuper le terrain médiatiquement, vous le savez, ne suffit jamais, si ce n'est pas couplé à une action concrète, mesurable et surtout opérationnelle. L'exemple des agences et offices dont on parle depuis des années en est le meilleur témoignage. Alors, je l'ai dit en préambule, il n'y a pas de vote à émettre puisque la délibération n'est qu'une prise d'acte. Mais à la dernière page du rapport, il y a des pistes clairement évoquées qui ne semblent pas mises aux voix, notamment le fait d'ériger la lutte contre les atteintes à la probité comme un axe majeur ou l'élaboration d'un plan pluriannuel de prévention. Sachez personnellement que nous y souscrivons. C'est un sujet compliqué, très compliqué, et je vous l'accorde. Il n'est pas vrai qu'en Corse, la base citoyenne a moins confiance qu'avant sa représentation politique, même si la complexification des normes n'arrange pas les choses. Mais la crise des vocations est une réalité, et on a pu le voir récemment. 2189 maires ont démissionné en France entre juillet 2020 et mars 2025, soit l'équivalent de 6%. Le phénomène a été multiplié par 4 en 3 mandats,
et touche surtout les communes de moins de 3 500 habitants. Alors c'est vrai, la fonction se complexifie, c'est une évidence, et il ne faut pas oublier, vous l'avez dit, que les élus encourent de façon permanente un risque pénal. Il n'y a pas que la CDC qui se penche sur ces sujets, et il y a aussi l'État. Et lorsque je lis dans le Corse Matin de ce jour qu'au sein des services préfectoraux, la culture dite du signalement à recommander, je dis qu'il faut impérativement un point d'équilibre. Les articles 40 doivent être fondés et non pas être un moyen de pression sur les élus. Nier les problèmes de notre part serait irresponsable. Mais transformer la Corse entière en terrain mafieux finirait par produire des dégâts considérables. Suspicion généralisée, difficultés de financement pour les entreprises et fragilisation de nos institutions. Vous en faisiez état ce matin, le nouveau président en faisait état ce matin, en l'occurrence Gilles Van Angeli. Nous attendons donc avec grande impatience ce plan d'action qui sera élaboré. Je vous remercie. Merci. D'autres interventions? Oui, Mme Tchane. Merci. Monsieur le Président, chers collègues, je voudrais tout d'abord souligner que ce rapport de l'Agence française anticorruption que nous examinons aujourd'hui est un acte politique important. En effet, présenter ce rapport de contrôle devant l'Assemblée de Corse n'est pas une obligation légale, vous l'avez rappelé. C'est donc un choix politique, celui de la transparence, du débat démocratique et du respect de l'engagement pris devant les Corses, notamment lors de la délibération cadre du 28 février 2025 et en cohérence avec la trajectoire que nous avons collectivement tracée depuis décembre 2015. Je voulais donc démarrer mon propos pour en souligner toute la portée. Alors le rapport de l'AFA, je le lis d'abord comme une reconnaissance. Vous l'avez dit, l'AFA le dit explicitement, la collectivité de Corse s'est engagée dans une démarche tendant à la maîtrise des risques d'atteinte à la probité. Et ce travail, qui a été conduit parfois dans des conditions très difficiles, mérite d'être reconnu à sa juste valeur. Mais le rapport, vous l'avez indiqué aussi, nous invite à aller plus loin, afin que notre ambition politique se traduise de manière opérationnelle dans le fonctionnement au quotidien de l'administration. Cette marge de progression, il faut la regarder en face, car c'est précisément là que se joue la crédibilité de notre engagement. Je note d'ailleurs, et c'est important de le souligner, que la collectivité de Corse elle-même n'a pas fait l'objet, à la connaissance de l'AFA, d'aucune condamnation pour atteinte à la probité, qu'il s'agisse d'élus, d'agents. Et c'est notamment important de le rappeler puisque le rapport dit également que notre territoire est statistiquement exposé, notamment les élus locaux, majoritairement pour des questions de détournement de fonds publics, de favoritisme ou de prise illégale d'intérêt. Ce bilan, il est important. Le rapport, vous l'avez dit, il formule 12 observations et 12 recommandations qui dessinent concrètement le chemin qui nous reste à parcourir. Alors, ces recommandations, il ne s'agit pas d'une simple liste technique. Elles définissent un nouveau palier à franchir pour passer d'une culture de la probité qui a déjà été affirmée à un dispositif qui soit complet, documenté, auditable et opposable dans le fonctionnement quotidien à la fois de notre administration, mais également des satellites, puisque ça a été noté, notamment concernant les agences et offices. Je voudrais bien évidemment faire le lien avec les travaux de la Commission contre les dérives mafieuses que je co-préside et vous dire qu'elle se fera le relais du rapport de l'AFA. Depuis sa création, donc la création de la commission, elle s'est structurée autour de 10 groupes thématiques de travail, dont les travaux font écho aux recommandations de l'AFA, qu'il s'agisse de la commande publique, des activités économiques, de la probité et de la corruption, des finances publiques, de la formation et la sensibilisation ou encore la cartographie des risques. Je vous le dis donc, Monsieur le Président, notre commission peut être, dans la mise en œuvre du plan pluriannuel qui est proposé, un appui concret pour le Conseil exécutif. Ce que nous faisons aujourd'hui s'inscrit dans une continuité que je veux saluer. De la délibération de décembre 2019 plaçant l'éthique au cœur de l'action de la collectivité, aux délibérations de juillet 2022 sur l'audit et le contrôle interne, jusqu'à la délibération cadre de février 2025,
contre les dérives mafieuses, qui est sans équivalent en France et sans doute en Europe, nous avons bâti patiemment un cadre. Le rapport de l'AFA nous dit que ce cadre est solide dans ses fondations politiques. Je pense que ça, c'est très important. Il nous dit aussi qu'il doit maintenant être consolidé dans son application administrative quotidienne et étendu à l'ensemble de l'écosystème public corse. C'est une exigence légitime et évidemment la mise en œuvre que nous allons poursuivre, eh bien, nous l'assumons pleinement. Je soutiens donc les propositions du Conseil exécutif, qu'il s'agisse du plan pluriannuel assorti d'échéances et de responsables identifiés ou encore du suivi annuel devant notre Assemblée. Ces engagements, je le crois, sont à la hauteur de ce que les Corses sont en droit d'attendre de leurs institutions. Et sachez que notre commission continue d'y contribuer activement et que nous sommes là pour construire ensemble des solutions pour une société apaisée. Aringra Diaby. Merci. D'autres interventions? Non. Monsieur le conseiller exécutif. Non, on va travailler dans le sens qui a été évoqué. Merci à Georges Mel et Antonia Lugiani pour leurs interventions. Rappelez quand même que sur les agences et offices, on est en train de généraliser les contrats d'objectifs et de moyens, ce qui renforce quand même la qualité du regard et de la relation entre la collectivité de Corse et les agences et offices. Dire aussi en un mot qu'il y a un paradoxe, mais qui n'est pas seulement du fait de l'Agence française anticorruption, l'AFA, et non pas l'ANA, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, parce que, force de travailler avec Madame Anna Ducreux, il y a un paradoxe à venir pointer des insuffisances, par exemple dans la mise en œuvre de la tutelle, et à ne pas en tirer les conséquences. Je prends l'exemple qu'on a déjà évoqué, mais dans le cas d'une réforme qui est stratégique et essentielle, c'est celle du rattachement, de la création de l'établissement public de commerce et d'industrie de Corse. Donc une réforme très attendue, vertueuse, pour aujourd'hui et pour demain, et moi je crois que vraiment on peut en être extrêmement fier. Un établissement public qui est rattaché à la collectivité de Corse, et la tutelle est transférée de l'État à la collectivité de Corse. Et la loi de finances évalue le financement de la tutelle que la collectivité de Corse est censée exercer au terme de la loi sur cet établissement public à un coût de 10 000 euros. 10 000 euros, c'est un mi-temps, un quart de temps de secrétaire administrative pour un établissement public industriel et commercial qui gère les 4 ports, les 4 aéroports, les 7 ports de l'île, qui a 1100 salariés, etc., etc. Donc ça veut dire qu'il y a une forme d'hypocrisie. Ça veut dire qu'on considère que la tutelle ne doit pas être exercée. Mais après, d'un autre côté, on vient nous reprocher de ne pas le faire suffisamment. Donc, pour dire que c'est un peu difficile. Et troisièmement, il faut effectivement, pour répondre à Antonia Lugiani, alors la commission, elle a été instituée, c'est une volonté politique, il y a de fortes attentes, et je dirais que c'est à nous aussi d'inventer une façon de fonctionner. Je crois que, comme elle est dédiée pratiquement à ce périmètre global d'intervention, elle peut être très aidante. Après, je l'ai dit, on l'avait mis dans la délibération, la commission ne peut pas se substituer, je dirais, au fonctionnement de l'administration. Elle doit respecter un certain nombre de règles, et au-delà des règles, je dirais que le meilleur moyen de construire une relation de confiance, c'est aussi de ne pas donner en permanence à ses interlocuteurs l'impression qu'ils sont suspects. Donc c'est à intégrer aussi, et je termine là-dessus, c'est pas parce qu'aujourd'hui en Corse il y a un risque objectivé de dérive mafieuse ou d'emprise mafieuse, le risque existe, il se matérialise par bien des aspects, mais ça ne veut pas dire que toute la société corse est mafieuse, et on ne peut pas rentrer non plus en permanence dans un soupçon généralisé
qui après conduit à une forme de totalitarisme aussi, et qui en plus est totalement contre-productif, parce que quand vous commencez à vous aliéner des gens qui sont honnêtes, parce que vous les traitez comme des malhonnêtes, en fait c'est le début de l'affaiblissement de la lutte qu'on prétend mener ensemble. Donc voilà, un chemin qui est étroit, mais qui existe. Eh bien, merci. Donc, c'est une prise d'acte. Donc, je constate que tout le monde a pris acte. Et je vais laisser le soin à la présidente de reprendre sa place. Merci, Monsieur le Vice-président. Bien, donc nous allons examiner maintenant, ne partez pas s'il vous plaît, parce qu'on a besoin des quorums pour les votes qui vont intervenir. Donc nous allons analyser le rapport 82 à la suite ce matin du rapport présenté par l'exécutif relatif aux modalités de désignation des membres de la commission d'appel d'offres et de la commission de délégation de services publics. Donc, cela a été fait. Est-ce que Monsieur le Président de l'exécutif voulait rajouter quelque chose? Sinon, nous, on a les propositions de l'Assemblée. C'est bon? Parfait. Donc, pour la commission d'appel d'offres, vous êtes mis d'accord. Je vous en remercie. Donc, les titulaires seraient Louis Pozzo-di-Borg, Odiouan Toulemao, Paul-Louis Gianecchini, Chantal Pédinier et Pierre Paul. Et les suppléants, Antoine-Joseph Peraldi, Anna-Maria Colombani, Joseph Savelli, Pierre Guidogne et Saverio Luciani. Alors bien sûr, chaque suppléant, dans l'ordre que j'ai indiqué, est affecté à un seul titulaire. Hein. Voilà. Donc ce sont des binômes. Est-ce qu'il y a des interrogations? Non. Donc je crois qu'on peut mettre au vote, si vous en êtes d'accord. Mais je pense qu'on est dans la lignée de ce matin. Est-ce que vous voulez un vote à bulletin secret? Non, non. Très bien. Donc, on est obligé de vous le demander, c'est réglementaire. Donc, très bien. Donc, je mets au vote ces 5 binômes. Bon, je mets au vote la liste qui vous a été donnée tout à l'heure. Qui est contre? Qui s'abstient, qui ne participe pas, qui est pour. Tout le monde est pour. Donc, voilà, Monsieur le Président de l'exécutif, les membres de l'Assemblée de Corse qui seront membres de la commission d'appel d'offres. Concernant la CDSP, donc, on procède selon les mêmes modalités, si vous en êtes d'accord. Donc, les titulaires seraient Louis Pozzo-di-Borg, Odiouan Toulemao, Christelle Combette, Saverio Luciani et Paul-Félix Benedetti, avec chacun ayant pour suppléant, dans l'ordre, Françoise Campagne, Juliette Ponce, Vera Angèle Tiapini, Pierre Paul et Serena Battistini. C'est bon? Est-ce qu'il y a des interrogations sur cette proposition? Bien, nous pouvons passer au vote à main levée. Tout le monde est d'accord? Très bien. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne participe pas au vote? Qui est pour?
Merci. Consultative des services publics locaux. Alors, la proposition est la suivante. Véronique Arrigue, Paul-Joseph Caïtou, Jean-Jacques Louquin, Chantal Pédigné, Pierre Paul et Véronique Pietri. Bien, donc on vote dans les mêmes conditions. Est-ce qu'il y a des questions? Non, donc nous allons voter dans les mêmes conditions. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne participe pas? Qui est pour? Donc, merci. Vote à l'unanimité. Donc, nous devons maintenant procéder à la répartition complémentaire des représentants de l'Assemblée de Corse dans les collèges des électeurs pour les prochaines élections sénatoriales. Alors, bien, alors donc, vous le savez, les sénateurs sont élus au suffrage universel indirect, donc par un collège de grands électeurs, qu'on appelle collège électoral sénatorial. Ce collège est renouvelé en grande partie à l'issue des élections municipales. Elles ont eu lieu donc en mars 2026, puisque les délégués des conseils municipaux, vous le savez, représentent environ 95% des électeurs sénatoriaux. Le prochain renouvellement sénatorial interviendra le 27 septembre 2026 et donc il faut désigner avant le 5 juin les grands électeurs. Voilà. Nous, on est dans une situation un peu particulière parce qu'il y a une collectivité et que la collectivité a ses propres grands électeurs. Voilà, au-delà des collèges municipaux, du collège municipal. Bien. Alors, à la suite, du remaniement qu'il y a eu et aussi je crois qu'il y avait eu des démissions aussi, hein, et des démissions, nous vous avons demandé de bien vouloir nous indiquer, nous allons procéder au remplacement ou des démissionnaires ou des personnes qui ont perdu volontairement ou par le biais du remaniement leur mandat. Voilà. Nous allons procéder d'abord à la désignation des remplaçants dans leur collège d'origine, puisqu'il y a un collège en Haute-Corse, un collège pour la Corse du Sud. Concernant la Corse du Sud, au titre des remplacements donc, et affectations qui doivent intervenir dans la délibération qu'on avait prise en 2022, nous devrions,
sur la base des propositions évidemment des groupes, et en particulier FAPO, où il y a eu beaucoup de mouvements. Mesdames et Messieurs, Elisa Tramoni, Paul Casanova Nicolai, Antoine-Joseph Peraldi, Muriel Fagne, Charles Volimach, Angèle Tiapigny et Jean-Paul Panzani. Donc ça, c'est pour le Sud. Donc il faudrait que ces personnes intègrent le collège. Pour le collège électoral de Haute-Corse, il y aurait, mesdames et messieurs, Antonia Luciani, Jean-Noël Profizzi, Anna-Maria Colombani, Frédéric Dansari, Lisa Francici Paoli, Joan Santoulemao, Paul-Louis Gianecchini, Flora Mattei, Joseph Savelli et Hervé Valdrighi. Donc là, ce sont les remplaçants des conseillers, soit démission ou qui ont quitté, dont le mandat a été interrompu, qui ont quitté leur fonction. Voilà. Donc ça serait la proposition qui figurerait dans l'article 1er de notre délibération. Voilà, et ça c'est le texte qui le prévoit, c'est l'application de la loi. L'article 2, donc, consisterait à désigner, après avoir actualisé la liste initiale en fonction des démissions et remplacements, ce que nous venons de faire. Voilà, maintenant, il faut qu'on désigne les 29 membres appelés à siéger au sein du collège électoral sénatorial, donc dans son intégralité. C'est ça? Il faut revoter. Il faut en tout cas réassembler la liste. D'accord, donc on ne fait pas automatiquement le remplacement. On propose d'abord les remplaçants et ensuite... Mais c'est plus clair. Bon, mettons 2 ceintures et 3 paires de bretelles, donc, et un masque aussi. C'est plus clair comme ça de donner lecture de toute la liste. Voilà, donc je vous lis, alors pour que les choses soient très claires pour tout le monde. Voilà, donc... non, moi je fais tout ce que me dit Serge, voilà, comme ça on ne dira pas que... J'ai fait des choses farfelues. Donc, article 2, donc, désigne, après avoir actualisé la liste initiale en fonction des démissions des remplacements intervenus au sein des mêmes collèges depuis la précédente, les 29 membres appelés à siéger au sein du collège électoral sénatorial de la Corse du Sud, dont les noms suivent. Donc, écoutez bien, collège de Corse du Sud, maintenant, Angelini Jean-Christophe, Antonini Daniel, Arrighi Véronique, Tramoni Elisa, Casanova Nicolai Paul, Caïtoucoli Paul Joseph, Campana Françoise, Casanova Servas Marie-Hélène, Peraldi Antoine Joseph, Colonna Romain, Combette Christelle, Santa Duval, Muriel Fagne, Evelyne Galonis Tria Volimachi Charles, Lucchini Jean-Jacques, Lucioni Don Joseph, Ciapigny Angèle, Mella Georges, Mosca Paola, Nivagioni Nadine, Panzani Jean-Paul, Pédinieri Chantal, Pietri Véronique, Pierre-Paul, Paul Quastana, Seatelli Jean-Louis, Sorba François-Joseph et Tibé Julia. Voilà nos grands électeurs pour la Corse du Sud. D'accord. Pour la Haute-Corse. La composition devient la suivante. Pour la Haute-Corse. Donc oui. Madame la Présidente, merci. Juste un petit besoin d'éclaircissement parce que je ne sais pas si c'est l'heure tardive, je n'ai pas tout compris. Là, cette liste, est-ce qu'on peut proposer une liste je vais le dire très franchement, on a des grands électeurs du groupe du Nord qui ont leur attache dans le Nord et qui se retrouvent dans le Collège du Sud. Est-ce qu'il y a une possibilité à ce stade-là de modifier la liste ou pas, selon le code électoral que vous venez d'évoquer? Et, enfin, je suis surprise de votre interrogation parce qu'il y a eu un échange entre votre groupe et les services encore ce matin. Et tout me semblait... Quand vous voulez faire un nouveau changement, là. Je procède juste à une vérification. Non, c'est une vérification ou c'est une demande là de changement nouvelle. C'est pas pareil, excusez-moi. Je procède à une vérification et je reviens. La vérification a été faite. Donc maintenant, est-ce que vous voulez encore changer quelque chose? C'est ma question. Voilà, vous voulez un autre changement. D'accord. Alors, quel est le changement? Merci. Parce qu'après, en fonction de ce que nous avons voté pour la Corse du Sud, par défaut, les autres sont au nord. Voilà. Juste une logique. Antonia Ligiani se retrouve au nord. Et ce serait bien qu'elle soit au sud.
Et Paola Mosca, ça serait bien qu'elle soit au nord, puisqu'elle est au nord. Juste une petite logique. Et Françoise Campagne, ça serait bien qu'en tant que Oretzing, qu'elle se retrouve. Voilà, juste un petit rééquilibrage géographique. Alors, nous allons suspendre la séance parce que nous en avons discuté hier. Ah oui, et encore ce matin, là nous sommes en direct, donc j'attends que le groupe me donne les bonnes informations. Merci.
Bien. On va reprendre, s'il vous plaît. Bon, moi, je trouve que c'est valide. Fais-toi une belle... Alors, on va être obligé de recommencer puisqu'un vote a été interrompu. En plus. Donc, tout était stabilisé, très clair. Il y a des discussions. Nous sommes nombreux parce que nous sommes en majorité territoriale et que, par conséquent, nous avons beaucoup de grands électeurs. Donc, à la suite des échanges avec le groupe FAPOB, où donc les choses sont à nouveau restabilisées. J'entends bien l'argument selon lequel on peut être résident au nord et devoir voter au sud, voilà. Mais tout cela dépend de la composition de la liste au moment des élections territoriales aussi, quand on arrive en remplacement de quelqu'un. Voilà. Et je comprends aussi qu'on puisse avoir 2 mandats, enfin, on doit voter aussi 2 fois, à 2 titres différents, en tant que grand électeur d'une commune et par ailleurs, membre aussi de l'Assemblée de Corse. Voilà. Donc c'est un privilège, j'ai envie de le dire comme ça. C'est un privilège et il faut l'assumer. Voilà. Bon. Donc je reprends, parce que je suis obligée maintenant de répéter. Voilà. Donc... Dans un premier temps, nous devons désigner au titre des remplacements et affectations devant intervenir depuis la précédente délibération qui date du 28 janvier 2022. Pour l'accord du Sud, je vous propose de désigner mesdames et messieurs Elisa Tramoni, Paul Casanova-Nicolai, Antoine-Joseph Peraldi, Muriel Eufagne, Charles Volimac, Angèle Tiapine et Jean-Paul Panzani. Et pour la Haute-Corse, Antonia Luciani, Jean-Noël Profis, Diana Maria Colombani, Frédéric Dansard, Elisa Francici, Paoli, Diansan Toulemao, Paul-Louis Gianecchini, Flora Maté, Joseph Savelli et Hervé Valdrigue. Il en résulte donc, après avoir actualisé la liste initiale en fonction des démissions, des remplacements intervenus au sein des mêmes collèges depuis la fois précédente, les 29 membres, 29 donc, appelés à siéger au sein du collège électoral de Corse du Sud, qui sont les suivants: Jean-Christophe Angelini, Daniel Antonini, Véronique Arrighi, Elisa Tramoni, Paul Casanova, Paul-Joseph Caïtou, Coly-Françoise Campane, Marie-Hélène Casanova-Servas, Antoine-Joseph Peraldi, Romain Colonne, Christelle Combette, Santa Duval, Muriel Eufagne, Evelyne Gallonidis, Tria Volimaci Charles, Jean-Jacques Lucchini, Donjo Lucioni, Angèle Tiapini, Georges Mella, Paola Mosca, Nadine Nivagioni, Jean-Paul Panzani, Chantal Pedinielli, Véronique Pietri, Pierre Paul, Paul Coastane, Jean-Louis Seatelli, François Sorba et Julia Tiberi. Donc là, c'est pour le Sud. Et donc, de ce fait, sont désignés, après actualisation de la liste initiale, je ne reprends pas tout, pour siéger au sein du collège électoral sénatorial maintenant de Haute-Corse, les 34 membres dont les noms suivent: Luciani Antonia, Jean-Noël Profiti, Serena Battestini, Paul-Félix Benedetti, Didier Biqueray, Jean-Marc Bor, Vanina Borromei, Marie-Claude Branca, Catherine Cognetti-Turchini, Anna Maria Colombani, Frédéric Dansard, Pedranto Filippi, Lisa Francici, Pierre Gionga, Jean-Charles Jabiconi, Josefa Giacometta Pireda, Pierre Guidoni, Vanina Le Beaumain, Diansan Toulemao, Saverio Luciani, Gianecchini, Paul Louis, Mariotti Marie-Thérèse, Maupertu Marie-Antoinette, Mondoloni Jean-Martin, Pierre-Marianne, il faut être précis parce que c'est le collège électoral, Paul-Antoine, Pontevera Juliette, Pozzodi Borgou Louis, Mattei Flora, Savelli Jean-Michel, Savelli Joseph, Terry Guy Charlotte, Valdrigui Hervé, Hyacinthe Vagne.
Alors, je vous demande d'abord de valider, s'il vous plaît, de voter les désignations des remplaçants. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne participe pas? Qui est pour? Très bien. Ensuite, je vous demande de voter, de valider donc la composition. Mais il faudra voter quand même. Hein. Donc, on va valider et on votera la composition du collège électoral sénatorial de la Corse du Sud. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne participe pas? Qui est pour? Voilà. Et je vous demande de valider donc les 34 noms des personnes, des membres de l'Assemblée de Corse qui siégeront au collège électoral sénatorial pour la Haute-Corse. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne participe pas? Qui est pour? Très bien, merci. Donc, les désignations sont faites pour le collège électoral. Bien. Nous avons deux autres points à voir très rapidement avant de passer aux motions. Je crois qu'après, on a fait tous les rapports. Simplement, je remercie donc la Cédénat et la Commission de l'éducation, de la culture et de la cohésion sociale qui ont réussi à désigner leur bureau. Donc, Nadine Univa-John pour la Cédénat comme présidente, Jean-Paul Panzani vice-président et François Sorba comme rapporteur. Je vous demande de voter. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne participe pas? Qui est pour? Tout le monde est pour. Merci. Concernant la commission éducation-culture, Muriel Fagni donc est proposée comme présidente, le vice-président Pedranto Filippi et la rapporteure Frédéric Dansard. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne participe pas au vote? Qui est pour? Bien, tout le monde est pour. Merci. Les motions. Alors, je vous sais que les amendements sont sortis de la commission des lois à l'Assemblée nationale, mais je vous invite un peu de concentration pour les motions. Alors, nous avons deux motions. Qui ont été déposées Donc, moi, à ce stade, j'ai une motion. Une motion qui est déposée par le groupe FAPO. Je crois que c'est Hyacinthe Vannes. Enfin, je ne sais pas qui va la présenter, peut-être Hyacinthe. En tout cas, c'est lui qui l'a déposée. Qui concerne les éoliennes. Je vais la présenter, Madame la Présidente. Merci. Donc, une motion, bien entendu, qui est dans l'actualité pour s'opposer à ce projet d'éolien offshore au large du Cap Corse, un projet démesuré, projet qui va à l'encontre vraiment de notre environnement, projet aussi qui a été initié sans consultation aucune, ni de l'Office de l'environnement, ni de l'AUE, ni même du président du conseil de la collectivité de Corse. Donc, bien entendu, ça a été dit ce matin, nous ne sommes pas opposés aux énergies renouvelables ni à l'éolien, mais si ça vient vraiment détruire ce qu'on a de plus cher, notre environnement, et bien entendu en mer comme sur terre, détruire aussi notre faune, notre flore, pas très loin d'un site exceptionnel du parc marin, bien entendu, nous nous y opposerons aujourd'hui par une motion et demain, si le projet devait se concrétiser, par d'autres moyens qui seront à notre disposition, bien entendu, avec des mobilisations populaires et bien entendu de ce qui s'est fait de mieux. On n'a rien inventé, donc ça s'est déjà fait dans le passé. Je pense qu'on sera nous aussi à la hauteur
pour nous opposer à ces projets complètement démesurés et qui, de plus, nous viennent d'ailleurs. Donc, voilà un petit peu l'objet de cette motion. Je vais vous passer les considérants, mais je vais vous lire ce que l'Assemblée de Corse, ce qu'on propose à l'Assemblée de Corse. Donc, l'Assemblée de Corse affirme que la préservation de la biodiversité marine, des équilibres écologiques et des usages maritimes constitue un enjeu majeur pour la collectivité de Corse. Maintient que tout projet susceptible d'impacter notre île et son environnement doit être apprécié au regard des exigences de sécurité des populations et de la bonne prise en compte des usages et des équilibres du territoire. Rappelle que la collectivité de Corse est pleinement engagée en faveur de la transition énergétique et du développement des énergies renouvelables dès lors que ceux-ci s'inscrivent dans une logique de maîtrise des impacts environnementaux, de respect des usages maritimes, du bénéfice énergétique réel pour le territoire corse. Affirme que la transition énergétique ne saurait justifier l'implantation d'un projet mal localisé, insuffisamment sécurisé sur le plan environnemental et maritime, tel que le projet ATIS. Souligne qu'un véritable statut d'autonomie permettrait à la collectivité de Corse de peser pleinement dans les décisions ayant un impact direct sur son territoire et de construire avec les États et collectivités concernées des coopérations plus équilibrées, notamment en matière de planification énergétique et environnementale en Méditerranée. Exige que l'instruction du projet ATIS intègre pleinement les enjeux environnementaux et de sécurité maritime identifiés, respecte les objectifs de conservation du parc naturel marin du Cap Corse et de l'Agréate et prenne en compte l'ensemble des impacts cumulés sur les écosystèmes marins et des activités humaines. Estime que le projet ATIS n'apporte pas de garanties suffisantes permettant d'en apprécier favorablement l'implantation au large du Cap Corse, s'oppose au projet ATIS dans sa localisation actuelle et au regard des nombreuses incertitudes entourant le dit projet, notamment en matière d'impacts environnementaux, de sécurité maritime, d'effets cumulés sur les écosystèmes marins et d'intérêts énergétiques réels pour la Corse, précise que cette position ne constitue pas une opposition de principe au développement de l'éolien offshore flottant, mais appelle à ce que tout projet de cette nature soit envisagé dans des zones plus adaptées à distance des espaces marins sensibles. Considère qu'un cadre institutionnel d'autonomie permettrait à la Corse d'être pleinement associée aux décisions transfrontalières ayant un impact direct sur son environnement, ses usages maritimes, sa souveraineté énergétique et de définir avec ses voisins méditerranéens des projets compatibles avec ses intérêts fondamentaux. Demande que la France, dans le cadre de la procédure d'évaluation environnementale transfrontalière, associe pleinement la collectivité de Corse, le conseil de gestion du parc naturel marin du Cap Corse et des Agréates et porte auprès des autorités italiennes l'opposition exprimée par la collectivité de Corse au projet ATIS dans sa localisation actuelle et au regard des nombreuses incertitudes entourant le dit projet. Demande que l'avis rendu soit pleinement pris en compte dans la procédure d'évaluation et soit transmis aux autorités italiennes. Demande que la position de l'Assemblée de Corse exprime son opposition au projet ATIS dans sa localisation actuelle et au regard des nombreuses incertitudes entourant le dit projet soit officiellement porté à la connaissance des autorités françaises et italiennes dans le cadre de la procédure en cours. Alors, qui souhaite s'exprimer sur cette motion? Donc c'est la motion, on est bien d'accord, hein? Le texte qui a été lu, c'est la motion de substitution. D'accord? C'est ça, Madame la Présidente. Alors, voilà. concertation avec
Donc, avec qui souhaite s'associer? Je sais qu'il y a eu des discussions. Qui souhaite s'associer à la motion? Corinne Front, oui. Merci. Awansem aussi. Et puis Pierre Jong et son groupe. Pardon. Son binôme. Et on Sophie. Voilà. Donc, tout le monde s'associe. Je m'y associe, bien évidemment, moi aussi. Donc, merci. Eh bien, ça fait plaisir parce que ça rappelle quand même, d'un point de vue historique, du point de vue du temps long, qu'il y a des combats en matière de protection de l'environnement qui, les premiers, ont été livrés en Corse, je vous le rappelle, avec l'Argenté, là, en particulier, les boues rouges. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, au regard des crises énergétiques que nous vivons et de la géopolitique de l'énergie, il va y avoir des mécanismes de prédation qui vont se remettre en route, hein. Ça, c'est évident, mais c'est effectivement inconcevable qu'on puisse prévoir de tels investissements sans consulter les régions limitrophes et impactées. Est-ce que je demande son avis à l'exécutif? Est-ce qu'il me donne son avis? J'ai déjà eu l'occasion d'exprimer la position de l'exécutif avec le président de l'Office de l'environnement, Guy Armanet, donc au moment de la séance des questions orales ce matin suite à la question d'Awansem. Donc le Conseil exécutif, bien sûr, est favorable à la motion et donc défavorable à ce projet d'éolien flottant au large du Cap Corse. Et au-delà de ce projet-là, je crois qu'on a, dans le contexte actuel, à faire valoir la position de la collectivité de Corse sur ce type de projet lorsqu'il peut impacter directement ou indirectement la Corse et ses environs. Je pense aux pêcheurs, je pense à la sécurité maritime, je pense bien sûr à la biodiversité. Et donc, on a besoin de renforcer les prérogatives de la collectivité de Corse lors de qu'elle soit à minima consultée sur ce type de projet et pas de la manière, je dirais, assez cavalière comme ça l'a été sur ce projet-là. Donc ça va nous servir d'expérience pour l'avenir. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Donc, je mets au vote cette motion. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne participe pas au vote? Qui est pour? Donc, tout le monde est d'accord. Merci beaucoup. Le secrétaire général me fait passer la proposition de dérogation au régime ordinaire des temps de travail. On n'a pas dépassé de beaucoup aujourd'hui, on s'en sort bien. Hein. Donc, voilà. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne participe pas? Qui est pour la dérogation? Merci. Est-ce qu'il y a d'autres sujets, des questions diverses? Non. Voilà. Donc, Aringrazia Batuti e ci ridruem concerti spergumas si mu domane in Bastiglia. Per Scola Gorsa.